Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct de la place de l'Hôtel de Ville de Poitiers. Nous allons vivre en direct la phase finale du tournoi Women's Series de basket 3-3, tournoi international féminin. Bonjour Maud Stervinou. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Vous êtes internationale française de basket 3-3. Maud, on va justement retrouver aujourd'hui des Françaises engagées avec l'équipe de France en quart de finale dans quelques instants face à Amsterdam. Et également l'équipe de Paris qui va défier les Canadiennes. Quelles sont les chances de nos deux formations tricolores aujourd'hui de bien figurer et on l'espère d'aller jusqu'en finale? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir nos deux équipes françaises qui ont passé les phases de poule et les chances, elles sont totalement du côté de nos Françaises parce que c'est vrai qu'elles ont proposé du beau jeu, que ce soit l'équipe de France ou l'équipe de Paris. Donc je suis impatiente de voir ce que ça va donner. On découvrira aussi la finale d'un autre tournoi masculin, le Light Quest de Poitiers. On vous en reparlera au cours de cette soirée. Quart de finale, demi-finale et finale du tournoi féminin, plus la finale du tournoi Light Quest masculin. Un beau programme à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. On va se concentrer tout de suite sur le premier match, le premier quart de finale. Il va opposer l'équipe de France à la formation d'Amsterdam. On se retrouve pour la présentation des équipes. L'équipe de France, Maud, qui a réalisé un beau parcours dans ce Women's Series. 2 matchs réalisés hier, disputés face à Neftchi, qui était la meilleure formation sur le papier engagée dans cette compétition. Une belle victoire. Et puis ensuite une deuxième un peu plus serrée contre Ottawa, l'équipe canadienne avec bien certaines internationales dans cette formation. Beau parcours et équipe solide. L'équipe de Laetitia Guapo qu'on voit à l'image. En effet, c'est vrai qu'hier, elles ont montré un visage très sérieux, une volonté de bien faire les choses, peu importe justement comment pouvait répondre leur adversaire. Donc, vous le disiez, Freddy, un match un peu plus facile au début, mais cela s'explique aussi par le fait que Neftchi était un petit peu diminué, notamment une composition quasiment à 3 joueuses, un choix qui a été fait aussi de peut-être un petit peu se reposer sur ce tournoi, mais ça n'enlève en rien que la prestation de l'équipe de France a été solide à la fois offensivement et défensivement. Vous voyez le programme des quarts de finale avec ce match d'abord entre l'équipe de France et Amsterdam, suivi de l'Australie face à Pékin, le Canada contre Paris et le dernier quart de finale, il opposera cette brillante équipe d'Égypte à Ottawa. 2 formations sont passées par les qualifications hier matin, l'équipe de Paris et la formation d'Égypte qui se sont qualifiées ensuite en direct sur France 3 hier dans la soirée pour ces quarts de finale. De belles prestations de ces deux équipes qu'on retrouvera donc dans la soirée pour ces quarts de finale. Il fait chaud encore à Poitiers. Le ciel est un petit peu plus couvert qu'hier, il y a un petit peu plus de vent. L'orage est menaçant, on espère qu'il va épargner cette compétition ce soir. Mais il fait quand même chaud pour jouer au basket 3-3. Il fait chaud, c'est vrai que malgré tout, je pense que les filles ont réussi à s'adapter hier. Elles vont faire la même chose aujourd'hui. Particularité aussi de commencer en ouvrant le tournoi, en jouant le premier quart de finale, parce que c'est vrai qu'en cas de victoire et donc de qualification en demi-finale, il faudra qu'elles patientent encore 3 matchs. Mais voilà, l'équipe de France a l'habitude. Là, on a 4 joueuses vraiment d'expérience qui ont toutes les 4 déjà joué des compétitions majeures, que ce soit une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde. Donc l'enjeu, elles le connaissent et elles ont vraiment la volonté de ce soir montrer encore un beau visage. Allez, avant la présentation des équipes, on va quand même vous rappeler les noms des joueuses présentes dans cette équipe de France pour ce Women's Series de Poitiers. Laetitia Guapo, Marie Manet, Marie-Ève Paget et Marie-Michel Milapi. 4 tricolores qui composent l'équipe de France ici à Poitiers. On l'a vu hier, Marie Manet qui a proposé vraiment 2 prestations XXL, notamment derrière la ligne des 2 points. Elle a fait preuve d'une grande adresse et beaucoup d'activité aussi défensivement. Elle a su amener justement tout le groupe avec elle dans cette même dynamique. Et là, on la sent vraiment leader de cette équipe. Allez, avant le début de cette rencontre, on va vous rappeler les règles. Si vous n'étiez pas avec nous hier ou si vous n'êtes pas des adeptes du basket 3-3, vous ne suivez pas les compétitions régulièrement. 2 équipes de 3 joueurs et un remplaçant s'affrontent sur un demi-terrain avec un seul panier. La possession dure 12 secondes.
Les tirs intérieurs valent 1 point, les tirs extérieurs 2 points et les lancers francs 1 point. La première équipe qui marque 21 points remporte la rencontre. Ou alors celle qui a le plus de points après les 10 minutes de temps effectif, si aucune des deux équipes n'est parvenue à atteindre cette barre des 21 points. Donc celle qui a le plus de points après les 10 minutes gagne la partie. En cas d'égalité, à la fin de ces 10 minutes, eh bien, il y aura une prolongation. La première formation qui marque 2 points remporte le match. Les fautes ont leur importance, puisqu'après avoir concédé 6 fautes, l'équipe sera dans la pénalité. Et donc à la 7e faute, 2 lancers francs seront accordés à l'équipe adverse. Et à partir de la 10e faute, 2 lancers francs et la possession pour l'adversaire. Voilà pour les règles principales de ces compétitions de basket. 3-3, 6e édition du Women's Series de Poitiers, avec le retour de l'équipe de France. Ça faisait quelques années que les Françaises n'étaient pas venues. Elles sont là cette année, elles veulent briller devant leur public. Les tricolores, 11e au classement mondial. Et c'est Marie-Michèle Milapi qui rentre sur le terrain. Le speaker qui avait annoncé Marie Manet. Mais non, c'est pas grave. Allez, concentration. La voilà, Marie Manet. Numéro 1. Championne d'Europe 2022, Marie. Marie-Ève Pagé. Championne du monde 2022, 2e en 2023. 3e en 2018 et 2019. Et Laetitia Guapo, le numéro 1 mondial entre 2019 et 2021. Championne du monde et MVP de la compétition en 2022. Championne d'Europe la même année. Vice-championne du monde l'année suivante. 13 victoires en Women's Series, dont Bordeaux en 2023 et Poitiers en 2021. On n'oubliera pas sa victoire à La Rochelle en 2019 pour les compétitions en Nouvelle-Aquitaine. Belle équipe de France et beaucoup d'ambition pour cette saison de basket 3-3 pour les Bleus qui joueront en blanc. Face à elle, l'équipe d'Amsterdam de Lise Lokulk, son numéro 10, 7e mondiale. Avec elle, Kiona Doubstra, une internationale jeune. Elle évolue aussi à 5 dans la ligue néerlandaise. Et enfin, Kiki Floren, 17e mondiale. Championne du monde et d'Europe des moins de 23 ans en 2023. Et vous voyez, elles ne sont que 3, les joueuses d'Amsterdam. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun changement. Elles vont devoir jouer la totalité de la rencontre. Et évidemment, dans ces conditions actuelles, avec cette chaleur, et face à une équipe qui pourra faire tourner, c'est un net désavantage. Et là, on voit en direct justement le protocole pour déterminer à qui sera la première possession. Donc, pour le réexpliquer un petit peu à nos téléspectateurs qui n'étaient pas là hier, l'arbitre jette la pièce, une couleur est attribuée à chacune des deux équipes. Et le principe étant que la couleur de l'équipe gagnante en fait détermine si elle veut commencer en attaque ou en défense. Je le rappelle, souvent la stratégie de l'équipe de France c'est de commencer en défense, car en cas de prolongation, l'équipe qui a commencé avec le ballon commence évidemment en défense. Donc il y a toute une stratégie à réfléchir autour de ça. Et concernant le petit protocole, on a vu une petite confusion au niveau des annonces des numéros. C'est vrai qu'on aurait tendance à croire que les filles sont annoncées en fonction de leur numéro. En revanche, le protocole veut que les filles arrivent sur le terrain en fonction de leur ranking, de la moins bien rankée à la mieux rankée. Et c'est pour ça donc hier que Marie Manet rentrait en 4e sur le terrain, car elle est aujourd'hui la joueuse la mieux rankée chez les Françaises. Ranking, on le rappelle, c'est le nombre de points qui sont cumulés sur les tournois et qui s'annulent d'une année sur l'autre. Et on arrive justement à gagner des points en participant à des tournois et en gagnant, évidemment. Particularité aussi du 3-3, on voit les deux équipes qui s'échauffent en même temps. Il y a une vraie communion, on voit des échanges de check, presque des encouragements, et c'est vrai que c'est une des valeurs aussi du 3-3, beaucoup de partage, de plaisir et de cohésion. L'équipe d'Amsterdam qui a perdu hier contre l'Égypte d'un point, 21-20, avant de s'imposer contre la Pologne 21-14. À suivre notamment Kiki Floren à droite à longue distance.
précieuse au rebond. 12 en 2 matchs pour elle. C'est intéressant ce qu'elles nous ont proposé hier, les Néerlandaises. C'est vrai qu'elles ont chuté contre les Égyptiennes qui d'ailleurs avec Freddy nous ont agréablement surprises de par leur beau jeu collectif. Donc ça a été une victoire qui a été très courte. Mais elles sont capables de proposer d'excellentes choses collectivement, individuellement. Vous le disiez, Freddy, avec Florène qui est très dangereuse derrière l'arc. Doustra hier aussi qui a fait preuve de beaucoup de pugnacité, notamment au niveau du rebond, et qui a offert pas mal de secondes chances à son équipe. Donc je suis persuadé que l'équipe de France prend la mesure de son adversaire. 5 passes décisives également hier pour Kiki Florène à surveiller donc. Et c'est Doustra qui est la première en action. Au rebond, Marie Manet et la passe pour Marie-Ève Paget. Bien suivi par Florène justement. Allez, Marie-Michèle Milapi. Première tentative ratée. C'est super bien joué ce que vient de faire Marie-Ève Paget justement en proposant beaucoup de profondeur dans sa coupe. C'est du jeu qu'on peut considérer comme du jeu rapide dans le 3-3. Et ça offre aussi justement l'opportunité de trouver des tirs ouverts. Premier point pour l'équipe d'Amsterdam. Signé Keona Doustra. Et on observe l'entrée en jeu de Laetitia Guapo. Marie Manet va laisser sa place. On le rappelle, aussi les changements sont très réguliers sur le 3-3 de par l'intensité que cette discipline demande tout simplement aux organismes. Kulk à longue distance. Et ça rentre. Début parfait pour Amsterdam. Situation de conclusion là défensivement pour les Françaises où elles ont été obligées de switcher un petit peu dans l'urgence. Donc switcher le défenseur de l'une des joueuses s'est retrouvé sur l'autre. Donc situation de mismatch et on est face à une joueuse néerlandaise capable d'artiller à 2 points. Donc elle a été capable de sanctionner et d'avoir la bonne lecture. Allez, Laetitia Guapo, c'est court. Faute au rebond de l'équipe d'Amsterdam. La balle qui sera redonnée à l'équipe de France. Des avantages de taille pour Florène par rapport à Marie-Michèle Milapi. Donc elle a été obligée de concéder cette faute en essayant d'être dans la lutte. Très belle passe, bien joué. Marie-Ève Paget qui se rend disponible. Et Laetitia Guapo qui l'a vu pour le premier point de l'équipe de France. Un peu long ce tir. Ouais, gêné par Marie Manet. Allez, Marie-Ève Paget. Oh, attention, Marie Manet qui a glissé. Elle se relève. Et Laetitia Guapo qui a été obligée de shooter en fin de possession. Marie Manet là qui avait la bonne intention justement en essayant de proposer un jeu de backdoor. Donc la coupe dans le dos de son défenseur qui était en surpression. Bon, malheureusement elle a dérapé mais vraiment les intentions sont bonnes et c'est exactement ce qu'on a vu faire avec Marie-Ève Paget sur l'action précédente. Oui, Marie-Michèle Milapi qui récupère ce ballon dans les mains de Lieslo Kulk. Une des forces de l'équipe de France aussi, c'est notamment cette activité défensive qui leur permet de récupérer des ballons. La faute de Kiki Florène sur Laetitia Guapo. Troisième faute déjà pour Amsterdam en 1 minute 30. Et je pense que les arbitres sont en train de discuter de la nature de la faute qui potentiellement pourrait être considérée comme antisportive. On va voir la décision qu'ils vont prendre et ils restent sur une faute simple. Donc Amsterdam qui mène de 2 points à 1 minute 30 de l'entame du match et Laetitia Guapo qui ramène l'équipe de France à seulement 1 point. C'est intéressant, c'est vrai, c'est important de marquer ces petits lancers francs qu'on considère comme des points faciles. Ne pas avoir des regrets quand on sait à quel point le 3-3 peut se jouer dans un mouchoir de poche. Tous les points comptent. Oui, chaque possession, chaque point. Ouais, les parties sont fermées. La Kulk. La bonne activité encore de Marie-Michèle Milapi. Deuxième ballon qu'elle gagne. Et Laetitia Guapo qui attaque le cercle et qui égalise 3 partout. Allez, ça va mieux pour la France. Allez, l'avantage de taille pour Laetitia. Elle commet la faute sur le shoot. La situation qu'on vient de voir là défensivement, elle est très intéressante de la part de l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit que Laetitia Guapo a pris du retard en chutant sous le panier et Marie-Michèle Milapi qui a anticipé en allant sur le vis-à-vis direct de Guapo et on voit ça nécessite une organisation et pas mal aussi d'entraînement d'être capable de gérer ces situations. Amsterdam qui reprend l'avantage avec ce lancer de Kiki Florène. Marie Manet à 2 points, c'est raté. Le rebond parfait de Marie-Michèle Milapi qui s'est bien détendue pour prendre cette balle et égaliser. Allez, le 1 contre 1 défensif maintenant. C'est bien joué, c'est bien défendu.
Nouvelle faute d'Amsterdam, la 4e. Doustra, elle est vraiment intéressante sur ses qualités de percussion. Elle n'hésite pas à y aller. C'est vrai qu'elle a raté 2 petits lay-ups main gauche, mais les intentions sont vraiment bonnes. Après, elle est bien défendue et Marie-Michèle Milapy était capable d'être dans la dissuasion sans faire de faute. Donc c'est super. Laetitia Guapo qui laisse échapper cette balle. Ouais, belle activité de Marie-Michèle Milapy pour ce début de rencontre. C'est bien, ça va la mettre en confiance. Ce sont des matchs à élimination directe, on vous le rappelle, hein. Les quarts de finale. Seule l'équipe victorieuse poursuivra son parcours. Ah ben, on glisse beaucoup. Là, c'était Marie-Ève Paget. Tout à l'heure, c'était Laetitia. On a eu Marie au départ. Oui, bien joué, Marie-Ève Paget. Et la France qui prend pour la première fois de ce match d'avantage 5-4. Marie-Ève Lorraine, Paget, la réponse, c'est raté. Paget qui est connue vraiment pour avoir une super adresse. Et c'est vrai qu'on sous-estime un petit peu l'importance de ces tirs à mi-distance qui, en 3-3, ne valent évidemment qu'un point, mais qui sont très durs à mettre, notamment en termes de qualité d'appui, d'être capable de s'arrêter après avoir pris de la vitesse sur un départ rapide. Donc c'est vraiment très bien joué de sa part. Ça sera une faute offensive pour Marie Manet sur Florène, là, qui a été accusée de lui attraper les bras. Ouais, c'est la Rochelaise qui a été sanctionnée. La deuxième faute des Françaises. Allez, Laetitia Guapo, ça rentre pas. Très bonne tentative, elle était ouverte, c'est un très bon tir à prendre. Et on retrouve encore Marie-Michèle Milapy avec une grosse activité. Elle est longue cette balle. Ouais, une nouvelle fois. Allez, Marie Manet qui n'est pas en réussite pour l'instant. C'est le temps aussi de rentrer dans le tournoi. C'est vrai que c'est jamais simple le premier match d'une journée. Le problème, c'est que ça peut être le dernier, c'est ce que je disais. Donc il faut vite rentrer dans son match. Mais c'est pas simple, évidemment. Mais cette équipe a justement, pour elle, d'être capable de trouver de l'alternance, d'aller marquer aussi en dessous, de trouver des mid-range, donc des shoots à mi-distance, des lay-ups également, et d'être capable de provoquer des fautes, et donc aller chercher les points aussi sur la ligne des lancers francs. On le rappelle, le système des fautes est avantageux en 3-3. À partir de 6 fautes, c'est 2 lancers francs pour l'équipe adverse. Allez, la possession pour Amsterdam. On vous rappelle, cette équipe qui n'a pas de remplaçante. Et plus le match durera, plus ce sera compliqué évidemment pour elle de récupérer. Il fait chaud, vous le voyez, à Poitiers. Avec des tribunes bien garnies à l'ombre et même au soleil. Allez, Kulk qui est passé et qui égalise. Elle qui a marqué 16 points hier. Ça fait partie des meilleures marqueuses des rencontres d'hier. Kulk, elle a un profil vraiment intéressant. C'est vrai qu'on la voit avec la capacité à driver loin du panier. Pour un profil de joueuse intérieure, c'est intéressant. On l'a vu aller à gauche, à droite. Donc c'est une joueuse vraiment à surveiller. 16 points hier comme Marie Manet du côté de l'équipe de France. Allez, Laetitia Guapo. Bien joué. Qui recherchait encore Marie-Michèle Milapy. Et ce sera la 6e faute pour Amsterdam. Et là, ça va devenir intéressant. À la prochaine faute, les Françaises hériteront de 2 lancers. Et on a joué que 3 minutes 40. C'est une très bonne nouvelle ça pour l'équipe de France. Ouais. Surtout, ça va être important de convertir ces lancers en points. Laetitia Guapo. Allez, chute ouverte pour Marie-Michèle Milapy. Impeccable. Là, encore une fois, une coupe très intéressante de Marie-Ève Paget qui a attiré 2 joueuses et ce qui a permis justement à Marie-Michèle Milapy de se retrouver tout seul et d'avoir ce tir ouvert. La réponse néerlandaise de Kulk qui prend le meilleur sur Marie-Michèle Milapy et qui égalise à 6-6. Vous parliez de ses shoots. Elle a pris un petit peu plus dans l'urgence, elle avait vu le score en bonne meneuse de jeu. Elle avait l'œil sur le temps qui restait, il restait 1 seconde simplement. Et Amsterdam qui repasse en tête, 7-6. Vous avez vu la différence de taille sur l'action précédente. Kulk en a profité. Et voilà, Laetitia Guapo qui a
égaliser, qui vient de piquer ce ballon dans les mains de Doustrà avant d'offrir cette balle à Marie-Michèle Milapi. On sent les Néerlandaises fatiguées et là on a vu Marie Manet inciter Marie-Michèle Milapi justement à faire la faute. On le sait, elles ne sont pas dans la pénalité, c'était important d'arrêter cette coupe. Et c'est une faute encore une fois qu'on considère vraiment comme intelligente, faite au bon moment. Oui, sinon ça aurait été un lay-up facile pour Fleurenne. Marie-Ève Paget qu'on a peut-être un petit peu trop mis. Oui. 4e faute des Françaises. Vous voyez le score, avantage à la France, 8-7. Kiki Fleurenne. Oh, magnifique. 2 points pour l'équipe d'Amsterdam. 9-8 pour les Néerlandaises. Marie Manet, la réponse, c'est court, c'est court. Et Marie-Ève Paget qui va sauver ce ballon et le donner à Laetitia Guapo qui shoot immédiatement. C'est court également, mais encore un rebond pour Marie-Ève Paget. L'interception de Kulk sur cette passe haute et Kulk qui se retourne et qui shoot directement sans réussite. Là on est sur un rythme très élevé, on pourrait appeler ça aussi le up tempo où il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Elle est trop forte cette passe de Marie Manet encore malheureusement. Dans ces conditions ça peut être intéressant d'essayer de replacer un petit peu du jeu pour souffler justement. Même si les Néerlandaises ne sont que 3, il ne faut pas tomber dans ce jeu dangereux qui est de surjouer et de manquer de maîtriser le rythme du match. Kiki Fleurenne, shoot ouvert. C'était Doustrà, pardon. Shoot ouvert, c'est raté. On s'en sort plutôt bien là pour la France. Pour la bataille. Sous le cercle, Marie-Michèle Milapi qui profite de la chute de Kiona Doustrà. Et qui ressort immédiatement et qui vient contrer ce tir de Kulk. C'est vraiment bien joué de sa part parce que une finition pas simple, même si elle se retrouve toute seule. Il y a une lutte avant contre Doustrà. Et depuis tout à l'heure, Kulk, elle est bien à la fois sur le tir à 2 points et sur le drive. Donc Marie-Michèle Milapi maîtrise vraiment bien ses défenses de close-out. Kiki Fleurenne, c'est raté. Ouais, j'insiste, mais sur le bon match pour l'instant de la joueuse de Villeneuve d'Ascq qui rajoute un point. 19, c'est elle qui est la plus en vue dans l'équipe de France là. Allez, la bataille, oh, bravo. Bravo, Liselot Kulk. Malheureusement, chaque balle, ne pas perdre les ballons comme ça. Marie-Michèle Milapi, c'est un gros travail à la fois offensivement et défensivement. Pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, c'est vrai que lorsqu'on est amené à défendre des close-out, donc d'être capable de sortir rapidement sur la ligne à 2 points pour éviter à la fois le tir et le drive, c'est pas toujours évident, surtout quand on a une joueuse en face de soi qui est capable de faire les deux choses. Ça nécessite d'être vraiment fléchi sur ses appuis et prête à lever les bras au bon moment s'il le faut. Donc elle fait un énorme travail là, Milapi. Match indécis, premier quart de finale serré, 10 partout. Il reste un petit peu moins de 4 minutes. Et Amsterdam qui ne commet plus de fautes. Et c'est pas pour ça que les Françaises en profitent. Il va falloir trouver la solution pour forcer le destin du côté des Blanches de l'équipe de France. C'est très bien joué. Oui. C'est bien défendu aussi de la part de Marie-Ève Paget. Ouais, très solide. Joué. Malgré sa différence de taille. Elles essayent de sanctionner encore une fois ce désavantage au niveau de la taille, mais avec des joueuses comme Laetitia Guapo qui ont beaucoup d'activité de bras. Oh, avec la planche, magnifique celui-ci, Liselot Kulk, de la réussite. Amsterdam qui prend 2 points d'avance, 12-10. Ça avait été bien défendu juste avant par Laetitia Guapo. C'est dur à encaisser ça. Ouais, et Marie Manet qui n'a pas pu jouer le rebond bloqué par Kiki Fleurenne. Alors on peut se poser la question aussi, si le corps arbitral, je vais pas dire non plus favorise les Pays-Bas, mais joue un petit peu avec le fait qu'elles ne sont que 3, donc laisse passer peut-être plus de choses. On pourrait croire qu'il y avait une faute là sur Marie Manet, mais c'est vrai que tout ne peut pas être sifflé non plus, donc il faut jouer avec ce facteur-là. Le tout, c'est que ce soit arbitré des deux côtés de la même façon. Exactement. Beaucoup de chutes. Allez, Marie-Ève Paget, tir ouvert, et ça rentre. L'égalisation. Attention, parce que Kiona Doustrà s'est fait mal sur l'action. Et Kulk
avec Marie-Michèle Milapi qui commet la faute. Ce sera la 6e et il y aura un lancer. C'était bien défendu de sa part, mais c'est vrai que Kulk a des vraies qualités de driveuse. Tir de Marie-Ève Pagé est connue encore une fois pour être capable de débloquer des situations en mettant des gros tirs. Elle s'est retrouvée toute seule dans l'axe, mais c'est important de les mettre notamment dans des moments où il y a de la pression et elle permet à l'équipe de France d'égaliser. Voilà, la France qui profite de ce raté de Kulk. Oh, la que de contact. Bien joué. Laetitia Guapo qui s'arrête. Parfait. La spéciale France. Oui, exactement. La France qui reprend l'avantage. Et le public qui encourage. 13-12. La réponse de Kiki Floren. C'est raté. Le rebond tranquille de Laetitia Guapo. Qui glisse encore une fois. Alors on voit Laetitia Guapo et Marie-Michèle Milapi échanger. C'est vrai que ça a manqué un petit peu de lucidité sur cette situation parce que le fait que Laetitia Guapo ressorte au même endroit que Milapi, ça a permis à leurs deux joueuses de changer défensivement et donc de ne plus créer l'avantage qu'elles avaient juste avant. Donc Laetitia Guapo qui indiquait à Milapi d'aller à l'intérieur directement. La France qui est bien en tête, c'est 13-12 pour l'équipe de France. Vous le voyez sur au fond de votre écran là-bas, sur l'écran géant. Oh, la bataille. Dostra, elle est phénoménale sur l'intensité qu'elle met. Attention, Kulk à longue distance. Ça va être trop. C'est raté, ce ne sera pas sauvé. Récupération de la balle pour les Françaises sans conséquence. Donc cette paire de balles. Voilà le score qui est réajusté, 13-12 pour les Françaises. Ça va être tendu jusqu'au bout, ce quart de finale. Et l'équipe d'Amsterdam qui est valeureuse et qui produit du beau jeu depuis le début également. Même si elle s'était inclinée contre l'Égypte, c'était vraiment en toute fin de match d'un point. Elles ont énormément de mérite. C'est vrai que jouer ce genre de compétition avec seulement 3 joueuses sans rotation, c'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Et on les voit fatiguées, mais elles ne sont pas décidées à lâcher. Une place en demi-finale du Women's Series de Poitiers à l'issue de cette rencontre. Avantage à la France d'un point. Juste la possession, la magnifique passe de Laetitia Guapo pour Marie-Michèle Milapi et le 14e point pour l'équipe de France. Et l'interception peut-être. Cette situation, elle était vraiment excellente. On a vu Marie-Ève Pagé venir poser un backpick, donc un écran dans le dos du défenseur de Marie-Michèle Milapi pour qu'elle descende justement pour à la fois créer un switch et permettre à Laetitia Guapo de retrouver Milapi dans son secteur à l'intérieur. Ça va être compliqué de défendre, c'est raté de la part de Kulk. Allez Laetitia, enfoncez le clou. Et ça rentre pour Laetitia Guapo, 15e point pour l'équipe de France, 3 points d'avance. Kiki Floren pour Kulk à 2 points, oh magnifique. Elle est à droite, Lieslo Kulk, 7e joueuse mondiale. Et elle ramène Amsterdam à 1 point. Elle est à droite et elle est clutch et Marie Mané à son tour avec elle la va faute. obtenir les fautes. 2 fautes pour Marie Mané. Ah ça c'est une vilaine faute des Néerlandaises. Ça offre 2 lancers. Et on entend le public de Poitiers qui donne de la voix pour encourager les Françaises. Premier lancer raté pour Marie Mané. Allez, mettre au moins le 2e. Pour mettre Amsterdam à 2 longueurs. Il est réussi, le 2e. 16-14, 1 minute 30. Allez, on oublie de défendre sur Doustra. Qui marque un point de plus. Allez, Marie-Michèle Milapi qui joue. Et ça rentre. Elle a joué, elle a défié Kulk. Très belle adresse de Milapi sur ce match-là à mi-distance. Elle est vraiment précieuse sur ce quart de finale. Ça va être important de défendre les tirs à 2 points. C'est raté, rebond Marie-Ève Pagé. C'était bien défendu par la France. Une faute, mais c'est les arbitres à un moment donné. Il faut quand même siffler ses contacts. Limite, Marie-Michèle Milapi, un rebond de plus et 1 point. Elle va avoir une belle ligne de stats. Et on compte pas les défenses. Allez, 3 points d'avance pour l'équipe de France. Marie Mané sanctionnée. C'est Marie Mané qui est sanctionnée sur ce coup-là.
Je suis pas sûr, je la vois demander un temps mort là, justement, peut-être pour. Il me semble que c'est la 7e faute française. Ouais, en effet, Freddy. Ce qui offrirait donc de lancer à l'équipe d'Amsterdam. Et ce qui pourrait leur permettre de revenir à seulement 1 point et à 45 secondes de la fin de ce match. C'est une donnée qui est vraiment à considérer hein, parce qu'en 45 secondes il peut se passer énormément de choses. Maintenant on va voir si elles vont être à droite derrière la ligne des lancers francs. Il n'y aura pas de lancer franc. Donc alors j'ai pas compris. Pourquoi? Si c'était une faute offensive. Une faute offensive de l'équipe de France qui avait la balle. Donc il n'y a pas de lancer, pardon. Et là, Laetitia Guapo qui est avertie justement parce qu'elle n'a pas laissé assez d'espace à la joueuse néerlandaise pour pouvoir faire sa remise en jeu. Donc un premier avertissement avant une faute technique. Allez, donc 3 points d'avance à moins de 45 secondes de la fin. On recherche quelqu'un. Très long avec la planche peut-être, le rebond pour Kiki Fleuren. Qui décide de la jouer longue pour trouver un tir à 2 points à son tour. Oh et ça rentre et Amsterdam qui revient à une longueur. 18-17. 29 secondes. 1 point d'avance pour l'équipe de France. Mais pour les sessions pour les Françaises. C'est jamais simple hein, de jouer contre des équipes comme ça avec beaucoup d'adresse à 2 points parce qu'elles peuvent revenir très rapidement dans le match. Allez, Laetitia Guapo avec Marie Manet. On fait tourner le chrono. Il reste 3 secondes. On retrouve... Ah non, c'est compliqué. Attention. Attention à l'équipe de Attention France. si Douchtra réussit à 2 points. Non, elle va attaquer le cercle. Oh là là. Oh là là, c'est compliqué pour l'équipe de France puisque le panier est accordé. En plus, Douchtra va se présenter sur la ligne des lancers. Et il reste 11 secondes ensuite. Il y a eu une petite confusion sur l'attaque de l'équipe de France juste avant. Elles ont peut-être été un petit peu trop collectives. Hein. C'est difficile de reprocher ça à une équipe, mais c'est vrai que on aurait peut-être pu tirer avant la dernière passe. Le premier lancé qui est raté par Douchtra. Elle a encore l'opportunité de placer Amsterdam devant avec un point d'avance. Il restera 11 secondes à jouer ensuite après ce deuxième lancé qui rentre. 11 secondes pour l'équipe de France pour au moins égaliser. On va essayer de trouver Milapi à l'intérieur. Ah, c'est raté. Il reste 4 secondes. Le shoot raté au rebond. Il reste 1 seconde. Il faut shooter. Et le shoot est refusé. La victoire d'Amsterdam et l'élimination de l'équipe de France 19-18 en quart de finale de cette compétition Women's Series. Quelle déception pour les Françaises, battues 19-18 par Amsterdam. Allez, on va recueillir la réaction d'une Française, bien sûr, déçue par cette élimination. Mais alors, bravo à l'équipe d'Amsterdam. On va interroger Marie-Michel Milapi. Marie-Michel, vous avez produit un gros match à titre personnel. Mais voilà, ça n'a pas voulu sourire cette défaite d'1 point, 19-18. Quel est votre sentiment? Honnêtement, je suis dégoûté. C'était un match qu'on aurait dû gagner, surtout qu'elles étaient amoindries. Maintenant, on n'a pas su trouver les solutions pour battre cette équipe, qui est une très bonne équipe. Voilà, maintenant, il va falloir se remettre au travail parce qu'on a le prochain WS à Marseille dans quelques jours. Voilà, se rattraper à Marseille. Évidemment, c'est une équipe accrocheuse, hein, cette équipe d'Amsterdam. On l'a vu avec Douchtra, avec l'adresse de Kulk aussi à longue distance. Pas simple à jouer, même si elles n'étaient que 3 quand même. Oui, elles ont eu énormément d'adresses à 2 points. On n'a pas su couper ça. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on regarde et qu'on travaille. Merci beaucoup, Marie-Michel Milapi et l'équipe de France qui s'incline donc ici à Poitiers en quart de finale. Déception quand même, Maud, de voir l'équipe de France s'arrêter en quart. Grosse déception, je pense sincèrement qu'elles avaient la place pour passer. Après, il faut donner beaucoup de crédit quand même à cette équipe néerlandaise qui, malgré le fait qu'elle ne joue à 3, propose collectivement quelque chose de beau, d'intéressant. On le sait, hein, elles sont vraiment dépendantes de ce tir à 2 points. Elles ont été capables de les sanctionner ce soir. Donc c'est compliqué. Maintenant, on va tout donner pour encourager l'équipe de Paris et espérer qu'elles aillent le plus loin possible. L'équipe de Paris qui affrontera le Canada dans le 3e match, mais pour l'instant on va s'intéresser au 2e quart de finale entre l'Australie et l'équipe de Beijing. La présentation des deux équipes. L'Australie face à Pékin, Beijing. L'Australie qui s'est imposée contre Bucarest 21-20 hier.
avant de battre l'équipe de Paris 20-13 pour s'octroyer la première place de sa poule. Beijing qui a mis un petit peu de temps hier à rentrer dans son tournoi, un premier match très compliqué pour elles offensivement, où elles ont mis quasiment 5 minutes à marquer leur premier point sur ce tournoi. Ouais, elle s'est inclinée contre le Canada 18-11 avant de battre la Hongrie 21-11. L'Australie, médaillée d'argent à la Coupe du Monde à Varsovie début juin. Dans cette équipe, Marina Whittle, Lauren Nicholson, numéro 77 Emma Clark, et pour compléter cette équipe, Anna Hank. Emma Clark hier qui a fait aussi une très belle première journée, qui a contribué à malheureusement éliminer notre Française avec son équipe de Bucarest avec un tir énorme dans la dernière seconde. Donc on a là une très belle équipe australienne avec une belle composition. Emma Clark, la deuxième meilleure marqueuse du tournoi avec 18 points, 9 points lors des 2 rencontres, et ce panier décisif, vous le disiez, contre Bucarest, qui a éliminé l'équipe roumaine d'Hortense Limousin, malheureusement pour la Française. Face à cette équipe d'Australie, une formation qui occupe le 14e rang mondial. 3e à Shanghai, 5e à Amsterdam, 8e à Orléans, 11e à Vienne et à Chengdu. L'équipe de Beijing avec dans ses rangs Feng Yishen. À ses côtés, elle porte le numéro 2, Wang Lei Zhang. Lai Lai. Exactement. Comme vous l'appelez, parce que vous avez joué avec elle. Elle porte le numéro 18, Xuemeng Wang. Et enfin complète cette équipe Zijing Zhang, qu'on a vu à droite hier contre la Hongrie avec 8 points marqués. Beijing qui s'était donc incliné contre le Canada 18-11 avant de s'imposer contre la Hongrie 21-11, et qu'on retrouve en quart de finale face à l'équipe d'Australie. Une équipe dont les Australiennes devront se méfier. C'est vrai que la vérité d'un jour n'est pas celle de l'autre. Et malgré le fait qu'hier, l'équipe chinoise n'ait pas forcément proposé le jeu qu'elles ont l'habitude de faire, ça reste une équipe qui commence à avoir d'expérience sur ce circuit des Women's Series, avec des joueuses qui sont très intéressantes, à la fois offensivement et défensivement. Elles mettent beaucoup d'intensité. Donc ça promet une rencontre passionnante. Côté australien, le danger vient de partout. Marina Whittle qu'on a vu à droite à longue distance, on a vu Emma Clark également. Ce sont des formations qui ont l'habitude de s'affronter, notamment à l'Asia Cup. Elles se connaissent bien, elles connaissent les spécificités des deux équipes. Et l'équipe australienne qui est en forme, elle a remporté le Women's Series en Azerbaïdjan le week-end dernier. Elle a également terminé 5e du côté de Shanghai. Et donc Whittle, Clark et Hank ont obtenu la médaille d'argent à la Coupe du Monde à Varsovie début juin, battue par les Américaines en finale, mais juste 21-20 en faveur de Team USA. Ce sera un premier ballon gagné pour les Chinoises sur ce drive manqué justement de Clark. Ouais, parfait, premier très bon service pour Zhang, et premier point pour cette formation de Beijing. Zhang, donc la numéro 10 chinoise, pivot très intéressante, avec un gros volume et une densité physique importante. Donc c'est important de s'appuyer sur cette joueuse à la fois pour les sorties de balles, comme Lai Lai est en train de le faire justement, et sur les jeux de pick and roll, donc les écrans et d'ouverture au panier. Une bonne qualité en plus de toucher sous le panier. Hier elle a été un petit peu embêtée avec les petites qui venaient créer le contact au niveau de ses hanches et de ses genoux, mais elle est vraiment capable d'être très dangereuse offensivement. On vous avait prévenu de l'adresse d'Emma Clark. L'Australienne a inscrit les 2 premiers points de son équipe. Il a manqué un petit peu de précision là, Wang, sur cette passe pour sa coéquipière. Oui, Zhang qui s'était un peu décalé. Et quand c'est pas Clark, c'est Nicholson. Deuxième panier à 2 points. Pourquoi pas? Celui-ci, c'est raté pour Zhang. Elle est capable de les mettre. On l'a vu hier vraiment être dangereuse derrière cette ligne à 2 points.
ça démontre encore énormément de polyvalence de sa part. Ce sont des profils qui sont de plus en plus recherchés dans le 3-3, d'avoir des joueuses capables de tirer de loin, d'avoir des mouvements et des bons fondamentaux aussi dos au panier. Donc ça en fait d'elle une joueuse très intéressante. Des intérieurs capables de jouer à l'extérieur. Exactement, avec beaucoup de mobilité aussi, parce que l'aspect défensif il est très important. On l'a vu avec notre joueuse de l'équipe de France, Marie-Michèle Milapi, justement, qui est capable de le faire. Alors ce tir à mi-distance, de défendre au loin, et c'est un profil précieux. Allez, Zhang pour Wang et Clark qui a bien suivi. Ça a été presque facile pour elle. Elle a juste eu à contrer le ballon au dernier moment. Encore une fois, des joueuses très athlétiques du côté de l'Australie, avec une grande envergure. Une demi-possession pour les Chinoises, 6 secondes maximum. Il va falloir prendre le shoot, bien joué, c'est bien contré par Clark encore une fois. Et c'est la fin de cette possession. Deuxième contre pour Clark en moins de 10 secondes. Faute au départ de l'action des Chinoises. Ce serait une balle pour Nicholson. On va essayer de mettre en place un système. On voit Clark qui essaye de poster une joueuse qui est plus petite qu'elle. On va la jouer de face. C'est de la ramener sous le panier. Et il y a un petit marché là. Oui, exactement. C'est bien défendu de la part de Sun. Je pense qu'elle aurait dû rester vraiment sous le panier face à Sun, justement, qui est vraiment plus petite qu'elle. Préférait s'éloigner. Faute offensive des Chinoises. Ce qui est important de souligner sur ces fautes offensives, c'est vrai que c'est souvent la grande qui est sanctionnée parce qu'elle bouge, mais la patience de la petite, elle est aussi primordiale, justement, de partir au bon moment pour justement éviter que la grande n'ait pas le temps de poser son écran. Et Clark qui poursuit son festival. Cette fois-ci, c'était à mi-distance. Vraiment très à droite, Emma Clark. Elle va céder sa place. C'est Marina Whittle qui entre. 5-1 pour l'Australie. Nicholson. Elle ne faisait pas partie de l'équipe vice-championne du monde, Nicholson. Joueuse plus âgée, 33 ans, double championne d'Australie et maman. Elle s'est jetée là sur les pieds de la Chinoise. Vous le soulignez, Sydney. Nicholson qui est maman. On en voit de plus en plus des joueuses qui sont capables de concilier ces deux rôles, avec aussi des staffs qui leur permettent de le faire. Donc c'est plutôt plaisant pour elle. Interception là de l'Australienne, Henk. Parce que là vous êtes loin de la maison quand même. Oh, Marina Whittle. 2 points supplémentaires et pour l'instant l'Australie gagne 8-2. Elles sont dominantes, on en parlait hier, Freddy. C'est vrai que c'est quand même une des nations qui est favori au titre de ce Women's Series de Poitiers. On pourrait les retrouver en finale face au Canada. Le Canada qui a produit du beau jeu aussi hier. On sent l'équipe bien rodée, l'équipe costaud. Alors on ne le souhaite pas pour la formation de Paris qui va jouer contre les Canadiennes évidemment. Mais voilà, intrinsèquement sur ce qu'on a vu. Et regardez encore une fois Emma Clark. C'est fort ce qu'elle propose. Il y a cette notion un petit peu de jab justement avant de prendre son tir. Donc la volonté de feinter son départ direct et au final elle voit que son défenseur ne bouge pas. Donc elle se permet de prendre le tir et ça fait 2 points supplémentaires pour les Australiennes. Donc on est déjà à 10-2. Oui. En 3 minutes. Je pense que Freddy, on peut se permettre d'imaginer que ça sera un match encore une fois qui va se terminer avant la fin du temps réglementaire. On prend les paris, Maud. On prend les paris. Mais effectivement, oui. Déjà 10 points en 3 minutes.
pour l'Australie. Beaucoup d'adresse, à l'image d'Emma Clark, à l'image de Marina Whittle qu'on a vu à longue distance également. Et avec autant de réussite, Emma Clark qui pourrait être prétendante au titre de MVP si l'Australie venait à remporter la victoire du Women's Series. Activité intéressante encore une fois de Clark là, qui ne voit pas forcément le ballon mais qui garde ses bras en l'air et qui vient justement toucher le ballon malgré elle. Ouais, qui coupe la ligne de passe dans son déplacement. Allez, shoot ouvert pour Sun. Voilà, bien joué. Elle en profite immédiatement. Allez, de quoi relancer l'équipe de Beijing. Nicholson avec Clark. Elle va la jouer, elle va shooter. C'est un petit peu perdu dans son dribble. Ça a compliqué son action et son geste pour tirer. Sun est vraiment resté dans ses appuis. A été capable de la tenir jusqu'au bout. Donc créer un tir compliqué. Ça va être court. Ouais, c'est court. Zhang qui se bat vraiment sur tous les rebonds. Deux joueuses qui viennent tenter de l'arrêter. Ça va lui permettre de provoquer la faute. Pour l'instant, on est sur une bonne gestion des fautes après 4 minutes de jeu quasiment. Il y a 3 fautes pour l'Australie contre 4 pour les Chinoises. On le rappelle, elles tomberont dans la pénalité à partir des 6 fautes, ce qui offrira des lancers francs à chaque faute. Encore une chute. Il va rester 4 secondes. Ah, c'est dommage. C'est dommage cette faute. Seulement 4 secondes dans un endroit du terrain justement où il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Elles auraient peut-être dû tout simplement laisser un peu plus d'espace. Ouais, c'est une faute. Elle est signée Zhang. Va aller s'asseoir. Qui était mal partie pourtant dans cette action et c'est dommage parce que du coup les Chinoises leur redonnent la possession. De main à main pour un shoot parfait de Whittle et 2 points de plus pour l'Australie, 12-4. C'est vraiment très haut niveau ce qu'elle propose Whittle là, sur la qualité de son tir. Il y a peu d'espace. En plus elle a la particularité d'armer son tir assez haut donc c'est difficilement contrable. Mais qu'est-ce que ça défend bien aussi. C'est rapide, mobile, à droit. Ouais, c'est beau. Composition d'équipe intéressante encore une fois par les profils qui sont choisis. On est sur des joueuses qui font toutes plus d'1m80. Une belle densité. Shoot ouvert pour Nicholson. Un peu court. Rebond. Anna Hank. La joueuse qu'on a moins vue pour l'instant. Des 4. Et regardez encore une défense de Marina Whittle. Et qui retrouve Anna Hank. C'est intelligemment joué. Elle a encore une fois bloqué son défenseur dans le dos pour s'ouvrir l'accès au panier. Là, il y aura une faute sur le tir de la numéro 9 chinoise. Les Chinoises vont devoir jouer leur coup et tenter de prendre des tirs à 2 points pour essayer de raccrocher. On le sait au 3-3, ça peut aller très vite dans les deux sens. Elles réussissent pour les lancers francs. Un sur 2 pour Feng Yishen, mais elle prend le rebond. Beijing conserve le ballon. 6 secondes, elle prend le shoot. C'était pas si loin. Whittle au rebond. Avec Clark. Passe pour Hank, qui va s'en sortir et tranquillement inscrire le 15e point. Et voilà, c'est elle qui marque en ce moment, Anna Hank. Le danger vient de partout. Et la défense cette fois-ci de Marina Whittle. Contrarie les plans de Beijing. 7 secondes pour shooter. C'était 3 secondes pour prendre le tir. Elle le prend. C'est raté au rebond, la bataille. C'est Whittle qui s'en sort. Et voilà, encore une palette pour Emma Clark. Le drive et le lay-up.
Whittle qui fait signe là, un petit peu de prendre son temps, construire une attaque. Oh, elle s'en sort magnifiquement, Lauren Nicholson. Zhang qui se fait accrocher dans la raquette. C'est vrai que c'est pas évident encore une fois pour elle. Il y a une grosse lutte sous le panier. Et puis l'Australie n'était qu'à 4 fautes, donc au contraire. Il coûte pas grand chose cette faute. La gestion du temps, la gestion des fautes. Bien joué. Très bon drive là, main gauche. Malheureusement, elle manque de finir avec un peu plus de délicatesse. Oh, attention. Les Chinoises qui sont connues aussi pour être très hargneuses. Elles n'ont pas décidé de lâcher ce match ni de laisser passer leur chance de potentiellement passer en demi-finale malgré l'ogre qu'elles affrontent ce soir. Temps mort. Avantage Australie 17-6 dans ce deuxième quart de finale. Les Chinoises qui ont l'habitude de venir à ce Women's Series de Poitiers et même de s'entraîner au Krebs de Poitiers. Oui. Une relation particulière aussi entre la Chine et notamment cette ville de Poitiers. Il y a un forum qui est organisé au Futuroscope justement autour de cette nation. Et il y a vraiment des relations singulières. Je vois que vous connaissez bien Poitiers, Maud. J'ai eu l'opportunité il y a 3 ans de justement venir passer 3 semaines à ce camp d'entraînement avec l'équipe privée chinoise. Et on m'avait fait un petit point culture justement sur le fait que Raffarin, il me semble. Oui, Jean-Pierre Raffarin, absolument. Avait créé. Premier ministre. Exactement, et qui avait reçu la médaille de l'amitié par Xi Jinping. Donc suffisamment rare pour être noté. Là on voit Emma Clark qui va essayer de jouer le pick and roll et finalement attaque à contre-pied. Et qui va faire une faute offensive justement. Elle a mis son coude sur son défenseur. Et donc ça va être une balle pour les Chinoises. Les deux équipes comptent 6 fautes. À la prochaine, 2 lancers seront offerts à l'adversaire. Elle n'hésite pas, cette joueuse, la oui. numéro 9, à prendre ses tirs et elle a raison. Honnêtement, ce sont des bons tirs. Elle les prend en rythme. Nicholson qui prend son rebond. Et Zhang qui vient dévier ce ballon du pied. Il y aura un temps mort qui va permettre aux joueuses de souffler un petit peu, de peut-être réajuster leur stratégie, même si l'Australie jusqu'à présent est vraiment en maîtrise de ce quart de finale. On les sent sérieuses, appliquées. Pour l'instant, tout se passe bien pour les Australiennes. Emma Clark qui se retrouve vraiment toute seule à 45 degrés. Elle en met un petit peu trop contre la planche. Et 7e faute de l'Australie. 2 lancers pour Zhang. À moins de 3 minutes de la fin de ce quart de finale. 17-6 pour l'Australie. Opportunité d'inscrire 2 points pour Zhang. Premier lancer réussi. Le deuxième est raté, un seul point et 10 longueurs d'avance pour l'Australie. Il y a un petit moment que l'Australie n'a pas marqué. Ce ne sera pas sur ce tir de Clark qui va avoir ce ballon au rebond. Et elle va jouer le 1 contre 1. Raté. Il manque un petit peu de justesse là sur ces dernières finitions. Oui. Encore une fois, malgré l'écart, les Chinoises mettent beaucoup d'intensité. Elles ne rendent pas non plus la tâche si facile que ça aux Australiennes. Mais les Australiennes savent jouer aussi avec beaucoup d'expérience en suivant ces petits rebonds justement et en s'ouvrant l'accès au panier assez facilement. C'est bien joué ça. Allez, shoot ouvert pour Sun.
voit un petit peu d'agacement entre les deux joueuses intérieures. Et donc Lai Lai, la numéro 2 chinoise, qui en bonne intelligence a essayé de trouver sa coéquipière déjà à 2 points, ce qui leur permettrait de se rapprocher un peu plus rapidement qu'un simple panier à 1 point. Et surtout elle avait repéré que la raquette était remplie de joueuses australiennes. C'était une belle passe qu'elle a fait à sa coéquipière. Il ne devrait pas y avoir de lancer non plus là, parce que c'est une faute offensive. J'ai vu qu'un arbitre indiquait de lancer. Non, pas de lancer, faute offensive, la 7e de Beijing. Nicholson qui fait le tour. Elle récupère encore le rebond. Du panier sans réussite. C'est Clark qui va ajuster à 2 points. Ouais, moins de réussite. Alors les Australiennes ont juste un objectif, c'est vous faire mentir, Maud. J'ai l'impression, il leur reste une minute 48. Voilà, elles vont faire dérouler le chrono sans aller jusqu'à 21. On est bien peur en effet. Ouais, ça va vite. En 20 secondes, ça peut être plié. On revoit au ralenti ce ballon qui reste coincé pour la première fois de l'après-midi. On l'a vu plusieurs fois hier. On va essayer de retrouver Henk sous la raquette. Oui. Pour profiter son avantage de taille. Ah oui, c'est bien défendu par la Lei Zhang. C'est honorable, honnêtement, le visage que les Chinoises montrent, parce qu'elles ne veulent vraiment rien lâcher. Elles restent vraiment déterminées jusqu'au bout du temps réglementaire. C'est intéressant de voir ça. Tenter sa chance à 2 points. Un peu long pour Wang. Le rebond pour Clark. Oh. Beau travail d'appui. La belle passe pour Hank. On a vu quand même la belle mobilité de Zhang. Complètement, c'est vrai que c'était pas une situation qui était simple à défendre pour elle. Ouais. Allez, il reste 2 petits points à marquer. Pour vous donner raison. Allez, pourquoi pas Clark. Elle va prendre le shoot. Non, la belle passe pour Hank une nouvelle fois. C'est raté. On est rentré dans la dernière minute. L'Australie mène 19-7. Allez, à 2 points. C'est raté. Le rebond pour Clark. Les Chinoises qui ont manqué cruellement d'adresse sur ce match. Mais c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec le 5-5. On a tendance à croire qu'il y a des jours avec et des jours sans. Alors il y a une part de vérité évidemment dans cette phrase. En revanche, on se met en rythme aussi défensivement en gagnant des ballons, en essayant de créer des bons tirs, en ayant aussi plus de rythme. Et là, c'est pas forcément toujours des tirs bien construits qu'elles ont eu. Donc ce qui peut expliquer aussi justement ce manque d'adresse. Balle de match pour Lauren Nicholson au lancer. Si elle convertit son deuxième, l'Australie s'imposera avant la fin des 10 minutes. Et vous donne raison, Maud, bien vu. L'Australie qui s'impose 21-7 face à Beijing et qui se qualifie pour les demi-finales. L'Australie qui retrouvera donc Amsterdam, premier qualifié aux dépens de l'équipe de France tout à l'heure sur le score de 19-18. Succès plus facile pour l'Australie face à Beijing, en tout cas au niveau du score. 21-7 pour les Australiennes. 3e victoire en 3 matchs pour l'équipe d'Australie. On voit quand même des sourires qui font plaisir malgré la rivalité entre les deux nations. C'est vrai que les Chinoises reconnaissent avec beaucoup de fair play et d'humilité. Je pense que les Australiennes étaient trop fortes pour elles ce soir. Le shoot de Clark qu'on revoit au ralenti. Celui de Sun. Marina Whittle à longue distance également. On l'a vu aussi au contre. Le drive de Clark. La passe pour Hank de Clark. Et pour conclure, Lauren Nicholson sur la ligne des lancers qui inscrit les 2 derniers points de cette rencontre. Et la victoire de l'Australie 21-7 face à Beijing. Les Chinoises qui sont donc éliminées en quart de finale. 3e quart de finale de cette soirée
de Women's Series ici à Poitiers. L'équipe du Canada face à la formation de Paris-Île-de-France, les dernières Françaises en lice à Poitiers. Si on veut un cocorico final. Les Néerlandaises ont été capables de déjouer un petit peu les pronostics, donc j'espère qu'à leur tour les Françaises vont pouvoir vraiment rivaliser avec cette formation canadienne qui est vraiment impressionnante et rodée aussi, hein. On sent vraiment l'expérience dans leur jeu, l'habitude de jouer ensemble. Encore une fois, on peut louer leur qualité athlétique, hein, des deux côtés du terrain, hein, offensivement, défensivement. La doublette entre Paige Crozon et Catherine Plouffe aussi qui est vraiment douloureuse en général pour leur adversaire. Alors le circuit Women's Series est composé d'étapes comme celle de Poitiers. Cette année, il y en a 24 avant une finale. Et c'est le lauréat de cette finale qui est désigné vainqueur des Women's Series. Et sachez que le Canada s'est imposé en 2022, en 2023 et en 2025. Voilà, on a la référence des Women's Series, c'est cette équipe du Canada. La France l'a remporté 2 fois, le circuit Women's Series, en 2019 et en 2024, à l'époque avec Hortense Limousin, Marie Manet, Marie-Ève Paget et Ngone Djok. Et l'Allemagne s'est imposée en 2021, voilà, un circuit qui a été créé en 2019. La règle n'était pas la même d'ailleurs en 2019. Marquer des points et l'équipe qui avait le plus de points gagnait la série. Il n'y avait pas vraiment de finale. Exactement, et c'est vrai que c'est une compétition qui est éprouvante, hein, parce qu'on le rappelle, hein, c'est des tournois qui ont lieu dans les 4 coins du monde. Alors il y a des choix qui sont faits par les sélectionneurs. Aujourd'hui, les équipes privées qui arrivent ont l'opportunité de participer à quasiment tous les tournois justement en payant et en achetant leur droit d'entrée, contrairement aux nations qui doivent justement performer et avoir des résultats pour pouvoir se qualifier sur les étapes suivantes. Mais c'est vrai qu'il y a toute une organisation, hein, au niveau de la récupération, l'adaptation en fonction du décalage horaire. Et pour prendre l'exemple de la Chine justement qui était à Amsterdam la semaine dernière, elles sont venues à Poitiers en bus, 12 heures de bus pour l'équipe de la Chine. Il faut le temps de récupérer, de s'adapter aussi aux conditions climatiques du pays dans lequel on arrive. Donc c'est vraiment des saisons estivales qui ne sont pas anodines, hein, pour ces joueuses qui décident d'y participer. En termes de scoring, je faisais le point. Maud, Lise Loculque d'Amsterdam qui avait déjà inscrit 16 points, on a inscrit 10 de plus contre l'équipe de France. Elle est donc à 26 désormais. Alors que celle qui menait le classement avant ces quarts de finale, c'est Ranem Mohamed de l'équipe d'Égypte, qu'on verra tout à l'heure, avec 19 points au compteur. Et on va voir la performance de l'Australienne Emma Clark qui en comptait 18 et qui en a ajouté quelques points à son compteur dans cette rencontre face à Beijing. Allez, 3e quart de finale. Vous découvrez l'équipe du Canada. 4e équipe mondiale avec dans ses rangs la 4e joueuse mondiale, Paige Crozon. Catherine Plouffe, qui a déjà joué longtemps en France, 7 saisons en basket à 5. À leur côté, numéro 13, Mérissa Russell. 2e de l'America Cup 2025 avec Paige et Catherine Plouffe. Et complète ce roster Cassandra Brown, la 73e joueuse mondiale. On l'a vu à Bordeaux l'an dernier, elle avait gagné le Women's Series avec cette équipe du Canada. Et elle s'était imposée en finale à Shanghai. 3e de la Coupe du Monde l'an dernier avec Paige Crozon. Elles avaient été battues par les Pays-Bas en demi-finale. Une internationale à 5, Cassandra Brown, qui n'a pas joué en 2026 avant d'arriver sur ce Women's Series à Poitiers. Grosse formation canadienne. Mais en face, regardez le maillot bleu de l'équipe de Paris Région Île-de-France avec dans ses rangs Anna Talic, la championne de Hongrie 2024 et championne de Grèce cette année avec Vironas.
À ses côtés, Zoé Wadou, la boulonnaise. Elle qui avait gagné l'Open Plus de Dijon en 2024 avec l'île Loco. Eve Wembanyama et son numéro 33. Elle avait été présélectionnée pour les JO. Elle a participé à 5 manches de Women's Series l'an dernier avec la France, avec 2 quatrièmes places. Et enfin, elle complète le roster. Camille Droguet, la championne de France et victorieuse de la Coupe de France cette année en basket à 5 avec Basketland. Elle avait été blessée à la main au cours de saison. Elle était revenue pour remporter ce championnat de France. Camille Droguet qui est en tête au classement des meilleures rebondeuses. 14 au total en 2 matchs. Je pense que Zoé Wadou s'est bien illustrée aussi offensivement sur la première journée. On l'a vu à la fois sur le Cudro, donc le tournoi qualificatif le matin, débloquer pas mal de situations pour la France grâce notamment à son adresse extérieure, mais pas que. Vraiment une joueuse capable d'attaquer le cercle avec beaucoup de justesse, beaucoup de QI basket. Décisif contre Rome le matin, comme vous le disiez, puisque 6 équipes passent par les qualifications avant d'entrer dans le tableau final, qui est composé de 10 équipes. Et de ces 6 équipes, on en retient 2, les 2 meilleures évidemment. Et donc cette équipe de Paris s'est qualifiée grâce à un succès contre Rome, celui dont vous parliez, où vraiment Zoé Wadou avait été décisive alors que les Françaises avaient été menées de 5 points. Je pense qu'on a vraiment une équipe de Paris qui arrive décomplexée. C'est vrai que on le sait, les Canadiennes sont attendues sur ce tournoi et sur ce quart de finale. Elles ont vraiment leur coup à jouer parce qu'elles proposent offensivement des choses pertinentes, nos Françaises. Allez, la première possession, elle est pour le Canada. Le premier shoot pour Mérissa Russell. Et elle fait mouche. 1-0 pour le Canada. Eve Wembanyama en échec sur cette première tentative. Paige Crozon également. Et c'est Anna Tadic qui prend le rebond. Paige Crozon aussi, il y a un beau duel contre Zoé Wadou en termes d'adresse. Et Camille Droguet là qui vient inscrire le premier point pour Paris sur un beau drive main gauche. Et les applaudissements du public de Poitiers. Allez, le public qui doit jouer son rôle là. Attention, ne pas laisser Catherine Plouffe seule à longue distance. La sanction est immédiate. On vient vraiment d'assister à une belle démonstration de pick and pop. Alors le pick and pop, c'est vraiment la grande qui vient poser un écran pour la petite et qui s'écarte à 2 points. Donc il y a différentes options. Évidemment, le pick and roll où la grande va rouler vers le panier et le pop, elle s'écarte plutôt. Et on le sait, grâce à ses qualités d'adresse, Catherine Plouffe, elle peut sanctionner à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est vraiment une joueuse dangereuse. Camille Droguet là qui attaque le cercle mais qui malheureusement oublie le ballon. C'était vraiment une bonne initiative de sa part. Bien joué, ouais. Cette volonté d'aller vers le cercle là parce que son défenseur la suivait, donc elle a été mise dans le dos et ça arrive des fois, c'est justement ces petits ballons qui nous échappent. Il va rester 4 secondes seulement. Plouffe qui va se lever et ça va être court. C'est court mais au rebond, Cassandra Brown qui ajoute un point supplémentaire. C'est dommage, l'équipe de France qui avait bien défendu. En effet, c'est dommage et d'où l'importance de rester vraiment concentré les 12 secondes sur ces petits rebonds. C'est important de venir les attraper. Oh, Eve Wembanyama. Deux points pour la France qui vont faire du bien. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de la qualité des écrans de Catherine Plouffe, mais c'est assez impressionnant. Il faut l'avoir en vrai, c'est une joueuse très athlétique, mais c'est solide. En plus, c'est des écrans qui sont légaux parce qu'elle ne bouge vraiment pas. Mais je ne souhaite à personne de se retrouver bloqué entre ses bras. « 5-3 en faveur du Canada. » Allez les Françaises. Faire un stop défensif d'abord. Paige Crozon. Allez, 3 secondes. Elle est obligée de shooter. Malheureusement, Camille Droguet qui commet la faute sur ce shoot. Elle n'a pas l'air forcément d'accord. J'ai l'impression qu'elle pense toucher le ballon. Mais l'arbitre est mieux placé que nous, évidemment, pour prendre la décision. Mérissa Russell sur la ligne des lancers.
Le premier raté, elle en aura un deuxième puisqu'elle shootait à 2 points au moment de la faute de Camille Droguet. Et le deuxième est réussi. Le 6e point pour le Canada, 6-3. Très bien joué ça. Ouais. Bravo. La belle passe dans la course d'Anna Tadic pour Camille Droguet. Le 4e point de Paris. Il y a vraiment deux façons de voir les choses. À la fois, il y a cette erreur commise par les Canadiennes qui se retrouvent à 2 sur la même joueuse. Mais il y a Camille Droguet qui est capable d'avoir la bonne lecture au bon moment. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de souligner et de noter sur cette action. Oui, Anna Tadic, pas en réussite sur ses premières tentatives. Elle inscrit le 5e point. Ce sera une faute au sol. Oui, tout à fait. Dev Wembanyama. Paris qui commet sa 2e faute après bientôt 3 minutes de temps de jeu. C'est important aussi d'être capable de bien gérer cet aspect-là du jeu. Pour pas offrir des lancers francs trop rapidement et trop facilement à son adversaire. Catherine Plouffe pour Paige Crozon. C'est bien défendu de la part des Françaises. Elles ont imposé un tir difficile en fin de possession aux Canadiennes. Très bien joué de la part de Zoé Wadou là, qui met dans le vent son défenseur et malheureusement, je pense que le fait que la passe soit lobée un petit peu trop haute a laissé le temps aux défenseurs justement de revenir. Mais la lecture était bonne et c'est encourageant pour la suite. C'est une bonne situation pour les Françaises, menées 7-5. Après 3 minutes, premier temps mort. Les Françaises sont dans le coup. Les Parisiennes, Paris Région Île-de-France. Le drive de Camille Droguet. C'était bien défendu pourtant de la part de Dev Wembanyama, mais voilà, Paige Crozon a quand même trouvé le cercle sur cette action. Allez, Zoé directement après la mise en jeu, ça n'a pas fonctionné, et pourquoi pas. Elle est capable de mettre ses tirs très rapidement. On voit les Françaises qui communiquent entre elles. Justement, je pense qu'il y a eu un petit problème de spacing, donc d'espace sur cette situation. C'est important d'écarter au maximum le jeu aussi pour rendre la tâche difficile à la défense canadienne. Zoé qui a essayé justement de taper le ballon et au final... elle a perturbé Cassandra Brown. Très bonne défense. Allez, Eve Wembanyama, il faut le mettre. Oui, ça rentre pour Eve Wembanyama. Et Paris qui égalise. Eve Wembanyama qui s'illustre sur 2 beaux tirs à 2 points. Oui, exactement. Et Camille Droguet là, qui réalise une très belle défense, encore une fois par son activité avec son envergure, capable d'être tranchante aussi offensivement dans sa capacité à driver vers le cercle. Et là, elle obtient la faute. Paige Crozon, pareil, un faute sifflé tardivement dès le départ. On aurait pu sanctionner. A été capable de résister au contact malgré tout ligne de fond. Ouais. Camille Droguet, vraiment une joueuse qui a pris une grande ampleur, notamment dans le championnat de ligue féminine en France. On rappelle, championne de France avec Basketland. Oui, super saison de Basketland qui s'offre le doublé. C'est une victoire en finale contre Bourges en championnat. Et une faute de Camille Droguet qui commet la 3e faute des Françaises. En 4 minutes. Elle est vraiment dans une lutte intéressante, Camille Droguet. C'est pas forcément facile face à certains profils. Ouais, shoot ouvert et sanction immédiate de Mérissa Russell. Encore une fois avec Catherine Plouffe pour faciliter ce shoot. Elle est loin, Zoé, là. C'était compliqué pour Zoé Wadou. Avantage au Canada toujours. Je pense que Zoé Wadou est vraiment ciblée. Son tir de loin, on lui laisse très peu d'espace. Je suis convaincu qu'elle va quand même être capable de trouver des situations pour elle. Il y a eu de la vidéo? Probablement. Honnêtement, quand on voit sa performance hier sur l'ensemble de la journée, c'est difficile de... C'était 9 points contre Rome. Et 9 points vraiment à des moments en plus importants. Je me rappelle, elles avaient démarré en perdant de 5 points. Et là, Zoé qui fait sauter son défenseur, c'est super. Allez, pour s'ouvrir le shoot.
Il est raté celui-ci. Dommage. C'était une bonne occasion là de revenir. Le Canada qui a 3 points d'avance. C'est une shooteuse, hein. Il suffit de mettre le premier pour que la série soit lancée. Il faut vraiment qu'elle continue à prendre ses tirs, hein, parce qu'elle est là pour ça. Le panier plus la faute de Cassandra Brown. Un moment délicat pour les Bleus de Paris Région Île-de-France. 11-7. La possibilité d'inscrire un 12e point dans les mains de Cassandra Brown. C'est raté. Et Camille Droguet, hein, qui se jette sur ce rebond. Et qui va prendre le shoot. Dommage. Le ballon qui revient dans les mains de Catherine Plouffe. Elles ont le temps encore, hein. Il faut vraiment pas tomber dans l'urgence. On le sait, ça peut aller vite, mais... Oh, c'est magnifique. Cassandra Brown, le travail, 2 points de plus, 13-7. Bien joué Camille Droguet. C'est parfait, c'est parfait. Elle fait le tour de Cassandra Brown et elle inscrit ce 8e point. Ah ouais, mais tout de suite la réaction. Elle est signée Catherine Plouffe. 14-8, 6 points d'écart. Elle rate pas grand chose, hein, les Canadiennes. Vous nous direz quand même, Maud, si vous voyez le match aller à 21. Il est temps. Votre pronostic habituel. Je préfère émettre une réserve, hein, honnêtement. J'ai envie de faire confiance aux Françaises qui, je pense, sont capables d'avoir une belle réaction. On va compter sur la défense des Parisiennes. Allez, Camille Droguet. En vitesse, elle a fait la différence sur Paige Crozon. Elle est intenable, hein, Camille. Et là encore, en contre. Allez, il faut lever le bras, pas la laisser tirer. En compte pour Zoé Wadou pour ouvrir son compteur, hein, potentiellement, ou continuer à être dans la passe. Oui. La faute de Cassandra Brown sur Anna Tadic. Ce sera une possession pour les Bleus. Anna Tadic qu'on voit là qui participe aussi aux Open Plus. Hein. Bien. Elle a remporté celui de Palavas-les-Flots. 3e de la saison après Le Mans et Béthune-Bruet. 14-8. Temps mort. 3 minutes 52 à jouer. Et il va rester seulement 3 secondes sur cette possession pour les Françaises. Là, on l'a vu après le drive d'Evo Mbanyama, le défenseur qui a mis le ballon dehors. Donc, elles vont essayer de mettre sûrement un système pour trouver un tir rapidement. 3 secondes, on a le temps de faire des choses, hein. On l'a vu hier avec les Françaises, notamment Marie Manet qui a été capable de trouver des tirs à 2 points en peu de temps. Alors, avec beaucoup de justesse. Est-ce qu'on met en situation Zoé Wadou? Zoé Wadou ou Eve Mbanyama ou Eve? Eve qui est à 2 sur 2 sur ce match. Après, c'est vrai que Zoé, ça reste son registre, hein, et je pense que... Eh ben non. On va jouer à l'intérieur sur Anna Tadic. Malheureusement, 3 secondes se sont écoulées avant la tentative d'Anna Tadic. Honnêtement, en vue de la lutte contre Catherine Plouffe, je pense que ça aurait pu être plus judicieux d'essayer plutôt de trouver un tir, parce que le temps qu'elle prenne contact, justement, on rappelle, hein, Catherine Plouffe, il y a de l'expérience, c'est solide. C'était pas forcément la situation la plus évidente, mais ça a le mérite d'avoir été tenté. Bien joué. Ouais, bien vu. Impeccable, rien à dire. Précision de la passe là de Catherine Plouffe. Hein. La bonne lecture aussi, hein, de Russell qui est capable d'ouvrir au panier. On sent vraiment des joueuses avec une intelligence de jeu développée. Puis des joueuses qui sont toutes grandes, hein, du côté du Canada aussi. Eve qui profite, hein, de la surpression là justement pour attaquer le panier. Continue de mettre beaucoup de pression défensivement aussi. Ouais, bien vu. Encore une fois. Paige Crozon qui est sur la trajectoire de ce ballon. Catherine Plouffe, son 1 contre 1. Elle obtient la faute. Et elle obtiendra un lancer. Attention. Paris qui a commis 6 fautes. À la prochaine, ce sera 2 lancers pour l'équipe adverse, pour l'équipe du Canada. Un seul en tout cas sur cette action de shoot de Catherine Plouffe qui a l'opportunité de mettre le 17e point. C'est réussi. Impeccable, Catherine Plouffe encore sur ce match. Allez. Allez Paris. Camille Droguet, pourquoi pas? C'est raté. Pas forcément un tir évident non plus, mais c'est vrai qu'il restait peu de temps. Il valait mieux tenter quelque chose.
On voit Wembanyama qui laisse sa place à Zoé Wadou. Le Canada 17 points. Il reste 3 minutes, attention. Bien défendre, ne pas commettre de faute. Et il y aura 2 lancers. Faute des Françaises. C'est dur de défendre sur les Canadiennes. On sent malgré vraiment... la bonne volonté, malgré l'engagement. En effet, on sent une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Il y a énormément de succession d'écrans. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre. Et on sent un jeu vraiment fluide. Et je vais me lancer sur mon pronostic. Allez-y, ouais. C'est vrai que les Canadiennes se rapprochent dangereusement des 21 points. Ça paraît compliqué. Prochain panier à 2 points, le match sera terminé. Et Paige Crozon bien défendu. Allez, Zoé. Ouais, ça ne veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer, mais c'est toujours défendu aussi. Hein. C'est pas des shoots faciles. Il y en a eu un tout à l'heure qu'elle a raté effectivement. Elle avait le temps, elle s'était débarrassée de sa vis-à-vis. Ah, c'était bien joué ça, voilà. Provoque la faute. Jeu de passe des Françaises, magnifique. « 19-9 ». Allez Zoé, à la gamelle. Au rebond pour rebond Canada. Avec Catherine Plouffe, est-ce qu'elle va tenter à 2 points? Elle cherche Russell. C'est raté. Sursis pour les Bleus. De Paris, région Île-de-France. Allez, Camille qui va récupérer cette balle. Allez, pour Zoé. Là, le shoot ouvert. Et ça rentre pour Zoé Wadou. 2 points de plus pour l'équipe de Paris, 19-11. 2 minutes. Allez, le public, c'est maintenant qu'il faut jouer le rôle de supporter. Surtout éviter les tirs à 2 points et de commettre des fautes. Hein. Là, il faut à la fois garder suffisamment d'agressivité, mais... Là, c'est compliqué. Catherine Plouffe à 2 points, c'est court. La balle qui va sortir. Allez, nouvelle possession pour l'équipe française. Il y aura un temps mort. Je pense que les Françaises vont vouloir un petit peu parler de leur stratégie pour tenter, tant bien que mal, de revenir. 8 points d'écart pour l'instant. Il reste 1 minute 51 à jouer. Et on entend le speaker de Poitiers qui demande au public de donner de la voix justement pour les encourager, les supporter. Allez, Camille Droguet, cette possession avec Eve Wembanyama. Ouais, dommage. Attention, on shoot à 2 points. Elle a glissé. Paige Crozon. Plusieurs joueuses qui glissent depuis le début de la soirée. Ça peut être le shoot de la victoire avec la planche. Il est signé Paige Crozon et la victoire du Canada. 21-11 en faveur des Canadiennes. Et donc, bien c'est la fin de ce parcours ici à Poitiers pour l'équipe de Paris, région Île-de-France. Passé par les qualifications, Paris région Île-de-France, et qui sort du tournoi. Allez, on va aller poser une question à Eve. Eve. Zoé Wadou. C'est Zoé qui est avec nous. Zoé, comment on ressort d'une telle rencontre? On a vu un gros adversaire, cette équipe du Canada, c'est pas une surprise évidemment. Non, on savait qu'elles allaient mettre de l'intensité, que ça allait être compliqué. Voilà. Le score il reflète un peu l'intensité du match. Après, je pense qu'on n'a pas été mauvaise, juste on n'a pas eu trop d'adresse. On sort aussi d'une journée difficile hier, donc je pense que c'est ultra positif pour nous et on tombe contre une belle équipe du Canada, donc c'est positif. Oui, c'est positif. Maud. Non, honnêtement, je trouve que Zoé, t'as tout dit. Je pense qu'il y a eu un léger manque d'adresse. Pour autant, vous avez vraiment joué droit dans les yeux. Et félicitations pour à la fois ton parcours individuellement et collectivement. Et j'espère que pour Paris, ça sera beau à la suite des Women's Series. Merci. Non, ouais, je pense que là, on construit des choses et je pense qu'il faut juste qu'on continue, qu'on prenne du plaisir, c'est plus important. Et rendez-vous la prochaine.
Exactement, merci, le rendez-vous est pris, on vous attend à Poitiers l'année prochaine. Merci Zoé. Allez, reste encore un quart de finale, le dernier. L'équipe d'Égypte face à Ottawa, c'est le dernier quart de finale de ces Women's Series qu'on va suivre en direct sur France.tv et sur Noah. Nous sommes ici à Poitiers pour cette 6e édition des Women's Series. Comme l'Égypte qui affronte une équipe d'une ville comme Ottawa. Le beau discours de Zoé Boidou qui a montré son adresse, notamment, on le disait, face à Rome. Cette belle équipe de Paris, région Île-de-France, qualifiée donc hier matin, qui a réussi à se hisser en quart de finale et qui est tombée face à cette magnifique équipe du Canadien. On va retrouver des Canadiennes justement dans le match suivant, le dernier quart de finale, puisqu'on va suivre la formation d'Ottawa qui va affronter l'équipe d'Égypte, elle aussi passée par les qualifications. Les Égyptiennes, elles s'étaient imposées contre l'Azerbaïdjan 21-10 et contre le Bénin 21-11. Une belle victoire contre Amsterdam, 21-20 pour l'équipe d'Égypte. Ensuite en phase de poule. Et un succès 21-11 contre la Pologne. C'est l'équipe surprise. Mais quel talent, quel collectif surtout, j'allais dire, Maud. Quel collectif, hein. C'est vrai qu'on le sait, hein, c'est surtout Soraya, donc la numéro 8 égyptienne qui est mise en avant dans cette équipe généralement. En revanche, hier, on a vu une joueuse comme Ranem ou encore Selawi s'illustrer offensivement en proposant un jeu collectif brillant. Et c'est une équipe hier qu'on a pris beaucoup de plaisir à regarder et à commenter. Donc je suis impatiente de voir aujourd'hui leur réaction face à une formation comme celle des Canadiennes. Grant Allen aussi qui depuis le début de ce tournoi est vraiment fabuleuse. Propose vraiment des choses pertinentes aussi pour son équipe. Et on va voir si les Égyptiennes vont être capables justement de couper sa domination. On va suivre cette rencontre avec donc Ranem Mohamed, l'Égyptienne qui totalise 19 points. Alors on ne compte pas les points marqués bien sûr en qualification. On ne compte que la phase de poule et ensuite la phase finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et donc c'est elle, l'Égyptienne, qui a inscrit le plus de points, 19. Elle a été très active puisqu'elle a également 7 passes décisives lors des 2 matchs d'hier. Et une joueuse qui n'a pas fait non plus semblant au niveau défensif. Ah oui. Elle fait vraiment les efforts. Hier, on les a vus gagner pas mal de ballons grâce à leur activité justement, notamment au niveau des bras. Et une joueuse comme Selawi aussi, qui à la fois sur son jeu sans ballon, sur sa capacité à aller au rebond et infatigable. On avait le sentiment hier vraiment que les conditions climatiques ne l'impactaient pas du tout cette joueuse. À droite, à longue distance, on vient de la voir réaliser un panier là qui aurait compté 2 points en match. Elle a inscrit Nadine Selawi 16 points hier, championne d'Afrique 2022. 9 lors du premier match face à Amsterdam et 7 contre la Pologne. Et Ranem Mohamed a pris 10 rebonds aussi. Vous parliez de son activité. On a 19 points, on a 10 rebonds, on a 7 passes en 2 matchs. Gros bilan pour la numéro 15 égyptienne. Ouais, elle a noirci la feuille, comme on aime bien dire dans le jargon. Ouais. Présente dans tous les secteurs, ce qui fait d'elle vraiment une pièce maîtresse de l'équipe égyptienne. Et le ciel qui s'est découvert du côté de la place du Maréchal Leclerc, et c'est une bonne nouvelle pour la suite de cette compétition. On annonçait des orages jusqu'à 18h, 19h. Effectivement, il y en a eu sur le département de la Vienne, mais ils ne sont pas venus jusqu'à Poitiers. Et là, le ciel qui s'est dégagé. Et normalement, si les prévisions sont bonnes, il ne devrait pas y avoir d'orage d'ici le milieu de la nuit. Ce qui permettrait à cette compétition d'aller à son terme, et c'est ce qu'on souhaite évidemment. Encore un quart de finale, on suivra bien sûr ensuite les 2 demi-finales et la finale. Et puis on aura aussi une finale masculine. La finale du tournoi Light Quest qui interviendra juste avant la finale du Women's Series. On va voir un petit peu de basket 3-3 masculin
également, voir les spécificités de la discipline chez les garçons. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce dernier quart de finale avec cette joueuse, la numéro 4, Casey Bosch, que vous avez vu en gros plan. 4e des JO 2024 et vice-championne du monde en 2022. Elle a 13 victoires sur le circuit Women's Series, dont 2 finales en 2022 et 2023. Elle s'était imposée ici même à Poitiers, elle connaît ce tournoi. Elle s'était imposée en 2023. Elle fait partie de cette équipe un peu type des Canadiennes qui pendant longtemps étaient représentées par les sœurs Plouffe, Casey Bosch justement et Paige Crozon. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'elle apporte un certain leadership et une sérénité aussi à cette équipe d'Ottawa, une équipe qui est nouvelle. On voit aussi des nouveaux visages. Et donc, les Canadiennes et le staff canadien, ils ont fait le choix de la faire basculer dans cette équipe aussi pour essayer de trouver un équilibre probablement. Et en tout cas, hier, elles ont montré des belles choses aussi. Parce que comme pour la France, avec son collectif moins de 25, avec le collectif Paris Région Île-de-France et donc l'équipe de France, ça fait en tout 3 collectifs. C'est pareil pour le Canada qui présente cette équipe d'Ottawa, mais les joueuses se sont entraînées ensemble. Exactement, elles voyagent ensemble. Je pense qu'elles essayent de participer au maximum de tournois ensemble, aussi à l'image de l'équipe chinoise, Beijing, qui voyage aussi avec l'équipe nationale, ce qui leur permet aussi tout simplement de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions, de pouvoir avoir des entraînements avec opposition, mettre en place un petit peu leur jeu et progresser tout au long de l'été. L'équipe d'Ottawa qui s'est imposée face à Neftchi hier à 17-13 avant de perdre contre l'équipe de France. C'était le dernier match de la soirée, une défaite 14-11 qui avait permis à la France d'obtenir cette première place de poule, mais qui malheureusement n'aura pas permis aux tricolores de se qualifier pour les demi-finales. Est-ce que vous avez un petit pronostic, Freddy, avant de débuter ce match? Alors c'est difficile, vraiment. Là, je sais pas. Est-ce que l'Égypte va poursuivre sur sa lancée? Mais voilà, l'équipe d'Égypte s'était bien chauffée en gagnant facilement ses 2 premiers matchs hier en qualification le matin. Elles sont rentrées à fond contre Amsterdam et elles avaient réussi à s'imposer 21-20. Là, c'est le premier match de la journée face à une équipe d'Ottawa qui est costaud. Je vais dire l'Égypte quand même avec Ranem Mohamed et puis peut-être Soraya Mohamed justement, qu'on n'a pas trop vu hier, mais voilà, qu'on attend aujourd'hui. On l'avait vu en qualif avec des belles passes. Allez, on commence la présentation de cette équipe égyptienne. Je vais vous poser la même question évidemment, Maud, avec Nadine Selaoui dont on vous a parlé, la championne d'Afrique 2022, deuxième de la Women's Series en Azerbaïdjan en 2023. Ranem Mohamed, championne d'Afrique elle aussi en 2022, vainqueur des Jeux africains de la jeunesse en 2014. Elle a participé à la Coupe du Monde 2023. À ses côtés, Soraya Mohamed, la double championne d'Afrique 2019 et 2022, surnommée la reine d'Égypte. Elle veut qualifier son pays pour les JO 2028. Celle qui porte ce voile sur la tête, et à ses côtés, Mustapha El Sharawi. À vous, Maud, Égypte ou Ottawa? J'aurais tendance à mettre une pièce sur Ottawa et je pense qu'elles peuvent être capables de faire parler leur expérience, notamment au travers d'une joueuse comme Casey Bosch et aussi leur intérieur, Grant Allen, qui hier a été dominante. Et on va voir justement à l'entame de ce match, est-ce qu'elle arrive à embêter Ranem et à l'empêcher justement d'être aussi dominante au niveau du rebond et sur ses finitions. Ça va être un beau duel. Ça va être un beau duel en effet, un duel à suivre de près. Et Nia Sidji Baker fait partie de cette équipe, elle qui a participé à son premier camp d'entraînement en mai. À ses côtés, Jade Belmore, dans l'équipe canadienne, deuxième de la Coupe américaine, battue par les États-Unis en finale. Et médaille d'or aux Jeux panaméricains. Vous l'avez présenté, c'est Grant Allen, 15 points, 8 rebonds hier. MVP de la Champions Cup 2025 et de la finale des Women's Series remportée à Shanghai et même de l'étape à Bordeaux en 2025. Et Casey Bosch,
qui complète cet effectif. Qui fait toujours le show, hein. Honnêtement, une joueuse agréable à regarder et sûrement très agréable à vivre aussi au sein d'une équipe. Et là, on va assister au choix justement de la première possession avec ce jeté de pièces. Et donc, les Canadiennes décident de commencer avec la balle, il me semble. Mais c'est toujours difficile de partir sur un pronostic, notamment sur un premier match d'une journée, parce que on l'a vu, l'adresse peut vraiment varier d'un match à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc ça peut aussi être un facteur déterminant de réussite pour l'une de ces deux équipes. On a noté votre pronostic. Ottawa. On verra à l'issue des 10 minutes ou si les Canadiennes parviennent à marquer 21 points. Si votre pronostic est juste. Ça nous vaudrait une demi-finale 100% canadienne. Et pour la petite histoire, ça m'est arrivé justement de devoir jouer une confrontation contre l'équipe nationale chinoise lorsque je représentais une équipe privée, et il y avait un petit peu cette règle tacite de ne pas forcément avoir droit de battre l'équipe nationale. Alors je pense que le système est différent au Canada. Ah, en Chine c'était comme ça? Et je l'ai appris à mes dépens, parce qu'on oui. m'avait pas prévenu avant. Donc ouais, frustration. pas super sportif, mais bon, chacun ses règles. Allez, on a parlé de ce duel intérieur, vous l'avez signalé. Eh bien, le premier est remporté par Sesha Grantalen. Et une égalisation de Selawi directement sur un tir à mi-distance à de haut niveau. Première faute qui offrira un lancer à Jade Bellemare. Et on voit le premier changement aussi du côté des Canadiennes, Casey Bosch qui va laisser sa place. Ça peut être un choix stratégique aussi pour jouer le rebond justement. Lancé réussi par Jade Bellemare, jeune joueuse, 23 ans, sort d'université. Hanem là qui a l'avantage de taille par rapport à son vis-à-vis, qui en met un petit peu trop sur la planche. Et Encore une Grantalen belle passe. qui elle a su sanctionner sur Soraya justement. Les différences de taille. Bien joué. Oui, parfait. C'est parti sur de bonnes bases ce duel. Et encore une fois, c'est Sesha Grantalen qui prend le meilleur à l'intérieur. C'est Selawi hier qui s'est illustré justement sur son jeu sans ballon. Ce qu'elle a fait là, c'était bien joué, justement d'être capable de faire la passe et de partir en passe et va. Un des fondamentaux du basket, mais lorsqu'il est joué avec beaucoup de maîtrise, peut être vraiment décisif pour une équipe. Soraya Mohamed en échec. Alors que Nia Baker inscrit un deuxième point consécutif. Ils ont manqué de précision là sur cette sortie de balle justement, ce qui permet à Bellemare de l'intercepter. On va chercher encore Grantalen, il va rester 2 secondes. Ouais, tir difficile. Elle n'a pas pris le tir avant à 2 points. Bien joué. Le duel magnifique, ouais. Ah dommage, le move de Hanem Mohamed. On voit beaucoup Nia Baker qui attaque à chaque fois le cercle. Ouais, ça c'est parfait. La vitesse de Nadine Selawi. Le 3e point égyptien. 6-3 pour Ottawa. Le 7e point encore signé. C'est Sesha Grantalen. Oh, la réponse à longue distance et on la voit, de Nadine Selawi. Le point levé, rageur. Mais Grantalen qui s'illustre encore une fois sur ce début de rencontre, elle est vraiment décisive, elle est capable de driver loin du panier, elle est à la fois puissante et rapide. C'est compliqué de défendre une joueuse comme ça. Casey Bosch à 2 points. Bosch, ça rentre également. Voilà, vous pouvez le dire, ça n'ira pas au bout des 10 minutes.
J'ai tendance à croire avec Déjà 9 points en cette moins de belle 3 adresse minutes. de l'équipe canadienne que ça peut aller très vite. Il reste 3 secondes, non, 1 seconde, pardon. On va tenter de jouer Nouvelle son duel. récupération pour Ottawa. Oui, pourquoi pas, c'est court, c'est court. Le rebond pour Nia Baker. Avec Soraya Mohamed qui récupère ce ballon. Pour Mostafa. Bien joué, ça rentre. Mostafa El Sharawi. Le 6e point pour l'Égypte. Becker, elle n'hésite pas à Ouais. être vraiment impactante dans le drive depuis tout à l'heure. Il y a peut-être aussi une consigne à ce niveau-là. Il y a certainement une volonté parce que quand c'est elle sur le terrain, c'est elle qui attaque. Sinon, c'est Chagrin Talen qui fait le même. 17 pour Ottawa. Belle défense. activité. Ouais, Mostafa. Et encore un panier de Nadine Selawi. Le 9e point pour l'Égypte. Quel duel entre ces deux équipes. Il n'y a quasiment pas d'arrêt de jeu. On est obligé de prendre le temps mort, le TV temps mort à 6 minutes 21. C'est là, oui, elle est vraiment bluffante sur cette compétition. On la voit vraiment sur tous les fronts, se battre à la fois défensivement et offensivement, aussi faire preuve de justesse dans la sélection de ses tirs notamment. Et elle est clutch parce qu'elle ramène l'équipe d'Égypte à seulement 1 point d'Ottawa. Donc pour l'instant, on a du mal à déterminer une détermination d'un côté ou de l'autre. Très beau duel entre ces deux équipes. C'est Chagrin Talen qui est de retour. Elle est servie par Jade Belmore et elle ajoute un point. Le 11e. Ouais, domination à l'intérieur de l'équipe d'Ottawa. 3 secondes. C'est bien joué encore. C'est dommage, pas de réussite, mais c'était bien joué. Le ballon sauvé, mais finalement, c'est l'Égypte qui va récupérer cette balle. 11-9 après 4 minutes. Duel offensif. La faute de Jade Belmore. La première seulement d'Ottawa. Belle gestion des fautes des deux équipes. On est loin encore de la ligne rouge à ne pas franchir pour donner des lancers francs justement à son adversaire. Mauvais choix là de lecture, il y avait un peu trop de joueuses. Très bien, belle activité encore une fois. Ouais. Là, c'est Mostafa qui récupère ce ballon. Et Ranem qui y va. Ouais, le 1 contre 1. Bien défendu encore une fois par ses Chagrin Talen. On n'a pas beaucoup de fautes, ce qui explique peut-être aussi ce score déjà élevé. Oui. 11-9. Ça peut être intéressant de commencer à en faire. Cette action, elle était magnifique. Travaillée certainement, mais elle n'est pas conclue. Grant Allen qui là a appris un petit peu de son erreur précédente, qui n'est pas naïve, qui reste bien au sol. Elle l'a compris, Ranem depuis tout à l'heure, elle essaye d'user un petit peu du stop and under justement en essayant de la faire sauter et passer sous ses bras, mais Grant Allen a décidé vraiment de rester droite face à elle. Nia Baker, ça rentre pour Nia Baker. 4 points d'avance pour Ottawa. Et la réponse, c'est raté cette fois-ci pour Nadine Selawi. Mais regardez, si c'est pas Nadine Selawi, c'est Ranem qui a marqué. Oui, à 0 degré justement, elle a fait le choix de le prendre, de ne pas servir sa coéquipière et elle a eu raison. Le panier ne sera pas accordé, mais il n'est pas rentré, il y a une faute offensive. Oui. Un écran considéré illégal justement en mouvement. La deuxième faute d'Ottawa. 11-13 pour les Canadiennes. Possession pour l'Égypte. Ranem qui joue ses coups vraiment. La main gauche. C'est raté au rebond. Grant Talen toujours. Allez, c'est ouvert. Complètement ouvert. Et ça rentre pour Casey Bosch. Le 15e point d'Ottawa.
Ouais, belle Bien passe. Elle a eu du mal à contrôler cette balle. Et en se retournant, c'est évidemment plus difficile. Surtout avec Casey Bosch hein, qui est revenu rapidement. Essaye de défendre. Cette bataille entre les deux joueuses intérieures là. Le ballon qui a touché le pied. Et ce sera une possession pour les Égyptiennes qui sont à 4 points de retard. C'est la Willa qui joue un peu avec son changement de rythme. Techniquement, c'est très fort ce qu'elle vient de faire. Honnêtement, on a tendance un petit peu à sous-estimer ce genre d'action. Et là, elle va être sanctionnée. Oui. Parce qu'elle a défendu justement sous le panier. C'est quelque chose qui est interdit dans le 3-3. Donc elle va prendre un premier avertissement avant potentiellement... Une fois le panier marqué, Exactement. elle a défendu alors que la joueuse canadienne n'a pas pu récupérer la balle. Mais je reviens un petit peu sur l'action qu'elle a faite juste avant, justement, avec cette capacité à s'arrêter presque au niveau de la ligne des lancers francs, faire croire qu'elle va prendre le tir et repartir. C'est vraiment cette notion de changement de rythme que certains joueurs et certaines joueuses maîtrisent à la perfection et permettent de créer des vrais décalages. Allez, les belles actions. Celle dont vous parliez, Maud au ralenti. Retour au jeu, avantage Ottawa, 15-12, 3 minutes 50 à jouer. Jade Bellemore qui trouve Nia Baker, il y aura une faute. C'était avant le tir, donc sans conséquence. Seulement 4 fautes hein, pour les deux équipes total, cumulées. Ce qui est peu hein, à ce stade du match. Et pour autant, l'agressivité est présente. Le beau mouvement, là encore, de Sesha Grantalen qui obtient la faute. Et le lancer. Faute sifflée contre Ranem Mohamed. Il y aura une faute technique. Je pense que les Égyptiennes m'ont un petit peu trop contesté. Elles avaient été alertées il y a quelques secondes avant cette action. Faute technique qui offre un lancer franc. Converti par Sesha Grantalen. Et elle a toujours le lancer franc obtenu sur la faute. Ce qui les rapproche des 21 points qui pourraient leur permettre de gagner le match avant la fin des 10 minutes. On rappelle les règles au 3-3 justement, c'est 10 minutes de temps réglementaire ou la première équipe qui marque 21 points. Je pense que le ballon a rebondi là sur son doigt. Ça a l'air d'aller pour Nadine Selawi. Allez, marqué pour l'Égypte pour rester dans cette partie. Bien joué. Belle situation de backdoor encore une fois, cette coupe dans le dos qu'on voit beaucoup dans le 3-3, qui demande à la fois une bonne lecture et une qualité aussi athlétique pour être capable de repartir comme ça avec beaucoup de vitesse. Et encore une fois, une situation de backdoor. Bien joué. La belle passe de Nadine Selawi pour Ranem Mohamed. Un point de plus pour l'Égypte. 16-13, 3 minutes 18. Est-ce qu'on va avoir une confrontation canadienne, 100% canadienne en demi-finale, ou est-ce que l'Égypte va réussir à inverser le cours de ce match? Pour l'instant dominé par Ottawa. Il y aura une faute de Ranem Mohamed sur Nia Baker. Et encore un lancer offert à Ottawa. Ouais, faute siffler là sur la situation de double part, ce qui lui permet d'obtenir un lancer franc. Impeccable pour Nia Baker, le 17e point d'Ottawa. Bien joué. Casey Bosch qui est sanctionné.
C'est vraiment ça spécial à Ranem, le stop and under, justement de s'arrêter, de faire cette feinte de tir et de finalement de faire un pas décalé pour s'ouvrir l'accès au panier. Généralement, le défenseur pense que l'action est terminée, donc on a envie de sauter pour contrer, mais elle maîtrise bien son mouvement. Son lancer est raté. Elle était pas loin d'interception. C'est Casey Bosch qui vient tenter là le petit flotteur. Ouais. Tir bien connu de Tony Parker justement. Un petit peu court. Ouais, la belle passe par contre de Casey Bosch pour Jade Belmore. Là Ranem encore qu'on retrouve sous le panier. Il y aura un lancer franc. Tony Parker dont vous parliez, qui est entraîneur d'une équipe de France jeune. Exactement, qui connaît sa première expérience avec les U17 cet été et qui serait aussi le futur coach de l'Asvel. Dimanche soir, on devrait avoir la réponse. Savoir si Tony Parker reprendra l'équipe de l'Asvel après Pierrick Poupé, avec un budget annoncé de près de 40 millions. Encore un échec sur la ligne des lancers pour Ranem Mohamed, dommage. Des points qui s'envolent. Et regardez cette belle passe. Oh, la même trop, il y a faute. Elle est sanctionnée, Nadine Selaoui. Un lancer supplémentaire pour Ottawa. « 1m96, c'est Sacha Grandtalen. 1m96 et impressionnante de mobilité, parce que c'est vrai qu'on le sait, ces profils-là, généralement, on les attend plus en dessous le panier. Mais elle a une certaine vélocité aussi qui lui permet d'être vraiment une joueuse intéressante dans cette discipline. Elle est capable de sortir fort là sur le close-out, encore une fois. Close-out, la situation de défense sur les situations de transition. La bonne défense de Casey Bosch. C'est un peu désespéré, c'est là oui. Plus le rebond. Il y a un problème de chrono. Et Ottawa qui est à un tir à 2 points de la victoire avant la fin des 10 minutes. Qui a décidé donc de me donner raison sur ce petit pronostic. Doublement raison parce que vous avez vu aussi la victoire d'Ottawa avant la fin des 10 minutes. Jackpot pour Maud Stervilou. On se rapproche de la fin, ça va être compliqué maintenant de faire des pronostics tant le niveau des équipes est élevé. Et on voit qui est spécialiste. Exactement. Chose de Monaco, Maud. On l'a pas rappelé aujourd'hui. C'est les vacances pour l'instant. C'est les vacances, en effet, une intersaison plutôt longue. On reprend au mois d'août. C'est vrai que ça nous permet un peu de reposer les organismes, mais aussi de se préparer pour la saison à venir. Et puis vous en avez profité pour voir le sacre de l'équipe masculine de Monaco. Exactement, une finale de Betclic qui a été disputée en 5 matchs avec beaucoup de rebondissements, notamment avec suspension de Mathieu Strazel, le retour de Mike James sur le match 5. C'est des finales passionnantes à suivre. Un point de plus pour Ranem Mohamed. Le 14e point pour l'Égypte, mais attention, toujours Ottawa à 19. Monaco qui a pris sa revanche par rapport à l'année dernière, battu justement au 5e match par Paris. Allez, Nadine Selaoui pour relancer l'Égypte, ça rentre, 16e point. Allez, c'est pas fini. Encore elle. Oui, toujours. Un sacré match. Exact. J'avais un petit peu peur qu'elle lui siffle une faute, mais c'est vrai que... Moi aussi, mais c'est les 3 secondes qui sont sanctionnées. Des règles du basket aussi qu'on retrouve à la fois dans le 5-5 et dans le 3-3, c'est cette interdiction de prendre position plus de 3 secondes dans la raquette. Donc l'intérieur a l'obligation de sortir ses appuis pour pouvoir ensuite rejouer dans la peinture. Un temps mort demandé à 1 minute 13. Une possession à suivre pour l'Égypte qui est revenue à 3 longueurs. C'est un match qui peut nous réserver encore des surprises. Oui, l'Égypte n'a pas dit son dernier mot, c'est bien. Du suspense dans cette rencontre. Du beau jeu. Un sacré niveau, évidemment. En tout cas, vous pouvez être sûr que je vais suivre l'Égypte sur la suite de cet été sur les Women's Series, de par ce qu'elles ont été capables de proposer à Poitiers. C'était vraiment très beau collectif. Et c'est plaisant à regarder. Ah, elle est un petit peu forte cette passe de Ranem Mohamed. Quelle belle défense d'Ottawa sur cette action. Et Nadine Selaoui qui n'a pas pu s'emparer de cette balle.
Et du coup, Ottawa qui récupère le ballon pour 12 secondes. Et toujours la possibilité de conclure ce match sur un shoot à 2 points. Oh, le maillot accroché là. Oui. Casey Bosch peut-être pour Sacha Grantalen. Un point de plus. Le 20e pour Ottawa. Honnêtement, j'ai presque le sentiment qu'elle se retient de monter au cercle, hein, vraiment d'accrocher le cercle. Elle a vraiment des qualités athlétiques impressionnantes, hein, Grantalen. Elle pourrait dunker. J'ai presque l'impression. Ouais, hein, avec sa taille. Ils sont à 1 point de rejoindre les demi-finales. Leurs acolytes, hein, canadiennes. Oui, l'équipe nationale. 1 point, mais faut-il encore le marquer? Ce dernier point reste 36 secondes avec Nia Baker. Elle joue seule, Nia Baker avec la planche, c'est raté. On souffle du côté de l'Égypte. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas pris le shoot, il est plus dur maintenant, j'ai l'impression. Mais au rebond, Mustapha qui s'impose. El Sharawi ajoute 1 point. 27, il reste 14 secondes. Et 4 de possession. Bonne passe. Et ça ne peut pas rentrer, le rebond, c'est raté. Et la récupération, elle est forte cette passe. Ouh, quelle détente. Faut tirer là. Hein. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, on va laisser couler le temps. Je voulais gagner mon pronostic. Et oui, c'est vrai, vous l'avez perdu de peu. En tout cas, celui de la fin de match. Parce que vous avez bien vu la victoire d'Ottawa face à l'Égypte. L'Égypte, équipe surprise qui quitte la compétition en quart de finale, battue par cette belle formation d'Ottawa, 20-17 en faveur des joueuses canadiennes qui retrouveront donc en demi-finale l'équipe nationale du Canada pour un match 100% canadien. Canada-Ottawa, ce sera la deuxième demi-finale à suivre à partir de 22h15. La première demi-finale opposera la formation d'Amsterdam à l'équipe nationale d'Australie. Début de la rencontre dans un petit quart d'heure, 21h45 pour la suite de cette compétition. C'est 2 demi-finales à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. Vous voyez la qualification donc d'Amsterdam face à la France, celle de l'Australie face à Beijing. Le Canada qui est venu à bout de Paris, région Île-de-France. Et donc à l'instant Ottawa qui s'est débarrassé de l'Égypte. J'en profite de ce temps mort pour remercier toute l'équipe technique qui œuvre ce soir sur cette retransmission qui était déjà présente hier pour vous offrir en direct sur Noah et sur France.tv ce Women's Series de Poitiers. Voilà les qualifiés: Amsterdam, Australie, Canada, Ottawa. Merci à Jonathan Babin à la transmission, à Florent Cavan au son, à Frédéric Boris à l'image, Dominique Moreno, notre éclairagiste, Lucille Marcon à la coordination éditoriale, Sébastien Delestre, notre chargé de production, et puis Damien Russeil et toute son équipe de caméramans qui nous offre ces images et ces ralentis à la réalisation. Damien Russeil, et qui nous offre donc depuis hier ces magnifiques images de basket 3-3. C'est une habitude sur Noah de retrouver cet événement poitevin, que ce soit le Challenger chez les hommes. Il n'y a pas cette année de Challenger, mais qu'on a suivi l'année dernière. Ce tournoi Women's Series, 6e édition, je le disais, puisque l'année dernière, la Coupe du Monde ne permettait pas d'accueillir, elle avait lieu en même temps, le Women's Series féminin. On avait donc suivi le Challenger, le tournoi masculin. Et donc prochaine Women's Series en France qui aura lieu à Marseille le week-end prochain. Et vraiment, je vous invite à, si vous pouvez vous y rendre, aller voir ce tournoi. C'est vraiment une atmosphère particulière et très plaisante à regarder. Est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir du bruit pour Romaric et Nathan? Romaric, Nathan, Romaric, chacun. Juste ici. Attention, je vous fais pour Romaric, Nathan, je vous le disais, un jeu en musique et en basket. On va se faire un blind test. Comment tu te sens en blind test, Romaric? Nul, très très nul, super mauvais. Nathan, blind test. Nul aussi, super, ça va être énorme. Une petite pause sur ce Women's Series à Poitiers. On va essayer de recueillir les impressions de l'un des organisateurs de ce festival
3-3, puisque c'est son 10 jours consacrés à la discipline ici à Poitiers. Ce tournoi Women's Series est le plus important en termes de niveau. Compétition internationale évidemment, mais voilà, tous les jeunes sont associés, les anciens aussi qui ont fait un tournoi cette année malgré la canicule. Les organisateurs ont réussi à maintenir des compétitions. Pour les jeunes, c'était un petit peu plus difficile, pour les scolaires, puisqu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer d'activités sportives par cette canicule. Mais voilà, les organisateurs qui sont parvenus à maintenir leur événement et à proposer au public venu en nombre ce soir cette compétition de Women's Series et le Light Quest masculin. Dont on suivra la finale. Juste avant la finale de la compétition féminine. Sylvain Meignier, qu'on retrouve. Ça va bien, Sylvain? Bonsoir. Ouais, ça va. On arrive en fin d'event, donc forcément pas mal de petits trucs à faire. Bien sûr. Mais non, content quand même. On vient de se régaler sur le match. Je ne sais pas si vous avez pu voir, vous, parce que vous courez partout. Mais alors là, le match entre l'Égypte et Ottawa, génial. C'est quoi le résultat? C'est la victoire d'Ottawa. On aura une demi-finale 100% canadienne, la deuxième. Ok, mais non, mais on a un plateau tellement fou. Si on regarde en demi-finale, on a quand même le Canada, on a quand même l'Australie, deux équipes, et puis Amsterdam. Bien sûr. Donc on a des top équipes, et moi ça me rappelle beaucoup Paris 2024 parce qu'en fait c'est les mêmes. Les Jeux Olympiques, oui, c'est les mêmes athlètes en fait. Avec Amsterdam, c'est l'équipe des Pays-Bas, l'équipe du Canada évidemment, et puis il manque l'équipe de France. Sylvain. C'est le sport, je sais pas c'est trop le quoi jeu. dire. Non, c'est tout l'avantage d'être un organisateur et pas forcément d'avoir son équipe au sein du tournoi. Ça nous permet aussi de prendre un petit peu de recul. Et puis, mais ouais, bien sûr que dans un coin de la tête, on voulait voir la France gagner un deuxième titre parce qu'elles ont déjà gagné ici. Mais c'est dur, le Women's Series c'est très dur, le basket 3-3 le niveau est en train d'augmenter énormément. Je sais pas, je pense que les gens s'en rendent compte devant leur écran, mais on le voit en tout cas. Ouais. Là on a des athlètes qui mesurent toutes 1m85, qui courent vite, qui sautent, qui sont puissantes, qui sont à droite. Bah voilà, c'est tous les pays, enfin tous les sports neufs. Le niveau d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et je pense que c'est pas encore celui de demain, quoi. Oui, ça a augmenté avec évidemment le fait que la discipline est devenue olympique en 2017. On l'a vu pour la première fois en 2021 au Japon, et puis évidemment à Paris 2024. Donc où vous étiez évidemment, vous organisiez ce tournoi, Sylvain. Rappelez-nous plutôt la jeunesse de cette épreuve. On remonte quand? En 2011 avec le Poitiers. Premier tournoi ici à Poitiers. Poitiers, là, vous voyez en face de vous le délire d'une bande de copains qui se dit tiens, on va faire un tournoi sur la place de la mairie, comme les tournois qu'on faisait quand on était minot, dans les années 90. Et puis alors faut dire qu'à ce moment-là, j'étais juste sorti du terrain, j'étais estampillé capitaine du PB 86. Poitiers Basket 86. Et ça m'a ouvert 2-3 portes quand même pour commencer à travailler ici. Et surtout, il paraît qu'il n'y a pas de hasard. Mais le hasard fait que la première édition d'Urban PB est en 2011 et que le sport 3-3 est officiellement un sport en 2012. Donc on a eu une année d'avance. Vous étiez précurseur. Et depuis 16 ans, on essaye de conserver cette avance parce que c'est top de se dire qu'on est terre de 3-3. Là, quand on disait que toutes les athlètes étaient à Paris 2024, aujourd'hui, une athlète australienne qui arrive de l'autre côté de la planète, venir jouer devant l'hôtel de ville, ça parle parce que nous, dans notre communauté, ça marche beaucoup par l'image. Et clairement, oui, c'est magnifique. Voilà. Il y a encore un athlète sur deux qui pense que c'est un château, mais à chaque fois on rappelle que c'est un hôtel de ville. Bon, en tout cas, vous n'avez pas attendu que la discipline soit olympique pour être précurseur dès 2011, le premier tournoi Urban PB qui s'est développé, puisque maintenant on est sur 10 jours de festival, on n'est plus sur un tournoi. Oui, au départ c'est un délire d'un tournoi, et puis après très vite, on a compris et j'ai porté ça. C'est-à-dire que le basket 3-3 est un outil sociétal. Et donc depuis 16 ans, on travaille avec les collectivités, on travaille avec beaucoup de partenaires aussi qui sont accrochés en fait aux valeurs sociétales. Alors malheureusement, là, il a fait chaud, mais normalement il y a 400 enfants qui viennent, il y a les maisons de quartier,
on danse, on fait de la salsa, on fait... Le but du jeu, c'est un peu mon côté militant, c'est que le sport de rue appartient à tout le monde. Et ce projet-là, il est fait pour que tout le monde s'associe. Toujours ce que je dis, si jamais un enfant dans les tribunes s'enlève 2 heures de console, on a gagné en fait. Bien sûr. Parce que c'est l'avenir. Le sport dans la rue, on sait que c'est l'avenir. Et de pouvoir comme ça travailler tous les côtés culture urbaine, sport urbain, ça nous permet de... Voilà, ça nous permet de sortir les personnes de leurs apparts, de leur maison. Et là, on l'a vu, hein, la semaine dernière, on a fait Urban PB jusqu'à 2 h du matin. Les tribunes étaient pleines parce qu'il n'y a pas de billetterie, on est au milieu de la place, on est bien. Et c'est souvent le seul spectacle que certaines personnes peuvent voir, le seul spectacle sportif que les personnes peuvent voir. Il n'y a pas beaucoup de spectacles gratuits sportifs, ça n'existe pas trop. À part le Tour de France, mais le bon, cyclisme, ça bien passe sûr. pas tous les ans. Quoi. Bien sûr. Quelles sont les difficultés pour vous pour organiser une telle épreuve tous les ans? La canicule. Oui, c'est vrai que cette année, ça a été plus compliqué pour les jeunes, malheureusement. Le truc, c'est qu'on a beaucoup appris depuis 16 ans. Là, on en tirera voilà ce qui s'est passé cette semaine, mais on vient de vivre la pire semaine de l'histoire de Poitiers au niveau des températures, et les tribunes sont pleines. Donc ça veut dire qu'on a quand même trouvé le moyen de pouvoir faire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un sport d'extérieur, c'est un sport où on ne peut pas jouer sous la pluie, où on ne peut pas jouer quand il fait 40 degrés. Donc on a toute une réflexion de contingence et j'ai beaucoup appris au jeu par rapport à ça. Mais c'est vraiment le premier des sujets en fait. C'est vraiment le premier des sujets. Mais vous avez réussi à maintenir cette épreuve quand même toute cette semaine. Donc bravo Sylvain, bravo à toute l'organisation. Pour la première fois, un événement de Poitiers, enfin de 3-3 Poitiers, rassemble les 5 continents. Quand on a les 5 continents qui viennent et qu'on se dit ouais il fait chaud, on va peut-être annuler. Franchement, alors là j'en profite, hein, mais je remercie vraiment les collectivités, je remercie toutes les autorités, parce qu'en fait ils ont écouté et on a proposé des solutions. Et le fait de proposer des solutions, on a rassuré. Alors je vous cache pas qu'on a des secouristes, on a des médecins, on a des kinés, voilà, là je suis arrivé en retard parce que je suis allé chercher de la glace. Tous les bars autour se mettent à faire de la glace pour nous. Mais c'est trop important, on a trop besoin et là, Poitiers reçoit le monde entier. Bien, félicitations. Merci. Sylvain Meignier pour l'organisation et puis tous ceux qui sont à vos côtés pour proposer un tel spectacle. Aujourd'hui, hein. C'est toute une équipe, on a travaillé ces 3 mois de travail pour à peu près 8 personnes et à la fin, quand on arrive avec les volontaires, on a une 40aine par jour, quoi. On va essayer de profiter maintenant, essayer de voir les demi-finales. Ouais, je pense que je vais m'asseoir. Il risque d'y avoir quelques surprises en plus de dernière minute, donc restez bien parce que bien. Voilà, on va suivre ça. On a du beau monde à Poitiers, que ce soit dans les tribunes, que ce soit, et je pense qu'on va passer une bonne soirée. Le risque orage est passé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Si je peux kiffer 45 minutes, ça sera top. Profitez, merci beaucoup. Merci. Sylvain. Et on va suivre donc cette première demi-finale entre Amsterdam et l'Australie. Merci Sylvain, il y a de l'ambiance. J'entends plus rien. Il y a de l'ambiance. Allez, on va faire la présentation des équipes dans quelques instants. Cette première demi-finale entre Amsterdam et l'Australie. La team animation et les t-shirts officiels et collector. On voit les deux équipes, hein, justement, l'Australie et les Néerlandaises qui ont pris place sur le terrain pour commencer leur échauffement. Donc, on le rappelle, les Néerlandaises qui ne sont que 3, mais qui ont été capables d'éliminer les Françaises. Sur ce quart de finale, ça a été une petite surprise. Mais encore une fois, les Néerlandaises ont pour elles l'expérience aussi. C'est vraiment, comme le disait hier Laetitia Guapo, une nation qui progresse d'année en année, qui performe aussi. Et même si aujourd'hui elles ont aligné un effectif un petit peu nouveau, hein, c'est-à-dire on ne retrouve pas forcément les 4 Néerlandaises habituelles qui représentent les Pays-Bas lors des compétitions internationales comme la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, ça reste des jeunes joueuses qui ont un brillant avenir devant elles et elles nous le démontrent, hein, depuis le début de cette compétition à Poitiers. Oui, Lise Lecul qui a été championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Keona Doustra est internationale jeune, 8e du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2023, battue par la France d'ailleurs en quart de finale. Et il manque l'expérience de Zoé Slagter qui est pas vieille, hein, 25 ans,
et qui cumule déjà un certain nombre de tournois, hein. J'ai eu l'occasion de l'affronter depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que c'est un point de fixation à l'intérieur qui est important et capable aussi de tirer de loin. Donc on va maintenant assister aux présentations des équipes de cette première demi-finale. L'équipe d'Amsterdam qui a perdu contre l'Égypte 21-20 avant de s'imposer contre la Pologne 21-14 hier et de sortir l'équipe de France 19-18 malgré un effectif réduit. Et vous voyez en face de vous avec le numéro 10 la meilleure marqueuse de la compétition, Liesl Kulk. À ses côtés, le numéro 6, Keona Doustra. Elle n'a que 25 ans. Elle porte le numéro 5. C'est Kiki Floren, 17e joueuse mondiale. 3e de la Coupe d'Europe en 2024, battue par la France en demi-finale. Elle qui est championne du monde et d'Europe des moins de 23 ans en 2023. Kiki Floren, à droite, à 2 points. Et en face, l'équipe d'Australie. C'est un rituel, ces petites danses de présentation d'équipe? Alors en amont, en fait, justement, avant que le tournoi commence, en général, on demande aux équipes de choisir une musique d'entrée. Voilà. Et donc sur leur musique, entre Marena Whittle, Lauren Nicholson, Emma Clark. On est sur un effectif un petit peu plus âgé. Et enfin Anna Hank, qui est la plus jeune avec ses 25 ans. Emma Clark 26. Marena Whittle 32 ans et Lauren Nicholson 33. Face à cette formation d'Amsterdam, le Keona Doustra 19 ans, Kiki Floren 25 ans et Liesl Kulk 22 ans. Le tirage au sort. Donc là, les Pays-Bas qui vont avoir le choix de conserver ou non le ballon. Et depuis le début de la compétition, les Pays-Bas choisissent de commencer avec la possession quand elles ont le choix. On le rappelle, en cas de prolongation, l'équipe qui commence avec la balle commencera en défense. Donc je pense que vraiment les Néerlandaises doivent y aller vraiment décomplexées. Elles ont vraiment quelque chose à jouer. On les a vues contre les Françaises, elles sont audacieuses. Malgré leur jeunesse, il y a une certaine fougue, beaucoup de ténacité à la fois du côté offensif et défensif. Même si les Australiennes montrent beaucoup de sérénité et de maîtrise depuis le début de la compétition. Votre pronostic avant le début de ce match, Maud? Je vais choisir l'Australie sur cette compétition. Et vous, Freddy? Moi aussi. L'expérience des Australiennes. Et puis, on l'a dit depuis le début, les joueuses d'Amsterdam qui ne sont que 3, qui ont dû lutter pour se débarrasser de l'équipe de France. Et c'est déjà suffisamment compliqué de lutter contre les Australiennes à 4. Alors à 3, ça paraît être insurmontable, en tout cas sur le papier. Maintenant, le 3-3 nous réserve souvent des belles surprises. Il y aura un premier lancer franc pour Henk qui a provoqué la faute sous le panier. Premier lancer converti. On va voir les ressources de cette équipe d'Amsterdam. Bien lu de la part d'Henk, là justement, qui vient taper sur ce ballon et qui vient prendre sa position directement sur Floren. Et là, elle a l'avantage de taille. C'est facile là pour elle face à Floren. Le deuxième point encore. On n'était pas loin de l'interception. Et quelqu'un qui réclame à sa coéquipière de lui mettre en hauteur. Plutôt, c'est vrai que c'est important de suivre un petit peu les directives de ces joueuses pivots qui ont des positions préférentielles et qui ont tendance à mettre leurs mains là où elles veulent la recevoir. Et en l'occurrence, elle l'a demandé plutôt en haut. Mais la taille peut jouer dans cette confrontation. On a vraiment qu'une grande du côté d'Amsterdam. Encore un contre.
de Whittle. Allez, on a vu qu'elle était capable de mettre Kulk à longue distance. C'est encore réussi. Elle sert le point, hein, vraiment. Elle est en train d'augmenter encore son compteur de points. On sait, elle est leader depuis le début de la compétition, à la fois de son équipe et quasiment du tournoi aussi. Bien d'Austral. Avec ce panier, elle est seule leader du classement des meilleures marqueuses. Elle était ex-aequo avec Nadine Selawi, l'Égyptienne, après son match. Et d'Austral qui vient encore une fois provoquer une faute. Depuis le début, on la voit capable de driver, de tenir le contact. Et elle réussit à marquer son lancer franc. 3 partout après la première minute de jeu, la faute. Elle va se faire sanctionner là sur son activité défensive, justement, juste sous les yeux de l'arbitre. C'est un des paramètres aussi à contrôler, la gestion des fautes. Pour pas tomber justement dans des pénalités trop rapidement. Et là, Floren qui récupère le ballon. Presque malgré elle, elle a eu l'air surprise. Oui, cette passe pour Clark qui n'est pas du tout arrivée. Ça défend bien. Dans les mains de l'Australienne. Ouais, bien joué. Jusqu'au bout de l'action, la défense de Lauren Nicholson. Début de match serré, il n'y a pas d'équipe encore qui prennent trop d'avantages après 1 minute 30 seulement. On a pu le voir des fois, mais pour l'instant, les deux équipes répondent présentes. Et là, l'Australie n'a pas eu le temps de trouver un tir avant la fin des 12 secondes de possession. Et là, on voit cette situation de Kulk justement qui vient poser encore une fois un back pick sur Floren pour lui offrir la coupe derrière. Le back pick, c'est l'écran dans le dos et ça a créé une petite confusion défensivement, ce qui lui a ouvert le tir à 2 points. Elle a été un petit peu courte. Elle a raison de les prendre encore une fois. Fait preuve de beaucoup d'adresse depuis le début. Kulk, elle est seule. Et ça rentre encore une fois. Quelle adresse! Et quelle erreur défensive de l'Australie sur cette action. Laissée seule Lieslo Kulk. Et avantage Amsterdam après ce panier à 2 points. Attention aux Australiennes de ne pas sous-estimer leur adversaire parce qu'elles sont que 3, parce qu'on l'a vu depuis le début. Elles sont quand même répondent aux défis physiques. Oui, c'est fort ce qu'elles font, l'équipe d'Amsterdam. 4e point pour l'Australie. Kulk qui prend la position face à Nicholson et qui vient chercher sous les bras. C'est une bonne défense de Nicholson. Oui. Elle va aller au cercle et égaliser. 5 partout. Ouais, belle action défensive et belle action offensive. Coup double pour Nicholson. Lustra, du court. Rebond australien. Oula. Fallait être solide là pour encaisser ce qu'elle a encaissé. Floren, elle a voulu lui rendre un petit peu le coup, malheureusement. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ça n'a pas échappé à l'arbitre en tout cas. Cette faute. 3e pour Amsterdam, signé Kiki Floren. Le ballon pour Emma Clark. Une place en finale pour l'équipe victorieuse de cette rencontre. C'est court pour Emma Clark. Et ouais, le beau contre. Oh, elle termine pas. Honnêtement, depuis tout à l'heure, Kiki Floren a la bonne lecture sur ses passes. En revanche, ça manque un petit peu de justesse. Et on le rappelle, les Australiennes, grande envergure, font parler leur activité de bras. Et c'est pour ça justement que les passes n'arrivent pas. Mais le choix, en tout cas, est bon de la part de Floren. Il faut ajuster un petit peu maintenant, techniquement, sa qualité de passe. Elle est toute seule, Anna Hank. Lustra n'avait pas suivi sur cette belle passe de Clark. L'Australie qui repasse devant 6-5. Quelqu'un peu court. On va essayer de suivre son rebond. Oh, il y a la bataille sous le panier. Attention, ça va. Les deux se relèvent. D'Austral, on aura passé du temps au sol, un temps. Elle est combative, déterminée à amener son équipe le plus loin possible sur ce Women's Series.
Le premier temps mort. Avantage à l'Australie d'1 point, mais attention aux fautes. 4 fautes déjà du côté d'Amsterdam. Une seule pour l'Australie. Les joueuses qui se rafraîchissent au temps mort, vous l'avez vu, les poches de glace. On le rappelle, hein, au 3-3, la spécificité aussi, c'est que les coachs ne peuvent pas être présents près des joueuses. Ils sont en tribune et on les perçoit quelquefois donner des petits consignes ou des encouragements, mais c'est quelque chose qui peut être sanctionné par les arbitres si jamais ça arrive à de trop nombreuses reprises pendant la rencontre. Ouais, on est en autogestion avec justement la joueuse qui est sur le côté, qui elle voit et qui peut aussi donner des consignes. C'est pas le cas pour Amsterdam. Oh, Kiki Floren qui retrouve son adresse à longue distance. 7-8 pour l'Australie. Elles ont été capables de sanctionner là ce surnombre avec la chute de Whittle. Oui. On la retrouve là, Whittle qui se bat et qui marque un point. Ouais, bien joué encore une fois. Islo Kulk. Un point supplémentaire pour elle, cette fois-ci à l'intérieur. Et là, elle va essayer de la jouer, la raquette. C'est Whittle. Elle a l'avantage physique par rapport à Floren, mais c'est bien défendu. Elle a décidé de s'éloigner sur un fade-away. Justement, ce tir où on s'écarte un petit peu. C'était pas un choix gagnant pour elle. Mais je pense aussi qu'il y a un petit peu de fatigue. Donc c'est usant d'enfoncer une joueuse sous le panier. Elle va aller souffler un petit peu. Ouais, belle passe et belle conclusion pour Anna Hank. 18. Anna Hank, interception. Les Néerlandaises, elles en profitent de ces petits moments pour souffler un petit peu. Là, c'est qui se défait. C'est vrai que c'est quand même 5 à 6 secondes de gagner pour souffler. Quand il n'y a pas de changement, c'est précieux. Allez, le ballon qui sera redonné à Amsterdam. Est-ce qu'elles auraient la bonne idée de marquer à 2 points, essayer de trouver un tir avec Kulk ou Floren? Et non, ça sera malheureusement un layup manqué, mais l'action était bien jouée. C'était bien vu. Il manque que la conclusion. La passe pour Anna Hank, qui s'en sort bien. Le 11e point pour l'Australie qui se détache. 2 possessions d'avance. La faute d'Emma Clark sur Kulk. On l'a vu, attraper son vis-à-vis, va être sanctionné d'une faute. Sans conséquence, ce n'est que la 2e. Doustra sur Nicholson, bien joué avec la planche. Et Doustra là qui vient de faire une petite démonstration d'un mouvement bien connu dans le basket, l'Eurostep. Ce décalage là justement d'appui. On essaye de faire passer le ballon par-dessus la tête et c'était habilement maîtrisé. Anna Hank est sanctionnée d'une faute offensive. Ballon redonné à Amsterdam. Et les fautes qui s'équilibrent. Ouais, ça c'était pas simple. La faute de Kulk. La 5e. Petite contestation gentille entre les joueuses. Ce sera un passage en force. Oui. « 11-9, c'est le moment de nous dire, Maud. » Alors j'ai du mal à envisager en tout cas une fin en 21 points. Je pense qu'on ira au bout des 10 minutes, mais je pense quand même que l'Australie à l'usure, dans la maîtrise des détails, peut accrocher sa place en finale. Ce serait pas une surprise finalement, c'est vrai qu'ils sont attendus. C'est très bien joué honnêtement, sincèrement pour le voir d'extérieur en tant que joueuse. Emma Whittle joue bien le coup. Je pense que Floren a été dur sur le contact. Mais au 3-3, on le sait, c'est des contacts qui sont généralement laissés. Là, le fait que Emma Whittle se jette au sol, c'est aussi intelligemment joué de sa part. 6e faute d'Amsterdam.
faute offensive australienne. Celle d'Emma Clark qui redonne donc le ballon à l'équipe d'Amsterdam. Toujours ces 2 points d'écart. Kiki Fleuren pour Kulk qui retrouve Fleuren. Le ballon va être touché, il me semble. Oui, et Dostra bien suivi. Il a manqué un petit peu son shoot. Allez, le 1 contre 1. Clark, Kulk. Oh, le beau rebond d'Anna Hank. Précieux. Ce rebond pour le 12e point australien. Et la réponse de Kulk sur Hank. Bien joué, elle a tenté de... Un beau mouvement de Clark. De jouer avec la planche. Dostra, longue distance. Ça rentre. L'égalisation de l'équipe d'Amsterdam. On voit le cri de joie du coach néerlandais. La belle passe pour Anna Hank. Kulk tout de suite à 2 points. C'est raté. Nicholson avec Hank qui lui redonne. Elle va jouer le 1 contre 1 sur Kiki Fleuren. Ouais, magnifique. Lauren Nicholson pour le 14e point. Bien joué. Bien défendu. Cette fois-ci, c'est Emma Clark. Là, il y a un avantage. Dostra qui ne s'est pas relevé. Et là, ça laisse un shoot ouvert. Et Emma Clark qui en profite pour ajouter 2 points. Et l'Australie qui mène 16-12. Après cette séquence où Keona Dostra s'est retrouvée au sol. Il y aura un temps mort. Dostra qui a l'air de souffrir là après sa chute. Peut-être l'occasion de revenir sur ce que j'ai dit. L'Australie pourrait potentiellement finir avant la fin. On va voir la réaction des Néerlandaises. Depuis le début, on les voit hargneuses. On les voit ne rien lâcher aussi. Donc, on pourrait aussi comprendre que là, ça devient compliqué. Elles sont toutes capables de shooter derrière l'arc. Déjà, il y a du potentiel pour revenir avec des paniers à 2 points. L'arbitre qui essaye un petit peu d'apaiser calmer, oui. les petites tensions qu'il peut y avoir, mais bon, c'est accueilli avec le sourire. Et là, on voit un Whittle qui demande un écran et qui va aller finir avec le contact. Elle n'a pas marqué le panier, mais elle va provoquer la 8e faute maintenant des Néerlandaises. Deux lancers pour Whittle. Le premier est converti. Et Whittle qui permet à son équipe de se diriger tranquillement vers la finale. Elle marque le second lancer franc. Ils sont plus qu'à 3 points de remporter ce match. Ouais, 6 points d'avance. Allez, Kulk pour l'espoir. C'est raté. Whittle au rebond. 2 minutes 30. On a tenté de la mettre entre les deux joueuses, mais il y avait des pieds qui traînaient par là. Il reste très peu de temps pour les Australiennes. Alors pourquoi le ballon est redonné à Amsterdam alors que c'est Kulk qui l'a sorti du pied? Normalement il restait 3 secondes pour l'Australie. Ah, il considère que c'est le genou qui a touché, donc la possession sera remise à 12 secondes. Opportunité pour les Néerlandais. Ouais. Bien joué de la part de Kulk, qui fait sauter là son défenseur sur la feinte, et depuis le début c'est un exercice qu'elle maîtrise bien, son jeu d'intention, de fondamentaux. Et elle aura 2 lancers. Allez, pour maintenir l'espoir, il faut réussir ses lancers. Deux sur 2.
14-18, c'est la bataille entre les deux équipes. Il y aura un entre-deux qui sera sifflé. Entre-deux, on le rappelle, c'est ces situations où deux joueuses bataillent pour le ballon et l'arbitre décide de siffler pour arrêter ce combat. Doustra pour Kulk. Kiki Floren. Oh, c'est raté, dommage pour elle. Mais la récupération d'Oustra encore. On retrouve sa coéquipière. Elle réclame une petite faute, la Floren, sur son tir. Faute qu'elle n'obtiendra pas. 1 minute 55. Quelle équipe se qualifiera pour la finale? Oh, bien joué ça pour Kulk qui est ouverte. Malheureusement, c'est raté. Elle trouve des situations de tir ouvert. À 2 points, c'est vraiment intéressant. C'était bien joué. D'avoir une joueuse comme Kulk capable de popper, je le rappelle, ces situations suite à un écran, de s'écarter au niveau de la ligne à 2 points. Et surtout, ça peut créer des confusions défensivement quand on a une joueuse porteur de balle qui est capable d'être agressive vers le panier. Nicholson, elle aime bien ces situations. Ça fait plusieurs paniers comme ça qu'elle marque. Lauren Nicholson. Et attention, l'Australie est à 19 points. Un panier à 2 points. Et les Australiennes se qualifieraient pour la finale. Bon, on joue surtout à l'intérieur. Encore une fois, à mi-distance. Celle-ci est ratée pour Lauren Nicholson. Elle s'excuse. Ouais, elle avait la solution Anna Hank sous le panier. Elle venait d'en mettre un. C'est pas non plus un mauvais choix. Après, ils sont à plus 5. Il reste 1 minute 19. C'est important de retrouver de la maîtrise. Nouveau temps mort. Costaud les Australiennes. Homogène. Exactement. C'est vraiment le terme adéquat. On le voit à la fois physiquement et dans la maîtrise du jeu. Sont, hormis Hank qu'on a peu vu tirer à 2 points, elles sont toutes capables de tirer de loin, de driver, d'avoir de l'impact aussi au niveau du rebond, d'être vraiment présente défensivement. C'est une équipe redoutable sur le circuit. Et 5 points de retard pour l'équipe d'Amsterdam. Floren à 2 points, elle obtiendra la faute. Et donc les deux lancés. C'est bien joué, elle a gardé du contrôle. Je pense qu'elle sentait le défenseur arriver. Alors même si elle a tenté évidemment d'être juste sur la fin de son geste, ça lui permet quand même de provoquer 2 lancers francs. Le premier réussi. Ce qui pourrait vraiment être intéressant là pour les Néerlandaises, c'est évidemment de faire une bonne défense, mais de continuer à être agressive. On rappelle aussi 10 fautes au 3-3, c'est 2 lancers francs plus la possession. 19-16, toujours la balle de match dans les mains des Australiennes. Alors là on joue avec Anna Hank qui va prendre son rebond et inscrire le 20e point. Prochain panier australien et la victoire reviendra aux joueuses d'Océanie. Peut-être là avec Whittle qui joue sur Hank. Et Hank qui conclut le match malgré la défense de Kiki Floren qui demandait une faute. Elle ne sera pas sifflée. Et donc l'Australie s'impose face à Amsterdam 21-16. Ce que les Françaises ne sont pas parvenues à réaliser tout à l'heure en quart de finale, eh bien les Australiennes le produisent. Une victoire face à Amsterdam. Et donc l'Australie que l'on retrouvera en finale tout à l'heure ici sur le playground de Poitiers. Et Hank qui ne doit pas être loin d'être l'une des meilleures rebondeuses du tournoi. On la voit beaucoup s'illustrer au niveau des rebonds offensifs, notamment s'offrir des secondes chances, comme sur sa dernière action. C'est une pièce avantageuse. On la revoit à l'image, Hank. Et Kulk aussi qui a été capable de mettre de beaux tirs de loin et de permettre de garder l'espoir le plus longtemps possible pour les Néerlandaises qui ont fait face à ce combat à seulement 3 joueuses. Les highlights de cette rencontre remportée par l'Australie, les meilleurs moments
shoot ouvert. Et Hank qui conclut cette rencontre avec un petit coup physique pour se débarrasser de sa vis-à-vis et inscrire le dernier point, celui de la qualification pour l'Australie. La deuxième demi-finale, vous le voyez, elle oppose le Canada à Ottawa, l'équipe nationale face à l'équipe de club d'Ottawa, mais on vous l'a dit déjà tout à l'heure, certaines internationales aussi jouent dans l'effectif d'Ottawa. C'est un collectif, le collectif canadien qui brille ici à Poitiers dans ce Women's Series avec donc ces deux formations en demi-finale. Pour ma part, je suis impatiente de voir le duel entre Grant Allen et Plouffe, Ouais, parce que exactement. il va y avoir du répondant là, des deux côtés du terrain. C'est difficile de faire un pronostic, mais je m'y tente quand même et je vois bien le Canada remporter la partie. Vous aviez vu juste aussi pour l'Australie. Nous avions vu juste. Oui, on s'était mis d'accord. C'est vrai, on était d'accord sur la victoire de l'Australie. L'Australie qui s'est imposée en 21 points. Et là on est face à des joueuses qui se connaissent bien. Elles ont l'habitude de s'entraîner ensemble les unes contre les autres. Donc pas forcément la même chose. Et on voit une Casey Bosch là, toujours très heureuse d'être ici. Elle danse sur le rythme de la musique en même temps qu'elle joue. C'est particulier d'affronter comme ça les coéquipières d'entraînement. Ouais, je pense que c'est particulier. C'est probablement aussi déjà arrivé avec la France et les années précédentes aussi. Mais bon, voilà, elles ont pour elles de connaître un petit peu surtout les faiblesses des unes et des autres, puisque leur force encore. Parce que là, ça va être important d'appuyer là-dessus pour l'emporter. On imagine quand même un match très serré. On a sur le terrain 8 joueuses de très haut niveau qui maîtrisent bien le 3-3. Et qui sont pour la plupart aussi spécialisées maintenant dans cette discipline et qui ne jouent plus forcément au 5-5 pendant la saison. Allez, la présentation des deux équipes de ce riche effectif canadien pour cette deuxième demi-finale du tournoi Women's Series de Poitiers, à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. Merci d'être avec nous encore ce soir sur cette magnifique place du Maréchal Leclerc, l'hôtel de ville qui n'est pas un château. Comme ont l'air de le croire un athlète sur deux, d'après ce que disait l'organisateur Sylvain Meigny. Ouais. On commence avec l'équipe nationale du Canada. Numéro 7, Paige Crozon, 4e joueuse mondiale, qui a gagné les Women's Series en 2022 et 2023. Avec elle, autre figure du basket 3-3 canadien, Catherine Plouffe, 10e joueuse mondiale. Mérissa Russell, 91e du classement. Avec Paige et Catherine, elle a terminé 2e de l'America Cup 2025. Cassandra Brown, 73e mondiale. Victorieuse des Women's Series de Bordeaux l'an dernier et de la finale à Shanghai. Voilà l'équipe du Canada. Opposée, cette équipe à ses meilleurs amis. L'équipe d'Ottawa, Ontario, 23e mondiale. Composée de Nia Baker, numéro 14. Jade Belmore. Une joueuse très en vue lors du match précédent face à l'Égypte, Sacha Grant Allen. Et enfin Casey Bosch, membre de l'équipe du Canada, 4e des JO 2024. On a vu l'équipe il n'y a pas longtemps jouer, elles ont
Moins de récupération pour le coup, les joueuses d'Ottawa par rapport à la formation du Canada. Moins de récupération, mais aussi elles sont peut-être encore toujours en rythme. C'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. J'en discutais un petit peu avec Marie Manet, hein, notre joueuse française, qui n'était pas forcément ravie de jouer le premier quart de finale parce que ça implique plus d'attente par la suite. Donc ça dépend un petit peu encore une fois de chacune. Et de la manière dont elles veulent aborder les matchs, plus de temps calme ou alors de rester en mouvement tout simplement. Le Canada a facilement battu la Hongrie 21-6 avant de s'imposer contre Beijing 18-11, de se qualifier pour les quarts de finale et de disposer de l'équipe de Paris Région Île-de-France 21-11. La formation d'Ottawa a battu Neftchi 17-13, a perdu contre l'équipe de France 14-11. Mais est parvenu à dominer l'Égypte 20-17 en quart de finale pour se retrouver donc en demi-finale pour ce duel 100% canadien. Et les tribunes sont pleines désormais ici à Poitiers. Allez, c'est parti, la première possession pour Ottawa et la première faute du Canada. Et on va retrouver Pelfort seul là qui va retrouver Grant Allen qui va jouer son duel. Bien défendu par Crozon. Russell pour Catherine Plouffe. Oh là. Passage, ouais. Il y a une petite faute offensive là, justement elle a écarté son bras. Elle a l'air surprise mais c'était assez flagrant. Bien joué. Ouais. Parfait. Et c'est conclu par Grant Allen. Il faut souligner quand même la capacité de Grant Allen à recevoir ses ballons en mouvement. C'est pas non plus un mouvement toujours très facile pour les grands d'être capable de les recevoir pendant la course. Elle le fait excellemment bien. Possession pour le Canada, mené 1-0 dans ce début de match et qui a déjà commis 2 fautes. Balle conservée par l'équipe attaquante, 8 secondes. Ils sont pas décidés à se faire de cadeaux. Non, mais on sourit quand même. Bien joué. Ouais. Paige Crozon qui sollicite la passe de Catherine Plouffe. Connexion encore une fois entre ces deux joueuses qui jouent ensemble depuis des années, qui ont remporté beaucoup de titres ensemble. Et la perte de balle sur cette passe de Nia Baker. C'est Grant Allen qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Ballon qui sera redonné au Canada. Paige Crozon avec Catherine Plouffe. La balle freinée, mais Paige Crozon qui parvient à s'en emparer et qui le récupère après le rebond de Catherine Plouffe. Et la conclusion de Cassandra Brown. Casey Bosch là qui s'ouvre un tir à 2 points et elle va suivre son rebond. Tenter un petit peu, un petit hurrah basket là. Parce qu'elle l'a joué aussi avec peu de malice, en sachant qu'elle allait provoquer une faute sans forcément avoir espoir de marquer ce panier. C'était bien joué. On la retrouve sur la ligne des lancers. Casey Bosch. Lancé converti de partout. Alors Casey Bosch qui se fait aussi appeler Maxime. Je ne sais pas si vous avez la référence de cette série Stranger Things où elle ressemble beaucoup à une des actrices justement. Et donc sur le circuit, elle est réputée pour sa ressemblance avec Maxime. Je dis Maxime mais c'est simplement Max d'ailleurs dans la série. Voilà ce duel dont vous nous parliez, à l'avantage de Catherine Plouffe sur ce coup-là. Catherine Plouffe qui retrouve Cassandra Brown qui gagne son 1 contre 1 face à Casey Bosch. 3-2 pour le Canada. Il faut vraiment louer les qualités physiques de Catherine Plouffe et le travail aussi évidemment que ça représente, mais
capable de tenir Grant Allen presque facilement. Bon travail d'appui, de solidité, de gainage. Et Mérissa Russell qui réalise la 4e faute du Canada. 4-0 au niveau des fautes. Il va rester 5 secondes là pour attaquer le panier. Ils sont bien retenus. Hein. Ouais. On les a vus s'illustrer beaucoup plus facilement sur leur drive sur les rencontres précédentes. Et là, on sent qu'elles sont attendues dans ce registre-là et que les Canadiennes sont capables de répondre justement aux défis physiques. Paige Crozon pour 2 points supplémentaires. C'est dedans. 5-2 pour le Canada. C'est intelligent, hein. On sent la science basket aussi hein, de Crozon qui a été patient pour se créer un tir un peu mieux construit justement. On le parlait tout à l'heure hein, de la corrélation entre l'adresse et le fait de construire des attaques. Elles le font très bien là, pour l'instant les Canadiennes. Il va falloir shooter 2 secondes. C'est repoussé par le panneau. Et la faute. C'est la fin de possession qui a été sifflée, je crois, plutôt. Grant Allen là qui va chercher le contact et Brown qui n'explose pas. Hein. On va se retrouver. 6e faute. Ouais, sur la ligne. Ça, c'était bien la faute. 6e faute du Canada. À 0. Et aucune pour Ottawa. Surprenant. Ça fait beaucoup de fautes hein, en moins de 3 minutes. Ça peut jouer là-dessus. Hein. On sait hein, l'importance des fautes, des lancers francs. Important de conclure aussi derrière évidemment, mais ça peut vraiment être un game changer, cette gestion des fautes. C'est Aisha Grant Allen qui a réussi son lancer. Et qui suit son rebond, très bien joué. Hein. Ouais, bien joué, Cassandra Brown. Comme une claquette. Hein. 6e point du Canada, 6-3. On la demande haut, hein. Grant Allen capable d'aller la chercher. Ah, c'était une belle passe, dommage. Il restait peu de temps, honnêtement. Même Casey Bosch, elle avait réussi à attraper ce ballon. Elle n'aurait probablement pas eu le temps de tenter un tir. C'est important aussi hein, d'avoir la notion du temps, des secondes qui défilent. Et au premier temps mort, avantage pour le Canada, 6-3. On revoit Cassandra Brown. Et là, le shoot de Paige Crozon. Et donc, ça sera une possession pour le Canada. Catherine Plouffe pour Mérissa Russell. Et la première faute d'Ottawa. Après 3 minutes 30 de jeu, quasiment. Faute qui offre un lancer. Mérissa Russell, qui était présente lors de la victoire à Shanghai cette année de cette équipe du Canada. Elle a même terminé MVP avec 33 points. Compliqué hein, cette relation de passe avec deux joueuses de petite taille. Surtout en vue des vis-à-vis hein, qui sont beaucoup plus grandes. Crozon qui va retrouver Plouffe là pour un tir à 2 points. Qui récupère son rebond. Elle aussi, un point supplémentaire grâce à son rebond. Et une notion importante aussi au 3-3, hein, c'est les écrans de retard, les box-out. Justement d'être capable de bloquer son défenseur pour pas qu'il aille récupérer le rebond. Et elle manque un peu d'être concentrée sur ces détails-là depuis tout à l'heure justement. Et attention, c'est la 7e faute. Cette faute au rebond de Catherine Plouffe. Et donc elle offre 2 lancers à Jade Bellemare. Là, c'est l'opportunité pour Ottawa maintenant de marquer des points, d'aller provoquer pour obtenir des fautes et de revenir progressivement grâce à ses lancers. Ce sera court celui-ci, mais elle va prendre le rebond. Elle va perdre la balle ensuite.
Je pense honnêtement que l'arbitre a raison, hein, Oui. que la balle est Je crois aussi. au Canada malgré la contestation de la joueuse d'Ottawa. Plus 4 pour le Canada. Catherine Plouffe pour Mérissa Russell à 2 points. C'est raté, rebond pour Nia Baker. Ouais, Catherine Plouffe qui est venue fermer. Hein. Elle a bien lu, hein, justement, elle est intervenue. Elle a vu que sa coéquipière était battue. Bien joué. La deuxième faute. Et encore un lancer. Ils ont fait peu de fautes, Ottawa 2, mais à chaque fois ça donne un lancer. C'est sur une action de shoot. Elles évitent le end one, hein, justement, le panier plus la faute. Donc ça reste un petit peu positif malgré tout, mais Petch-Crozon, c'est pas du genre à en laisser sur la ligne. Oui, celui-ci était un peu court. Oh, coup d'épaule, ça joue. Elle était surprise, ouais. Et finalement, elle marque ce point avec le rebond, c'est Grant-Tallen. Et on voit Grant-Tallen, hein, qui tape des mains là devant ses coéquipières pour répondre aux défis physiques. Hein. Elles sont motivées, déterminées, hein, à ne pas se faire des politesses, hein, les unes envers les autres. Est-ce que sur des matchs comme ça, on joue sa place en équipe du Canada ou pas? Pas sur une seule confrontation? Pas sur une seule confrontation. Pour autant, c'est toujours intéressant d'essayer de venir bousculer une hiérarchie qui peut être mise en place. C'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques en préparation et il y a des places à gagner. Donc je pense que malgré tout, ça reste quelque chose qui est dans le coin de la tête de chacune des joueuses qui sont présentes sur le terrain ce soir. « 9-5 en faveur du Canada. » Elle est passée là entre les deux défenseurs. Le 6e point d'Ottawa. Alors qu'on a joué 5 minutes. Il en reste 5. Ouais, bien joué. Il restait très peu de la temps. Fin de possession. Et Catherine Plouffe qui a inscrit ce nouveau point. Il y a de la maîtrise, hein, dans le dribble de Plouffe aussi. Hein. Elle est capable de gérer la pression défensive. On la voit poser des petits crosses. C'est intéressant de voir ça, surtout avec son profil. Cassandra Brand poussée à la faute. 2 lancers pour Nia Baker. Occasion de revenir à 2 points. Le premier est dedans. Honnêtement, Ottawa a tout intérêt à essayer d'être le plus agressif possible pour essayer d'aller provoquer des fautes. On le rappelle, en bout de 10 fautes, c'est 2 lancers francs plus la possession. Quand il reste 4 minutes 30 quasiment à jouer, ça peut être très intéressant. Exactement. Le chantier de Catherine Plouffe. Sous le cercle. En prise de dribble. Bellemare qui arrête son dribble un petit peu tôt sur ces situations-là justement, et il n'y a pas énormément d'options ensuite. C'est important qu'elle reste dangereuse, surtout qu'elle a des vraies qualités de drive aussi. Pour l'instant, on la voit pas trop s'illustrer sur le tir à 2 points. Bien joué. Malheureusement, ça sera considéré comme une faute. Oui, oui. Elle se rapproche également bientôt des 6 fautes d'équipe Ottawa. Ils sont en 4 pour le moment. Mérissa Russell sur la ligne. C'est réussi. 12-7 plus 5. Tout à l'heure, Ottawa pouvait revenir à 2 longueurs. Bien joué. Ils sont à 5 maintenant. Encore un rebond pour Seisha Grant-Tallen et un point supplémentaire. Bien joué. C'était fait oublier Mérissa Russell. Confusion défensive, elle a été capable de sanctionner, de proposer la bonne coupe. C'est raté pour Casey Bosch. Et elle vient attraper ce rebond là, une bonne interception de sa part. Malheureusement, elle est en déséquilibre, donc ça lui permet pas de faire une bonne passe à sa coéquipière. Le deuxième temps mort. Davantage pour le Canada, 13-8. Et on revoit Catherine Plouffe dans ses œuvres.
Scoring et à la passe. Possession pour l'équipe nationale. En tout cas, ça promet une belle finale. Hein. Quoi qu'il arrive, le duel contre l'Australie sera assez équilibré de par les dimensions physiques des deux équipes. Oui. Et aussi l'expérience qu'on peut retrouver chez les deux formations. Allez, 5 points de retard. Il faut trouver des shoots. Bellemore qui va aller trouver une passe là. Ouais, pas évident pour Nia Baker. Belle interception. Allez, à 2 points, Nia Baker. C'est loin du cercle. Mais le rebond, encore une fois, pour Seycha Grantalen. Si elle commence à marquer des tirs à 2 points, ça fera vraiment d'elle une joueuse intenable. Encore une belle passe. Ah, Catherine Plouffe qui manque la conclusion. Et là, un shoot ouvert. Oh, c'est très court, c'est dommage. Elle avait vraiment une belle opportunité, là, Nia Baker, de rapprocher son équipe. Un petit manque de confiance. On l'a vu faire des airballs consécutifs, trop long, trop court. C'est important de switcher rapidement aussi. C'est là qu'on voit la qualité des joueurs de haut niveau, d'être capable d'oublier le tir précédent pour prendre le suivant. Elle a eu trop de temps pour tirer. Paige Crozon, c'est lu par Casey Bosch qui récupère cette balle. Bien joué. Et qui va pouvoir shooter. C'est court. Et il ne faut pas rater autant d'occasions là pour Ottawa. La belle passe et la belle conclusion de Jade Bellemore. Il a proposé une coupe intéressante à sa coéquipière. Ouais, bien défendu de la part de Nia Baker. Ballon en faveur de l'attaque. Elles essayent de matcher les oppositions entre Grantalen et Plouffe, justement, de faire des changements simultanés pour éviter justement qu'il y ait un trop gros désavantage d'un côté comme de l'autre. Et Plouffe, vraiment, physiquement, c'est impressionnant. Allez, un nouveau rebond pour Ottawa. Bien joué. Ouais, magnifique. Seycha Grantalen. On aurait pu mériter une petite faute sur cette action. Elle va récupérer la balle. Il va falloir ressortir la balle. Bien joué. Ouais, on joue la grande. À l'intérieur, bien vu. Nia Baker qui ajoute un point. Ottawa qui est revenu à 2 longueurs. Ça réveille le public de Poitiers. Et oui, on aime quand il y a du suspense. Et les deux équipes nous en offrent 13-11 pour le Canada. Un petit peu moins de 2 minutes. Qui affrontera l'Australie en finale. Ouais, maîtrisé. Ça recèle, bravo. 14e point. Bien joué. Casey Bosch. Interception de Catherine Plouffe. Et le signe là, de l'arbitre qui était de ressortir le ballon justement. Des fois les joueuses ne ressortent pas avec les 2 pieds ou alors derrière la ligne. Exactement. Oh, Jade Bellemore qui permet à Ottawa de revenir à une longueur 14-13. Qu'on avait vu hésitante justement sur la volonté de prendre ses tirs à 2 points et elle le prend au très bon moment. Oui. 14-13, 1 minute 20 et on vous rappelle 8 fautes pour le Canada. C'est maintenant que ça peut compter. Russell pour Catherine Plouffe. Grantalen fait vraiment les efforts de monter haut même sur les ailiers. On sent qu'elle n'a pas peur d'aller les attaquer presque défensivement. C'est bien joué, c'est Jade Bellemore qui parvient à marquer malgré la présence de Catherine Plouffe. Pour l'égalisation d'Ottawa dans la dernière minute, 14-14, Catherine Plouffe. La réaction de la championne. Elle a été battue sur l'action précédente. Eh bien, c'est elle qui inscrit le 15e point du Canada. La possession pour Ottawa. Quel suspense dans cette fin de match. Pour retrouver l'Australie en finale. Le Canada, l'équipe nationale. Ou la formation d'Ottawa. Ah, dommage. Elle avait fait coup, de Nia Baker, un peu court.
Elle nous avait fait le même coup sur une action précédemment qui avait été concluante. C'était encore une fois un bon choix. Après, un petit peu manque de justesse là sur la finition. Et encore une fois, le jeu est tellement énergivore que ça explique des fois ce manque d'adresse sur des petites finitions qui peuvent a priori paraître simples, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment. 35 secondes et 9 dixièmes à jouer dans cette rencontre. Le Canada mène d'1 point 15-14 face à Ottawa. Des situations pour lesquelles elles sont probablement entraînées. C'est vrai que sur des camps d'entraînement avec l'équipe de France, on met ça en situation, une situation où une équipe est à +1, il reste 30 secondes par exemple, et on essaye justement de trouver le scénario où la phase de jeu la plus adéquate. C'est un vrai exercice en fait. Exactement, et ça demande à la fois de l'expérience et de l'entraînement tout simplement. Et Catherine Plouffe qui a sauvé ce ballon, le shoot à 2 points, c'est raté, le rebond. Personne ne touchera ce ballon, il sera donc redonné à Ottawa. 18 secondes, 2 dixièmes. Au moins donc 2 possessions pour cette fin de match. Et on remet Bellemare sur cette fin de match qui a été vraiment décisive là sur les dernières actions pour Ottawa. Ouais. C'est elle qui va aller au cercle et qui se défait de Mérissa Russell pour égaliser. Allez, il reste une dernière possession, 10 secondes pour le Canada qui a la balle de match sur cette action bien contestée par Nia Baker. Il reste 4 secondes là. Alors la table a enlevé les 12 secondes en pensant qu'il fallait les remettre à 12 secondes. Mais il va rester 4 points 3. Exactement. Grete Allen qui fait le signe là, du C, donc de demander un challenge. Le challenge c'est un arbitrage vidéo qui est refusé. J'ai l'impression que sur les Women's Series ça se fait un petit peu moins ces derniers temps. Allez, Catherine Plouffe à la balle de match pour le Canada. Est-ce qu'on va assister à la première prolongation? Eh bien oui, de ces Women's Series, 15-15. Il y aura donc un overtime, une prolongation. Vous rappelle la règle de la prolongation, c'est l'équipe qui marque 2 points en premier qui remporte la rencontre. Un panier suffit. Un panier suffit et c'est important d'être capable de bien défendre les situations de tir à 2 points. En revanche, petit avantage pour Ottawa qui, face au Canada qui a déjà commis 8 fautes, pourrait simplement être agressive, essayer de casser les bras, justement de faire ce mouvement en essayant de provoquer une faute même loin du panier. Oui, obtenir de lancer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à être clutch sur la ligne des lancers francs. Alors vous parliez de l'importance du tirage au sort en début de match pour espérer avoir la possession. Exactement. En overtime. Eh bien, c'est le Canada qui a cette possession et qui donc peut conclure la rencontre d'un tir à 2 points. Elle n'a pas donné à Paige Crozon et là elle lui donne un ballon impossible. Mérissa Russell. Et la balle qui va revenir à Ottawa. La balle de match maintenant pour Ottawa. Il faut marquer 2 points. Un tir longue distance. Ou de panier à 1 point, provoquer une faute. C'est bien défendu de la part de Paige Crozon qui a été obligé quand même de s'effacer à un moment donné. Ottawa 16, Canada 15. Récupération. La récupération de Nia Baker. Il manque 1 point. 1 point seulement pour Ottawa. Oh, la belle défense de Catherine Plouffe. Le shoot, il est raté au rebond. C'est Mérissa Russell. Quelle fin de match. Paige Crozon qui a la balle de match sur ce tir longue distance. C'est raté. Elles ont le temps. Et Ottawa qui va pouvoir construire avec ses chagrins de talent. Exactement. 1 point seulement pour Ottawa. Un panier, n'importe lequel, suffit. Il reste 4 secondes, 2 secondes. Elle est défendue par Paige Crozon. Il va falloir qu'elle shoot. Elle shoot. C'est trop court. Et le ballon qui reviendra à l'équipe nationale du Canada qui demande un temps mort. Paige Crozon demande un temps mort. Est-ce qu'elles ont utilisé déjà leur temps mort? Il me semble qu'elles l'ont utilisé. Oui, je crois aussi. Oui, il n'y aura pas de temps mort. Accepté. Mais elles ont la possession. Elles sont menées d'1 point. Un shoot à 2 points et elles gagnent. Et c'est là qu'on voit la qualité quand même de tout l'effectif canadien. C'est une rencontre vraiment disputée. Et contrairement aux Chinoises, comme vous le disiez tout à l'heure, là on joue la rencontre à fond et que le meilleur gagne. Exactement, beaucoup plus plaisant à regarder. Cassandra Brown, c'est raté, elle aura le rebond. Pas de faute. Oh la faute. On est encore ok. Il y aura un seul c'est la lancer 6e. Elles avaient un bonus. Ce sera donc un lancer
pour Cassandra Brown. Le Canada qui ne peut donc pas gagner sur ce panier, seulement égaliser. Égalisation. Là, il faut récupérer le ballon. Hein. 16 partout. L'équipe qui inscrira le prochain panier remportera cette rencontre et se qualifiera pour la finale. La première possession, elle est pour Ottawa. Quelle bataille! Vous avez vu Merissa Russell se coucher sur cette balle. Elle était pas loin de l'interception. 9 secondes pour Ottawa et Casey Bosch. On aime ces prolongations dans le basket 3-3. C'est vrai que c'est beaucoup de tension et en plus c'est vrai que le fait de ne pas avoir une équipe préférentielle plus qu'une autre. Bien sûr, 4 secondes pour Casey Bosch. C'était compliqué. Et la fin de la possession, la balle est sortie. Elle laisse passer les opportunités hein, quand même. Oui. Et c'est expliqué aussi par l'intensité défensive que les deux équipes mettent. Et c'est dommage de ne pas réussir à trouver un shoot, au moins sur cette possession. Balle de match dans les mains de l'équipe nationale avec Merissa Russell. Je pense qu'elle va tenter de la jouer là en 1 contre 1. Au final, elle a fait appel à un écran. Allez, Paige Crozon pour finir. Et la victoire de l'équipe du Canada sur ce panier de l'expérimenté Paige Crozon. Ouh, que ce fut dur pour le Canada de se hisser en finale. Le Canada qui prend le meilleur sur Ottawa après prolongation et qui donc retrouve l'Australie en finale. Et encore un pronostic gagnant pour nous deux. C'est vrai. C'est vrai, bravo. Mais alors franchement, Ottawa aurait tout autant mérité complètement de se qualifier. Elles ont eu la balle de match, elles ont mené d'1 point dans cette prolongation. Et finalement, c'est l'équipe nationale qui s'impose et qu'on retrouvera donc en finale. Australie-Canada, quelle belle affiche pour cette finale des Women's Series de Poitiers, 2 des meilleures nations mondiales. On a tout simplement les vice-championnes du monde australiennes face à la 4e formation mondiale, le Canada, 3e de la Coupe du Monde l'an dernier, qui avait été éliminé prématurément cette année de la compétition lors du dernier match de poule face à l'équipe de France. L'équipe du Canada qui s'est imposée à Shanghai cette année et qui aura donc bien l'occasion de doubler la mise tout à l'heure. Il faudra pour ça se débarrasser de l'Australie. Cette rencontre aura lieu à 23h15. Ce sera le dernier match au programme. On revoit les meilleurs moments de cette rencontre, les plus belles actions, les beaux paniers. Et le panier de la victoire. Crozon hein, qui l'avait appelé cette situation. Elle avait fait un signe à Russell que j'avais mal compris justement en allant lui poser un écran et elle savait qu'elle aurait l'avantage sur cette situation de pick and roll. Donc justement après l'écran de rouler vers le panier. Et à la fois beaucoup de justesse dans la qualité de passe et dans la réception de Crozon et qui a été capable d'être patiente sous le panier. Et de permettre à son équipe de le remporter. Des garçons sur la place du Maréchal Leclerc sur ce terrain de 3-3. Puisqu'en même temps, parallèlement à ce tournoi Women's Series, aujourd'hui avait lieu ce Light Quest. Donc on le rappelle, le Light Quest c'est le premier tournoi en termes de niveau, suivi du Quest, du Challenger et du Master. Le Master étant le tournoi le plus relevé en termes de niveau. Et le Light Quest, remporter un tournoi comme celui-ci permet justement de se qualifier pour l'étape suivante, à savoir un Challenger. Traditionnellement, Poitiers organise un Challenger masculin. Maintenant, c'est compliqué au niveau financier d'avoir à la fois un Women's Series féminin et un Challenger masculin. Cette année, les organisateurs ont privilégié le Women's Series féminin, plus haut niveau international, mais ont conservé une compétition néanmoins internationale masculine, ce Light Quest,
avec effectivement une qualification pour un challenger pour l'équipe qui s'imposera en finale. L'équipe disputera le challenger de Anxuan en Chine les 1er et 2 août. Donc vraie importance pour cette compétition pour les équipes engagées. Il y avait des équipes françaises d'ailleurs qui étaient présentes. On en avait 2 en demi-finale. Shell Basket 77 qui s'est incliné face à la formation tchèque de Titans, Titan 3-3. Et puis l'équipe de Loche qui s'est inclinée face à la formation de Los Angeles 3-3. Et on retrouve 2 Français justement à Los Angeles. 2 Français qui pourraient remporter ce Light Quest de Poitiers. On va vous les présenter. Ces joueurs de Los Angeles, 30e équipe au classement mondial, qui participe régulièrement à des challengers, 6e en Mongolie, 4e au Brésil. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour le Masters de Marseille grâce à cette performance. Dans cette équipe, Brian De Valk, qu'on a déjà vu à Poitiers. C'est un joueur belge. Le numéro 5, vous le connaissez forcément si vous suivez le basket 3-3. C'est Raphaël Wilson. Le joueur français, 66e mondial, il a disputé la Coupe du Monde 2025. À ses côtés, Jérémy Lieberman, le 164e mondial. Il a participé au camp d'entraînement de l'équipe américaine de basket 3-3 en 2024. Et à leur côté, un joueur qui évolue dans le championnat de France Élite 2 avec Orléans, c'en est même le capitaine. C'est Ludovic Negrobar. Battu par Pau en demi-finale du championnat d'élite 2, Ludovic Negrobar. Il s'est lancé dans le 3-3 cet été avec cette équipe de Los Angeles. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare de voir des joueurs qui cumulent les deux. Car on rappelle chez les garçons, c'est vraiment une compétition sur l'année entière. Donc on voit de plus en plus de garçons se spécialiser dans le 3-3. L'équipe de Titan 3-3. Prononcer le nom à la française, avec dans ses rangs Théodore Dlugos, 160e mondial. À ses côtés, Stepan Borovka, 181e mondial. Le numéro 3, Lucas Stegbauer, 166e mondial. 7e du Challenger de Bordeaux 2024 avec Liberec. Et pour compléter cette équipe, Adam Ruzicka, le 110e mondial. Il a participé avec l'équipe tchèque au tournoi de qualification à la Coupe d'Europe. 3e de la Coupe du Monde des moins de 20 ans l'an dernier. Il a 22 ans, Adam Ruzicka, jeune joueur, le plus jeune de l'équipe. Les Tchèques qui se sont imposés contre la formation de Sunset 21-8 avant de battre l'équipe de Cotonou après prolongation 18-17. Ils ont ensuite éliminé le Stade Rochelet, les voisins des Maritimes, 20-16 avant de dominer Shell Basket 77 en demi-finale. Un succès 18-16. De son côté, l'équipe de Los Angeles a battu Villeneuve-d'Ornon lors du premier match, 21-12. Une victoire contre Poitiers. Millers-Dès, 21-13 lors du deuxième match. Un succès en quart de finale difficile, mais c'est pas étonnant puisque Los Angeles a battu Hermont-Senef 15-14. Hermont-Senef qu'on avait vu l'année dernière justement à Poitiers. Et enfin cette victoire en demi-finale contre Loche Wolfpack, 21-8, demi-finale bien maîtrisée, plus facile que celle de l'équipe des Tchèques face à Shell Basket 77. Qui remportera le Light Quest de Poitiers? Réponse dans une dizaine de minutes. L'équipe tchèque de Titan ou la formation cosmopolite de Los Angeles.
avec 2 joueurs français dans l'effectif. Un joueur belge et un joueur américain. Donc évidemment, notre cœur balance un petit peu du côté de Los Angeles avec ces 2 joueurs français. On le rappelle, Raph Wilson et Ludovic Negrobar. Et ça sera une possession pour Los Angeles pour commencer, qui l'ont remporté sur ce jeté de pièces et qui ont décidé de garder la balle. Ça va être impressionnant aussi physiquement. C'est vrai que la densité et la différence entre les hommes et les femmes, elle se joue aussi à ce niveau-là dans le 3-3. On peut voir des actions un petit peu spectaculaires au travers des dunks. Oui, Raphaël Wilson qui n'a pas dunké là, qui a mis tranquillement ce ballon dans le panier pour le premier point de cette rencontre. Il est donc pour Los Angeles 3-3 qui a récupéré la balle avec Lieberman pour Wilson. Le 1 contre 1. Il est bien pris mais il parvient à ressortir ce ballon pour le shoot de Lieberman. 2 points de plus pour Los Angeles. C'est bien joué, c'est fait avec justesse de ressortir ce ballon à ce moment-là de Wilson envers son coéquipier. Très belle passe là de Lugos pour Ruzicka et le premier point de l'équipe de Titan. On le retrouve le passeur, cette fois-ci shooter. C'est raté, mais le ballon qui est ressorti. Pas de réussite pour Adam Ruzicka sur ce coup-là. Son défenseur n'est pas sorti non plus trop fort. On peut imaginer forcément que ce ne soit pas sa force première. Là, on a des coachs qui étudient le jeu adverse sur les matchs précédents. Oui, honnêtement, on ne connaît pas forcément les équipes. Par exemple, Ludovic Negrobar n'a pas l'habitude de jouer avec cette formation de Los Angeles. Donc c'est bien parce qu'en tout cas, ça peut créer une certaine surprise. Et puis, contrario, lui qui connaît peut-être moins aussi les joueurs, c'est important d'avoir la communication les uns envers les autres. Des petits clips vidéo aussi peuvent être utiles justement pour connaître les spécificités de chaque joueur. La vitesse de Jérémy Lieberman pour un point de plus. Oh, le contre de Ludovic Negrobar. Bien défendu, tout en verticalité là justement. 4 secondes pour shooter. Il va prendre le shoot. C'est raté au rebond. Les Tchèques qui s'imposent avec Lugos. Attention aux passes. Stegbauer qui a eu du mal à contrôler ce ballon. Qui va prendre le shoot. Quasiment au buzzer. C'est de Lugos mais c'est raté. Hop. Bien défendu. Bien lu. De la part de Théodore Lugos. Cette tentative de remise. Il n'était pas assez vigilant et il fait faute. Ludovic Negrobar. Qui a déjà joué à Poitiers, Ludovic Negrobar. Il était là en 2019. Il avait joué l'Open Plus à l'époque avec l'équipe French Bowlers qui faisait partie de cette équipe. Thomas Corneli. D'accord, donc joueur de Pau. Exactement, qui vient de monter. Qui a fait une saison remarquable. Le meilleur passeur du championnat, tout simplement, Thomas Corneli. À côté de lui, il y avait Antoine Eito. Antoine Eito aussi, excellent meneur, référencé dans notre championnat à la fois d'élite 2 et de Betclic aussi. Betclic avec Boulazac et puis joueur de 3-3 bien sûr. Et Bafessa Fofana compléter cette équipe. Ça faisait belle formation. Joueur qui a évolué aussi Gravelines Dunkerque pendant un certain nombre d'années. J'imagine en effet que l'équipe devait être très compétitive. 4-1 pour Los Angeles. Ça rentre pour Jérémy Lieberman. 6 points désormais. On sent l'âme du shooter. Il n'hésite pas à les prendre depuis tout à l'heure. Une belle gestuelle, un travail d'appui aussi intéressant. Et Raph Wilson là qui défend bien. Borovka qui marque le deuxième point. Pour les Tchèques, il y aura une faute sur cette action. La première pour l'équipe de Titan. On va essayer de retrouver Wilson aussi sur le tir extérieur. On le sait, c'est une de nos meilleures armes françaises. Il est impressionnant de réussite, capacité à tirer très rapidement.
Gros joueur de série aussi. La passe pour Ludovic Negrobar, un peu juste dans sa conclusion. Il va y retourner. Et ça sera qui compté. sera sanctionné. Faute offensive justement, il a laissé traîner ce bras. Je pense qu'il a été un petit peu accroché et malheureusement c'est lui qui se fait sanctionner. Le premier temps mort. Ça va vite, hein. Le 3-3 masculin aussi, on le voit, il y a une sacrée rapidité là sur le jeu de transition notamment. Rapidité, intensité, on voit les duels, les contacts. C'est une bonne idée de nous proposer cette finale juste avant la finale féminine. D'abord, il y a une pause évidemment chez les femmes. On ne peut pas enchaîner une demi-finale et une finale. Et c'est une très bonne idée des organisateurs de valoriser ce tournoi en proposant cette finale devant un très nombreux public. Ce soir, c'est beau, hein, ces tribunes garnies. Alors, on pourrait avoir plus d'encouragement, mais il y a du monde et ça, c'est très bien. Belle passe et la conclusion d'Adam Ruzicka. Le 3e point pour l'équipe de Titan. Raphaël Wilson qui demande l'appel, ouais. Et cette fois-ci, il aura le panier, la faute, Ludovic Negrobar. Et ça, le public apprécie. Du spectacle avec Ludovic Negrobar. C'est vrai que globalement, il faut saluer le super travail d'organisation sur le tournoi et l'adaptation un petit peu du dernier moment aussi par rapport à la canicule. Tout s'est bien enchaîné. Et vous le disiez, hein, ça permet aussi aux joueuses de récupérer un petit peu avant la finale. Il a pris son rebond, Ludovic Negrobar, sur son lancer raté. Oui, les tournois qui ont pu se disputer. Bien joué, Raphaël Wilson, main gauche. Seuls les scolaires malheureusement n'ont pas pu venir alors qu'ils viennent habituellement en début de semaine en raison de la canicule bien sûr. Voilà, il faut réussir à s'adapter. Raphaël Wilson, hein, qu'on voit des deux côtés, hein, à la fois défensivement, beaucoup d'impact au niveau du rebond et offensivement il en maîtrise, hein, sur la lecture au niveau du pick and roll, qualité de passe. On peut évidemment l'attendre sur le registre dans lequel il est une véritable masterclass, à savoir le tir à 2 points. Possession pour les Tchèques. On discute de la faute, hein. On essaie de comprendre qui a été sanctionné. Entre Jérémy Lieberman et Brian de Valk. C'est un véritable combat aussi à l'intérieur. On voit entre Ludovic Negrobar justement et le numéro 14 de l'équipe tchèque. Là il a pris appui sur la ligne. Possession pour Los Angeles. 8-3, petit avantage créé par l'équipe américaine. Ah, dommage pour Raphaël Wilson. Quand on pense Los Angeles, on pense forcément aux Jeux Olympiques 2028. Oh, magnifique ce shoot de Lucas Tegbauer. Il est important, permet aux Tchèques de rester dans le match. Il prend encore son rebond et magnifique passe ensuite de Jérémy Lieberman pour Brian de Valk. Le 9e point. Ils n'hésitent pas, hein, prendre un tir à 2 points. Dès qu'ils peuvent. Et lui aussi prend son rebond. Théodore Dlugos. Elle est anti-sportive celle-ci, mais elle va être sifflée normalement. Comme si là, il n'y avait vraiment pas la volonté de jouer le ballon, mais il voulait vraiment couper l'action. Ah, mais Brian de Valk qui l'a demandé. Hein. Légitimement. Hein. Ouais. 4 fautes du côté de Los Angeles, 3 pour les Tchèques de Titan. Mais avantage au score pour la formation américaine. Il aura le rebond, Raphaël Wilson. Et il conclut. Vraie qualité, hein, aussi au niveau de son toucher proche du cercle. Ouais. 10e point.
C'est raté rebond. Los Angeles. Chute de Brian De Valk. Qui a manqué la cible. Oh, mais il va tout seul. Et il conclut tranquillement. Il n'a pas envie de faire lever la foule. Hein. Non, c'est bizarre. Là, il aurait pu. Hein. Un petit peu de réserve. Après, c'est vrai qu'il met quand même énormément d'énergie défensivement sur les rebonds. Donc peut-être qu'il se préserve un petit peu sur ces efforts-là. Pas forcément indispensables. Stepan Borovka qui est récompensé de ses efforts. C'est lui qui avait shooté sur la première tentative, qui avait pris le rebond. Et c'est lui qui conclut. La 4e faute des Tchèques. 4 fautes de chaque côté, 4-0-6 à jouer, avantage Los Angeles, plus 4. Ouais, belle passe. Et conclusion, encore une fois, de Ludovic Negrobar, le panier plus la faute. Passé au bon endroit, hein. Bonne qualité de passe, mais aussi de réception. Là, c'est une séquence intéressante qui viennent de proposer Los Angeles. Ouais, faute bonne main. En effet. Avec la pression adverse, contrôler ce ballon, s'ajuster en l'air et conclure. Oh, lancer un peu court encore. Et la balle qui sera redonnée à l'équipe de Titan. Nouveau temps mort. Le TV temps mort précisément. 2 temps morts qui sont accordés au premier ballon mort après que le chronomètre de jeu affiche 6 minutes 59 pour le premier et 3 minutes 59 pour le deuxième. Nous sommes à 3 minutes 58. C'était le moment. Et on vient d'apercevoir là dans les tribunes Aurélie Bonan aussi, la coach de Ligue féminine, coach d'Angers, qui a l'habitude de venir à ce tournoi à Poitiers justement. Bien joué. Raphaël Wilson encore qui s'illustre au niveau du rebond, probablement un des meilleurs rebondeurs de cette rencontre. L'américain qui vient mettre un tir très clutch sur une situation de step back. On rappelle cet appui en arrière. En arrière, oui. Bien maîtrisé. Et ça glisse. Ça glisse, ouais. Style de shoot qu'on voit souvent. En effet. C'est pas blessé, j'espère. Visiblement non. Pour l'instant, Los Angeles qui maîtrise sa finale. Pas d'inquiétude. 7 points à l'avance. 5 fautes adverses. Oula. Oh, oui. Ouais, mais là, Ludovic Negrobar réclame le fait de s'être fait pousser. Il n'a pas totalement tort, en revanche. Ce qui expliquerait pourquoi il a bougé et, exactement. Et pourquoi il a touché son adversaire. La 5e faute de Los Angeles. On va peut-être avoir une victoire de joueurs français. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas en Women's Series, mais peut-être. Écoute, dans ce Light Quest. On pourrait s'en satisfaire. C'est vrai que ça serait une bonne chose pour eux qui se qualifieraient donc pour le Challenger, on le répète, au mois d'août. Ouais, en Chine. Bien joué cette action. Les 3 joueurs touchent la balle. La 6e faute de Los Angeles ensuite sur la remise en jeu. « 15-7 ». Moins de 3 minutes à jouer. Allez, pour les Tchèques, c'est maintenant. Voilà, avec ce tir longue distance peut-être. Non, beaucoup trop court. Situation de end-off. End-off sont 4 secondes. Oui. Des main à main, justement, là, qui permettent d'isoler un joueur et de le retrouver tout seul pour un tir à 2 points. Bien joué cette fin de va la donner. Bien joué. La passe de Ludovic Negrobar pour Brian De Valk. Un point supplémentaire pour Los Angeles. Los Angeles qui va récupérer la balle sur cette perte de possession d'Adam Ruzicka. 16-7, c'est dur pour l'équipe tchèque.
qui a eu 3 matchs compliqués hein, dans ce tournoi pour se hisser en finale. Alors que du côté de Los Angeles, on a bien maîtrisé, sauf justement cette rencontre face à Hermon Senef. Ce succès 15-14, un point. C'est rapide. Hein. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Et en plus, c'est conclu. 2 points de plus, signé Jérémy Lieberman, 18-7. Et peut-être que l'équipe américaine pourra conclure le match. Ah, il préfère le shoot à 2 points plutôt que de conclure. Peut-être que l'équipe de Los Angeles, disais-je, pourrait finir le match avant la fin des 10 minutes. Il ne manque plus que 3 points. Et encore plus intéressant de voir que l'équipe des Titans là, a commis 6 fautes. Au bout de la 7e faute, ça sera des lancers francs pour Los Angeles qui leur permettrait de s'approcher encore un peu plus rapidement de la victoire et de la qualification donc au Challenger. À une place en Challenger. Raphaël Wilson. C'est raté. Rebond pour les Tchèques. Et le shoot immédiat. Oh, avec la planche. Il est réussi. Demandez même la faute. Il ne l'a pas obtenue. Théodore Lugos. Mais il a marqué ses 2 points. La réponse peut-être encore un peu court. Mais le rebond favorable à Jérémy Lieberman. Il y a un petit problème là au niveau du scoring parce qu'ils annonçaient Los Angeles à 20 points. Ils sont repassés à 19. Ouais, c'est bien 19 pour moi, il me semblait. Hein. Ok, il y a juste eu un problème alors ouais. Tableau d'affichage. La table de marque, je crois. Ils avaient dû marquer le shoot à 2 points qui n'est pas rentré avant de mettre le rebond certainement. Incompréhension là entre Raphaël Wilson et Brian De Valk. Sans conséquence, hein, 9 points d'avance, il reste 1 minute 02. Il y aura un autre temps mort avant la fin de ce match. L'équipe de Los Angeles, je le disais, habituée déjà au Challenger, qui va donc obtenir une nouvelle qualification. 6e en Mongolie, 4e au Brésil. Ils disputeront le Masters de Marseille. Allez, la dernière minute de jeu. On va laisser, tranquillement marquer un point de plus pour Titan. Un shoot à 2 points et le match sera terminé. Raphaël Wilson peut-être. Il va essayer, il garde la balle, il reste 2 secondes. Il est bien pris, mais il shoot avec la planche. C'est la victoire de l'équipe de Los Angeles sur ce shoot de Raphaël Wilson. C'est pas une surprise, on l'attendait ce shoot pour donner la victoire à l'équipe de Los Angeles. L'équipe de France et là il fait la même chose avec Los Angeles. Exactement. Et donc la victoire de Los Angeles et de ces 2 Français, Ludovic Negrobar et Raphaël Wilson. Los Angeles qui remporte donc ce Light Quest de Poitiers. Et on va saluer d'abord le meilleur joueur du match de cette finale. Et on va poser la question à Ludovic Negrobar. D'abord, pour commencer, Ludovic qui est là, qui s'est lancé dans le 3-3 après cette saison d'Elite 2. Ludovic, bah voilà une belle victoire à Poitiers. Vous remportez ce Light Quest. Quel est votre sentiment? Ouais, c'est bien. Moi, c'était pas prévu. On m'a appelé en urgence hier. Du coup, je connais Raph, je suis venu et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de 3-3. Ça fait plaisir de revenir sur le terrain et prendre du plaisir avec les gars. C'est vrai qu'on a été surpris de vous voir. Quelles étaient les sensations alors? Racontez-nous. Bah, ce matin, c'était dur. Ce matin, c'était dur avec la chaleur et tout. Et maintenant, le soir, c'est retombé un peu. Du coup, c'est vraiment bien. Félicitations en tout cas pour ton intégration réussie sur le tournoi. Et maintenant, la suite, donc c'est la qualification au Challenger. Est-ce que tu prendras part au projet pour le Challenger en Chine au mois d'août? Non, j'ai une saison à préparer avec Orléans. Et voilà, moi, je suis venu pour les aider. On m'a prévenu hier et voilà, je suis content pour eux.
Ça recrute fort à Orléans, on l'a vu pour la saison prochaine. Jonathan Jeanne vient de signer notamment, c'est bien, ça se construit bien. Non, c'est bien sur le papier, mais maintenant il faudra prouver sur le terrain. Évidemment. Merci Ludovic Negrobar, vainqueur du Light Quest de Poitiers. Raphaël, un petit mot, Raphaël Wilson. Et quel shoot, Raphaël, on a l'habitude, on l'imaginait bien avec Maud que vous alliez le prendre ce dernier shoot. Avant de recevoir la balle, je savais déjà que j'allais le prendre. Je me suis dit on va perdre un petit peu de temps, comme ça on se repose un petit peu et voilà. J'ai pas appelé la planche. J'aurais peut-être dû, mais voilà, le résultat est fait et on est content d'avoir gagné. Bon, dites-nous votre projet avec cette équipe de Los Angeles. De repartir sur des bases solides. C'est une nouvelle équipe où il y a tout à refaire et à bâtir. Donc c'est différent des équipes avec lesquelles j'ai l'habitude de jouer. Mais franchement, beaucoup de fun et on commence à être pas mal. Donc c'est intéressant. Là, on vient de gagner un challenger en plus. Donc voilà, c'est le but. Oui, vous allez participer au challenger en Chine au mois d'août. Félicitations Raph, c'est vrai qu'on te connaît justement pour ta qualité d'adresse, on t'a vu vraiment leader, notamment autour des pick and roll, etc. Comment s'est passée ton intégration au sein de cette équipe? Super, il y avait déjà Brian que je connaissais déjà, j'avais joué pas mal de fois contre lui. Et après les autres, j'ai appris à les connaître. Et comme j'ai dit avant, on apprend les uns des autres. On est là avec Brian pour apporter notre expérience du 3 contre 3. Et ça se passe vraiment bien, il nous a intégrés comme si on était là depuis des années déjà, donc franchement c'est génial. C'est quoi les objectifs que vous fixez du coup avec cette équipe? Là c'est top 20. Top 20 cette année, là on est actuellement 29e si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des objectifs qui sont assez élevés puisqu'on part de 43e, un truc comme ça. Du coup, voilà, on se donne à fond, on s'entraîne ensemble et on fait pas mal de tournois. Donc voilà. Vous serez au Masters de Marseille? Oui, on sera à Marseille, donc voilà, en petite tournée française. Et ça fait plaisir, ça fait au moins 3-4 ans que j'aimerais bien le jouer, mais à chaque fois, je n'étais pas dans le roster. Donc là, je vais pouvoir le jouer, c'est super. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Raphaël Wilson. La victoire donc de Los Angeles dans ce Light Quest masculin de Poitiers. On va retrouver maintenant les équipes féminines avec cette finale dans quelques instants entre le Canada et l'Australie. On va laisser place sur le terrain pour d'abord les récompenses pour les garçons. Et le MVP de cette rencontre, Raphaël Wilson, que vous venez d'entendre sur Noah et sur France.tv en direct. Le français de cette équipe américaine qui est donc élu meilleur joueur. Il va recevoir son prix meilleur joueur de ce Light Quest de Poitiers avec ce dernier shoot. Magnifique, évidemment. On l'attendait, il l'avait préparé, il l'a réussi. Titre largement mérité, hein. C'est vrai qu'on l'a vu en maîtrise sur tout le match, présent dans tous les secteurs et on le voit, hein, il a acquis suffisamment maintenant de maturité dans son jeu pour être capable de prendre le lead d'une équipe et d'accomplir de grands objectifs. Il disait, il faut repartir sur des bases solides. Pour l'instant, ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant. Le MVP, Raphaël Wilson. Et la victoire pour l'équipe de Los Angeles. 3-3 sous les applaudissements du public de Poitiers. Et on va s'intéresser ensuite bien sûr à cette finale du Women's Series entre l'Australie et le Canada. Dans quelques instants, la présentation des équipes. Donc on le rappelle, l'Australie qui va affronter le Canada, deux équipes qui étaient attendues à ce stade de la compétition. Ça risque d'être une finale passionnante à observer et également à commenter auprès de Freddy. Difficile de faire un pronostic tant ces deux équipes sont performantes depuis le début de la compétition. Des équipes qui peuvent se ressembler sur la densité athlétique, sur la qualité du jeu proposé aussi. L'Australie qui a battu Bucarest 21-20 lors de son entrée en matière. Le succès contre Paris Région Île-de-France 20-13 dans le deuxième match de poule. Cette qualification donc à la première place. Un quart de finale bien négocié, bien maîtrisé contre Beijing, remporté 21-7.
Et cette victoire en demi-finale face à Amsterdam, 21-16. Gros duel face à Amsterdam, les Néerlandaises qui n'étaient que 3. Et l'Australie qui en a profité pour s'imposer en 21 points. Face à cette formation australienne, vice-championne du monde, l'équipe du Canada qui a eu beaucoup de mal à se débarrasser de ses meilleurs adversaires. La formation d'Ottawa, une victoire après prolongation. La première de ce tournoi de Poitiers. C'est vrai qu'on en a eu qu'une jusqu'à présent. Ottawa avait pris l'avantage en marquant le premier panier de la prolongation et à force de persévérance et probablement aussi d'expérience, elles ont fait parler à la fois leur sérénité et leur maîtrise des Canadiennes. À l'image de Paige Crozon qui est venue conclure et marquer le dernier panier pour amener son équipe en finale. 17-16 contre Ottawa. On a deux équipes qui ont terminé en tête de leur poule, puisque à l'image de l'Australie, le Canada avait battu la Hongrie 21-6 lors du premier match et s'était imposé contre Beijing 18-11 avant d'éliminer Paris 21-11 en quart de finale. Et donc ce succès en demi-finale après prolongation contre Ottawa 17-16. Et alors Freddy, qu'est-ce que vous envisagez pour la fin de cette journée? J'attendais votre question. Eh bien, j'envisage un superbe match. Super. Et une très belle finale avec la meilleure équipe qui s'impose sur ce match-là. Très belle réponse. Voilà. Ouais, c'est pas facile quand même. C'est pas facile. Alors, je vais vous donner quand même ma réponse avant que vous donniez vos arguments de spécialistes. Mais j'ai du mal à choisir. Je crois que je vais miser sur le Canada. Je vais miser sur le Canada. Bah écoutez, je suis presque... Ouais, aussi, okay. Mais bon, ce sont de grosses équipes, alors c'est pas évident. C'est pas évident, mais je vais miser le Canada. Ok, très bien. Et moi, je vais partir sur l'Australie, et non pas par esprit de contradiction, simplement parce que je les trouve vraiment solides, déterminés. Je trouve que Clark aussi est tellement présente sur son adresse à 2 points que ça rajoute encore une arme très dangereuse du côté des Australiennes. Après, encore une fois, la rencontre sera vraiment disputée. Et on jette vraiment la pièce, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, tellement les deux équipes sont fortes. C'est le dernier match de ce tournoi de Women's Series, le dernier match de la soirée, le dernier à vivre en direct sur Noah, sur France.tv. On est ravis de vous proposer cette retransmission comme tous les ans du tournoi international de basket 3-3 ici à Poitiers. Après une première soirée riche en rencontres hier avec tous les matchs de poule. Cette phase finale aujourd'hui, ce 7e match après les quarts de finale et demi-finale. Allez, on écoute le public. Les tribunes qui sont quasi pleines, Vraiment beaucoup de monde ce soir pour assister à cette finale. Malgré l'horaire assez tardif, il est plus de 23 h. Et l'orage qui a eu la bonne idée de passer à côté de Poitiers, mais pas sur Poitiers, pour nous permettre de vivre sans interruption ce Women's Series. C'est vrai qu'on a de la chance, les conditions de cette dernière journée sont quand même agréables. Et là, on voit le public de Poitiers qui se lève, qui est bien chauffé par nos deux speakers. Oui. Je crois qu'il y a un ballon en jeu. Exactement. C'est ce qui fait lever la motivant. Remporter le ballon. Et voilà. Il fera le bonheur d'un spectateur. Spectacle gratuit ici, Sylvain Meignier le rappelait. C'est vrai que vous êtes intéressé par le basket, ou vous êtes amateur de basket 3-3, vous avez noté l'événement, vous venez assister à ces rencontres. Mais si vous ne connaissez pas forcément, vous vous promenez dans le centre-ville de Poitiers, vous passez forcément par cette place du Maréchal Leclerc et vous voyez cet événement, vous vous installez.
Et vous restez. C'est vrai que l'ambiance est vraiment très attractive hein, et moi j'invite toutes les personnes qui seront du côté de Marseille le week-end prochain à s'y arrêter si vous en avez l'occasion. Hein. C'est vraiment une discipline qui gagne à être connue, une discipline qui est devenue olympique hein, depuis les Jeux Olympiques de Paris et qui sera également à Los Angeles. Et donc c'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu. Avec une médaille chez les hommes, hein, la médaille d'argent à Paris pour l'équipe masculine, l'équipe de France. Ils avaient chuté hein, contre les Néerlandais de Jong, qui avait été exceptionnel. Hein, qui avait marqué ce dernier panier, on s'en souvient encore. C'était vraiment passionnant à suivre. Hein. Les Français n'étaient pas passés loin d'obtenir la médaille d'or, mais c'est quand même un magnifique parcours qu'ils nous ont proposé pendant ces Jeux Olympiques à domicile. Alors que l'équipe de France féminine avait fait un beau parcours lors des premiers JO, ceux de Tokyo qui avaient été décalés de 2020 à 2021. Et là c'est un jeune spectateur qui demande du bruit au public. Et qui prend vraiment possession du terrain. Hein. Ouais. On le sent à l'aise. Il a le micro en main. Eh oui. Il va en perdre sa voix. Et oui, il est top. Bravo. Ah, mais c'est Vincent Royer qui est arrivé. Le speaker habituel. Vincent. Bien connu, hein, des circuits 3-3, mais aussi du All-Star Game, évidemment. Bien sûr. Un poids de 20, Vincent. Il est chez lui ici. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de t'offrir un ballon 3-3 spécial Jeux Olympiques de Paris 2024. Et surtout, qui mange des cacahuètes pendant que je parle? Toi, bah ouais, Thibaut. Ouais, bah ouais. Tu verras un jour, tu seras professionnel. Je plaisante. Alors, non, juste, s'il vous plaît. T'arrêtes là, ça va. Non, juste pour la petite info, Thibaut, il n'était pas prévu sur le Women's Series ce week-end et sur le Light Quest. Il arrive en last minute et il a géré de ouf et de dingue. Faites du bruit pour Thibaut ce week-end. Donc Thibaut, on s'en fout. Allez, un cadeau. Le ballon, il est pour toi. Oh, les abdos de ouf que t'as. Moi, j'étais comme ça avant. Qui a rigolé? Alors, le t-shirt Hooper, il est pour toi. Hooper, c'est l'équipementier officiel. Les chaussettes, chacun ah oui, c'est un beau lot. Belle dotation, hein, ouais. Pour cet enfant. T-shirt, chaussettes, le speaker, ça passe. Ballon. Donc, tu ramènes tes... Ah, mesdames, messieurs. Et la belle photo. Ah, il se souviendra de sa soirée. Super. Il repart pas les mains vides, c'est sûr. Bravo à lui. Lucas, fais-moi juste un petit faites du bruit, mais en plus court que tout à l'heure. Faites du bruit. Ouais, c'est pas possible, il va suivre Vincent Royer dans ses différentes animations, il connaît tout. Tiens, vas-y. Bravo en tout cas. Faites du bruit. Au niveau du scoring, Maud, c'est bien Lise Leclerc qui est passée en tête avec 34 points devant Seisha Grandtalen, 28. Nadine Selaoui, 26. Ces trois joueuses ne disputent pas la finale. Par contre, derrière, Emma Clark avec 26 points, Anna Hank avec 25 et Paige Crozon avec 24 peuvent encore se rapprocher du titre de meilleure marqueuse de ce tournoi. Allez, l'ambiance à Poitiers pour accueillir les deux équipes finalistes de ce Women's Series. C'est la 6e édition de ce tournoi international féminin organisé ici à Poitiers. L'une des 24 étapes de la saison avant la finale à Shanghai les 5 et 6 septembre. En 2024, l'Espagne s'était imposée en battant l'Allemagne 14-13 après prolongation, super finale. En 2023, c'est le Canada qui avait battu la Chine. Le Canada qui peut s'offrir un nouveau titre ici en dominant l'Australie. En 2022, l'Allemagne avait battu les USA 21-17 avec une belle performance de Bordeaux Balistique éliminé en quart par l'Israël.
En 2021, c'est la France qui s'était imposée face à la Russie. 21-15 avec Marie-Ève Paget, Anna Maria Philippe, Laetitia Guapo, Emilia Touré. Et en 2019, la République tchèque avait été la première nation à inscrire son nom au palmarès en battant le Canada. 21-19. Le Canada vainqueur en 2023 va-t-il inscrire une deuxième fois son nom au palmarès de ce Women's Series de Poitiers? La réponse à l'issue de cette finale. Face à cette équipe, l'équipe d'Australie, vice-championne du monde au mois de juin. C'était à Varsovie, en Pologne. Pour cette équipe d'Australie, 4 joueuses, 3 ont participé à cette Coupe du Monde, notamment Marena Whittle et son numéro 21. Elle n'en faisait pas partie. Lauren Nicholson, 33 ans. Emma Clark, 39e joueuse mondiale. Shooteuse, on vous l'a dit, 4e au classement des meilleures marqueuses. Juste devant Anna Honk. Le team roster de l'Australie, la composition de l'équipe australienne victorieuse de ces 4 rencontres jusqu'à présent dans ce Women's Series. Face aux vice-championnes du monde, la nation la plus impressionnante en nombre de joueuses présentes ici. Elles ont hissé 8 joueuses en demi-finale. Elles nous ont livré un duel épique. Les Canadiennes de l'équipe nationale qui ont dominé Ottawa, représentées ce soir par la 4e joueuse mondiale, Paige Crozon. À ses côtés, Catherine Plouffe, 21 victoires en Women's Series. Elle s'était imposée à Poitiers en 2023, 4e des JO 2024, 10e mondiale. Elle est 91e au classement mondial. C'est Mérissa Russell. MVP de la victoire à Shanghai cette saison. Mérissa Russell. Et enfin Cassandra Brown, qu'on a vu briller à Bordeaux l'an dernier. Elles sont acclamées, hein, les Canadiennes, hein. On l'a entendu, notamment Catherine Plouffe. On ne sait pas encore si le public de Poitiers a choisi son camp, mais en tout cas, va bien falloir pendant cette finale. Catherine Plouffe, elle est championne de France avec Bourges, avec Basketland. Elle a 2 Coupes de France à son actif avec Bourges. Elle a aussi joué à Latte Montpellier, à Roche-Vendée. Les amateurs de Ligue féminine la connaissent évidemment. Les amateurs de basket 3-3 l'ont vu briller déjà ici à Poitiers. Alors oui, certainement que le public va encourager la formation du Canada. C'est vrai que Plouffe, hein, au-delà des qualités de basketteuse qu'elle a, humainement aussi, elle a vraiment fait l'unanimité partout où elle est passée. Hein. Une joueuse d'une bienveillance rare et une sympathie aussi appréciable. C'est l'heure des vérités, les 10 dernières minutes. Ou plus, si les deux formations n'arrivent pas à se départager. On est face à quand même 8 joueuses, hein, qui offensivement sont solides, donc on peut potentiellement envisager une fin de match avant la fin des 10 minutes. On va bien voir comment elles entament cette rencontre. La première possession sera pour l'Australie. Allez, c'est parti pour cette finale avec la première interception de Catherine Plouffe d'entrée. Et elle va au panier, elle prend son rebond et elle inscrit le premier point de cette rencontre. Et vous avez vu, on a vu cet écran qu'on retrouve pas mal dans le 5-5, le guarded screen justement, où Russell a posé un écran sur sa propre joueuse. La réponse de Whittle. Expliquez-nous cet écran alors que le ballon est sorti. C'est un écran justement où à l'intérieur, au lieu d'essayer d'aller chercher le défenseur de sa coéquipière, on pose un écran sur son propre défenseur pour éviter qu'il arrive en aide. C'est un écran qu'on appelle le guarded screen et qu'on retrouve pas mal en 5-5 et dont Catherine Plouffe a su faire très bon usage du côté de Russell. Merci Maud pour ces explications.
Allez, Bien la joué, passe de Catherine Plouffe. Encore un rebond canadien. Et cette fois-ci, Merissa Russell qui marque pas. On va devoir remettre le filet. Et c'est Clark qui va s'y coller tout en détente. Ballon conservé par les Canadiennes, mené 2-1 après ce tir à 2 points. Et 9 secondes pour cette possession. Ça va aller très vite. Il en reste déjà plus que 5. Ouais, le joue le 1 contre 1. Et c'est pas rentré du côté de Catherine Plouffe. Ça fait déjà 2 ballons qu'elle freine. En moins d'1 minute, Catherine Plouffe. En se retournant. C'est raté. Dans le dos là. Mais bon, encore une fois, on laisse jouer. C'est aussi ça le 3-3. On joue avec beaucoup d'intensité. On s'en sort bien sur cette passe Cassandra Brand. Et Clark est capable de répondre à la densité physique justement de Catherine Plouffe. Elle lui a empêché l'accès trop facile au panier en commettant la faute et en l'empêchant de marquer ce panier. Balle d'égalisation pour Catherine Plouffe. C'est raté. Mais elle va récupérer le ballon. Ouais, elle a fait ricocher là sur les mains de Whittle justement. Bien joué de sa part d'avoir été capable de suivre son rebond. Ouais, la belle passe magnifique, Catherine Plouffe pour Paige Crozon. Situation de cœur là encore une fois derrière l'écran. Et là, il y a une double faute qui va être sifflée. On a vu le geste là, des bras croisés de l'arbitre qui signifie que les deux joueuses en fait, l'Australienne et la Canadienne sont sanctionnées. Donc ça sera une balle pour les Canadiennes suite à l'entre-deux. Pour les Australiennes. Oui, les Australiennes, pardon. Et une nouvelle faute offensive celle-ci. Donc contre les Australiennes. Troisième faute pour l'Australie. Le compteur monte rapidement au final. Ouais, ça va vite. Allez, Russell. Crozon, ça rentre pour Paige Crozon. Réputé pour son tir, une belle gestuelle. 4-2 pour le Canada. Ouais, bien joué là. Le double pas et même de Marina Whittle. Un petit peu plus technique, cet Eurostep bien maîtrisé justement avec le décalage de ses appuis. Bonne lecture. Encore une belle passe. Et un point de plus. Whittle, elle a vraiment la qualité physique justement de résister au contact sous le panier. Et là, elle joue bien le coup. Russell qui est venu mettre un écran illégal. Et faire tomber Whittle, faut y aller. Et Whittle qui a inscrit les 4 points de son équipe. Qui va aller souffler un petit peu. Ouais, 4 partout. On voit Henk arriver. Là voilà, balle en main. Vous le disiez aussi, qui fait partie des top scoreuses de cette équipe et du tournoi même. Et on l'a vu aussi très présente au niveau du rebond. 25 points jusqu'à présent. Whittle n'aura pas soufflé trop longtemps. On va voir revenir déjà. Là, ce sera une sortie de balle justement pour les Australiennes. Henk qui va la récupérer, qui va rater, mais récupérer son rebond offensif. Oui, mais pas plus de réussite sur le rebond. Elle l'a beaucoup fait aussi, justement, s'offrir des secondes chances sur les rencontres précédentes. Russell attire des accès, le rebond. Ah oui, bien joué. Le rebond pour Catherine Plouffe, un peu de réussite. Qui lui permet de servir Merissa Russell pour le 5e point des Canadiennes. Il y aura une faute. La faute de Paige Crozon. Elle avait compris qu'elle n'aurait pas l'avantage là sur la prise de position d'Henk, donc elle décide de faire cette faute intelligemment. Paige Crozon aussi qui a de l'expérience sur les terrains de 3-3. Vous le disiez, elle l'a déjà remporté ici à Poitiers. Oui. Perdu une finale. Et là, Russell qui très combatif, qui a tenté de viser les pieds de Whittle, mais au final la passe est arrivée vers Plouffe.
Et Brown qui va jouer son 1 contre 1 contre Clark, mais Clark c'est solide hein, quand même. C'est pas facile contre Clark, c'est sûr. Honnêtement, une très bonne latéralité au niveau de ses appuis. L'envergure aussi qui permet de dissuader. Nouvelle faute. La 5e. Non, on s'était trompé, oui, sur le tableau d'affichage. C'est bien la 4e du Canada. Ce sont les Australiennes qui avaient déjà 4 fautes. Pour l'instant, c'est difficile hein, de voir une des deux formations gagnantes. Oui, c'est équilibré. Équilibré au niveau des fautes. Un point d'avance pour le Canada. Là, on voit hein, le tir de Whittle à 2 points. Cette belle coupe aussi, hein, ce curl. Hein. Justement, Paige Crozon qui avait continué sa course vers le panier parce que son défenseur était retenu dans l'écran. Donc c'était vraiment le choix juste à faire. Ce qui lui a permis d'inscrire un lay-up main droite facile. La Clark hein, qui casse bien les bras, qui va essayer d'attaquer Russell, mais qui pas simple. Tient son duel aussi. Et là, on est vraiment face à des joueuses qui maîtrisent leur sujet. La faute. C'est vraiment c'est franc. On revoit cette action. Brown là qui est venu amener son défenseur aussi. Elle lui a pas forcément rendu la tâche trop facile, mais bon. C'est une action quand même qui est positive vu qu'elle provoque une faute supplémentaire et qu'elle obtient un lancer franc. Lancer réussi. Belle sortie de balle là de la part d'Eng qui maîtrise aussi son dribble. Encore une faute sifflée. 5 fautes de chaque côté. On les sent solidaires, hein, les Australiennes. Elles se réunissent souvent. Hein, dans le jargon, on appelle ça se faire des huddles, justement, et essayer de se regrouper pour remettre un petit peu les choses à plat, voir ce qui fonctionne moins bien. Et on voit beaucoup les Australiennes le faire. Il y a beaucoup de mobilité hein, côté des Canadiennes. Oh, belle trajectoire. Hein, Emma Clark qui égalise. Et tout de suite, la réponse de Brown, justement, qui... Ouais. Cassandra Brown. J'ai du mal à comprendre si la table de marque là est déjà à jour. Ça allait tellement vite entre les deux situations, mais donc l'Australie est derrière de points. Oui, toujours. Ouais. L'Australie qui avait égalisé. Et le Canada qui est repassé devant, 8-6. Bien décidé à conserver son avantage. Whittle. Bien joué. Ouais, elle est bien défendue. Oh, la bataille du rebond qui profite à Lauren Nicholson. On va voir ce ballon lui retomber dans les mains. Les 3 joueuses sont vraiment concernées hein. À ce niveau-là. Elles ont compris que c'était un des leviers aussi importants pour remporter un match qui s'annonce très serré entre les deux formations. 14 000 $ en jeu pour celle qui remportera ce match. C'est le prize money offert à l'équipe qui s'impose. 10 000 pour celle qui terminera deuxième. Et Russell avec Clark, ah oui, bien joué, en vitesse. En vitesse et qui décide de l'attaquer justement à contre-pied. Là, c'était vraiment bien joué. Clark a eu du mal à la tenir sur son départ. Ouais, bonne défense encore de Paige Crozon. La bataille de Russell qui va pouvoir servir. Paige Crozon qui retrouve Catherine Plouffe. Bien défendu là encore par Marina Whittle. Elle n'a pas tenté le shoot. Et elle aurait pu même, suite à sa fixation, retrouver peut-être Paige Crozon qui est à droite aussi dans cet exercice. Ouais. Elle a préféré y aller. Après, encore une fois, c'est un parti pris. Elle est capable de le faire aussi, Catherine Plouffe. Balle pour l'Australie. Un petit peu plus de 5 minutes à jouer. La belle passe. Et la conclusion d'Emma Clark. On sent que les joueurs se connaissent. Ils arrivent à trouver des bonnes connexions là. Notamment Clark et Whittle. Et un rebond des Australiennes là.
Clark qui décide de garder la balle, de jouer directement son 1 contre 1 et avec la planche. Avec la planche. Elles sont pas ressorties. Justement, on a vu les arbitres lever le bras et faire le signe de ressortir le ballon. Là, il y a eu une petite confusion chez les Canadiennes. Russell qui tente de réclamer la balle. Et Clark qui décide de jouer Russell là sur son 1 contre 1. Il y aura une faute qui sera sifflée au sol. Et donc 2 lancers francs. Et oui, pour Clark. Parce que le Canada vient de passer à 7 fautes d'équipe. Encore une fois, c'est pas négligeable à ce stade du match, surtout avec une égalité parfaite. Le premier réussi pour Emma Clark, qui va soigner ses statistiques aussi. Son 6e point de la finale. Et avantage à Australie maintenant, 2 longueurs d'avance sur le Canada, 11-9 à 4 minutes 30 de la fin. Le shoot longue distance, il est raté pour Cassandra Brown. La bataille pour récupérer le ballon. Et Cassandra Brown qui va avoir une autre occasion en attaquant le cercle cette fois. Là, cette fois-ci, c'est Henk qui récupère la balle, qui va servir Nicholson, qui fait sauter Brown. Marché. Le départ direct qui est jamais simple à maîtriser. Elle a sûrement dû lever son pied avant même de poser le dribble, ce qui fait qu'elle est sanctionnée. Une nouvelle faute de l'Australie, la 6e. Pas de lancer dans la prochaine faute. 2 lancers seront offerts au Canada. Le Canada déjà dans la pénalité, vous l'avez dit, Mono. Russell. L'Australie pas loin de les rejoindre pour cette pénalité. Oui, à la prochaine. 2 lancers francs. Là ça y est, on va arriver à un moment où c'est décisif et c'est important d'être lucide sur cette ligne des lancers francs. Un exercice pas toujours évident, surtout quand il y a de la pression, il y a l'enjeu d'une finale. L'Australie a l'opportunité de passer à 4 points d'avance. Ah oui. Henk au lancer. Impeccable sur ce premier. 12-9. Avec ce switch, le ballon qui ne touche strictement rien. Et le deuxième est raté. Catherine Plouffe qui attaque le cercle, qui marque un point de plus pour le Canada. 12-10 pour l'Australie. Nicholson. Quelle bataille, elle va prendre le shoot, elle rentre. Lauren Nicholson. La joie de Clark là sur le côté, qui s'extasie de ce tir à 2 points, et Paige Crozon qui fait une petite gamelle. Ouais, exactement, et Whittle. Le rebond pour le Canada. Paige Crozon qui retourne, qui rentre ce panier à 2 points, 14-12. Quelle finale, une faute offensive sanctionnée. Ce sera une récupération de balle pour le Canada après le temps mort. Avantage Australie 14-12. Et vous l'avez vu, le Canada reste dangereux avec Paige Crozon qui n'a pas hésité à prendre 2 shoots à 2 points. Le premier n'est pas rentré, mais le deuxième a fait mouche. Et là, ça peut se jouer à l'adresse. J'ai vu Whittle prendre ce tir à 0 degré. Et d'expérience, j'ai perdu une finale contre l'Australie en 2023 à Bowding justement. Et elle avait été traumatisante de réussite à 2 points justement, cette joueuse Whittle. Donc on va voir la réussite dont elle fait preuve ce soir. Est-ce qu'elle sera capable de permettre à l'Australie de l'emporter et de faire en sorte que mon pronostic soit bon. Exactement. On revoit la réussite de Lauren Nicholson. Puis celle de Paige Crozon derrière l'arc. Alors on vérifie quelque chose du côté d'arbitre. Il y a eu une faute offensive sanctionnée de l'Australie. Ce sera donc une remise en jeu en faveur du Canada.
Donc il y a une faute antisportive qui a l'air d'être sifflée. Ah oui. Après vérification de la vidéo justement, hein, et Paige Crozon avait l'air de réclamer ça justement. Sur la faute offensive. Il me semble qu'elle a été accrochée justement et que son visage a été touché ici. Ah d'accord. Les règles sont les mêmes que dans le 5-5. À partir du moment où on touche le visage aussi, ça devient systématiquement une faute antisportive. Paige Crozon sur la ligne des lancers. Alors j'ai un petit doute hein, parce que dans la mesure où il y a des rebondeurs, est-ce que ça serait pas une faute simple et seulement le signe d'un accrochage? Bon, la conclusion étant que Paige Crozon marque ses 2 lancers francs et permet au Canada d'égaliser. Ouais. C'est une grosse décision quand même. 14 partout, 3 minutes 13. Possession Australie et encore une défense du Canada signée Cassandra Brown. Je pense qu'elles ont tort hein, vraiment de persister à essayer de trouver des passes en l'air. Hein. Il va falloir qu'elles prennent le shoot. 3 secondes, Paige Crozon, le flotteur, c'est raté. Et la balle sera redonnée à l'Australie. Je disais, on est face à 2 équipes avec beaucoup d'envergure, très athlétiques et depuis tout à l'heure, dès qu'on cherche les petites passes en l'air, elles se font toucher, intercepter. Donc il va essayer falloir de trouver justement des passes à rebond, pourquoi pas. Ouais, je sais pas Ouais. s'il a... Elle est canadienne là. Elle a Ouais, fait, il me semble. Ouais, l'arbitre qui revient sur sa décision, il me semblait effectivement que la balle avait été retouchée par Emma Clark hein, sur cette défense de Catherine Plouffe. Petite erreur d'annonce, hein, elle s'en est rendue compte rapidement. Oui, elle a corrigé d'elle-même. 14-14, moins de 3 minutes. Finale à suspense qui tient toutes ses promesses. Il était loin ce shoot de Catherine Plouffe. Whittle sur Russell. Le rebond pour Catherine Plouffe. Cassandra Brown. Bien joué. Russell, la belle passe. La mauvaise récupération et le temps qui va s'écouler. On était à la fin de possession. Mais on n'a pas entendu le buzzer. Non. Mais elle l'annonce, hein, les 2. arbitres. Hein. Le short clock justement. Les 12 secondes étaient écoulées. Et on sent les 2 équipes déterminées à vraiment ne rien lâcher. C'était bien joué hein, cette situation de passer balle hein, avec Brown. Malheureusement le rebond lui a un peu échappé des mains sur cette passe. Et on est toujours sur ce score de parité. Nicholson est encore freiné hein, par... Elle persiste hein, vraiment avec ses passes en l'air. Ouais. Et pourtant elles sont souvent freinées. Oh, l'accélération de Paige Crozon. Un point de plus pour le Canada. 15-14. Ah, si le Canada s'impose, Paige Crozon, elle sera pas loin du titre de MVP, je pense. Vous êtes d'accord? Ouais, totalement d'accord. Ce shoot en demi-finale, ce panier à 2 points tout à l'heure encore là en finale. Cette accélération, ce lay-up, ce point supplémentaire. Elle est vraiment impactante. Hein. C'est une leader de cette équipe. Et là, encore une erreur qui a été commise justement. Elles ne sont pas ressorties entièrement. Elles sont des grosses erreurs ça. Qui coûte cher, hein, c'est vrai, parce oui. qu'à ce stade du match, il reste 1 minute 58. Seulement un point qui sépare les 2 équipes. Chaque possession compte évidemment. Et on pourrait peut-être même envisager une fin de match en 21 points. Hein. C'est vrai que c'est 2 équipes qui peuvent être capables d'avoir un gros apport offensif. Trouver des tirs extérieurs à 2 points, l'image de Paige Crozon. Allez, Cassandra Brown avec Catherine Plouffe. Défendu par Anna Hank. Il reste 4 secondes pour Cassandra Brown pour trouver une solution. À la coupe, ce sera Paige Crozon avec la planche. Ça rentre encore. Ce shoot de Paige Crozon incroyable. La réussite de la joueuse canadienne. 14-17. Allez, la réponse peut-être non, c'est raté pour Marena Whittle. Oh, ce shoot. Très bien joué. Ils font 1 contre 1. En échec, elle n'est pas sortie. Cette bataille gagnée par personne. Ce que j'apprécie beaucoup moi chez cette joueuse là, Paige Crozon, c'est que c'est pas une joueuse qui s'enflamme. Elle a beau mettre des tirs qui sont très clutch sur l'attaque suivante, elle a été capable de trouver Catherine Plouffe sur le jeu posté. Elle est vraiment très lucide sur ses choix de shoot.
et ses choix de passe. Et ça en fait d'elle vraiment une force majeure de l'équipe. Ah mais celui-ci avec la planche, Maud, d'abord il est magnifique parce qu'elle est défendue, on est en fin de possession et puis on est surtout en finale à 14-15. Et vous rajoutez 2 points, ce qui permet à votre équipe d'en compter 3 à l'avance à 1 minute 24 de la fin. La possession en plus pour les Canadiennes avec Russell, pour Catherine Plouffe qui n'a pas contrôlé ce ballon. Elle va le conserver puisqu'il a été touché par Alain Hank a priori. Décision d'arbitre en tout cas. Ballon qui aurait heurté la jambe de l'Australienne. 7 secondes à jouer sur cette possession pour les Canadiennes. On rejoue avec Catherine Plouffe et Anna Hank. Elle est encore une fois défendue, elle perd la balle. Allez Clark, il va falloir faire quelque chose pour les Australiennes. Le shoot, oh il rentre également celui de Marina Whittle qui permet à l'Australie de revenir à une longueur. Elle réveille vraiment des mauvais souvenirs en moi, hein, mais c'est pas pour m'en déplaire parce que ça... Paige Crozon encore, cette fois-ci c'est raté. Et on est rentré dans la dernière minute, un peu d'avance pour le Canada. Et Clark a 2 points, ça rentre encore. Et l'Australie qui passe devant 18-17. On va laisser sortir le ballon du côté de Catherine Plouffe, 43 secondes. Et c'est l'Australie qui est devant, l'Australie qui était menée de 3 points. Et je sens bien cette fin de match en 21 points avant la fin du temps réglementaire. On le voit, les deux équipes sont à 8 fautes collectives, ce qui va entraîner forcément des lancers francs et 44 secondes quasiment. C'est énorme au 3-3. En tout cas, beaucoup de tension. C'est très belle finale qu'elle nous propose. Ouais, c'est magnifique, vraiment. Ces équipes. On n'est pas surpris parce qu'on l'avait dit, hein, le niveau de ces deux formations. Préparez votre pronostic, Maud, pour la MVP. Ah non. Alors choisissez une de chaque côté, Okay. évidemment, pour l'instant. Je les garde pour moi? Oui. Ok. J'ai déjà... Enfin, je pense qu'on a la même pour le Canada, puisqu'on en a parlé. Et pour l'Australie, moi, mon idée est déjà toute faite aussi. Ouais. Moi aussi, mais je suis pas sûr qu'on ait la même. Allez, c'est parti. En tout cas, pour l'instant, le Canada est mené d'un point. La possession pour Catherine Plouffe, qui retrouve Russell. Bien marqué par Clark au rebond. Et ça rentre pour Catherine Plouffe qui égalise 18 partout. 32 secondes à jouer. Whittle avec Crozon sur le dos. Elle va tenter le 1 contre 1. Elle gagne en taille. C'est raté au rebond. Nicholson. Il va falloir shooter. Ça n'a pas touché le cercle. Et donc le ballon qui sera redonné à l'équipe du Canada. Et Whittle qui perd un petit peu son sang-froid là, qui réclame une faute. Ça va être important hein, de gérer ses émotions sur cette fin de match. Il reste 20 secondes, 18-18. Et Bâle a une potentielle MVP justement. Au moins 2 possessions encore dans cette finale. 18 partout. Catherine Plouffe en 1 contre 1. Elle est bien défendue par Clark. Elle vient la chercher, hein, Clark. Clark, ouais. Faut le rappeler, hein, c'est vrai que c'est une culture différente. Hein, c'est un petit peu le basket hein, américanisé justement, où il y a un petit peu de trash talk aussi. Et tant que c'est fait évidemment avec fair play. 3 secondes 7 sur la possession avec Russell qui va prendre le shoot. Oh. Et ça ressort, le rebond pour Clark. Il reste 6 secondes. C'est la dernière possession pour l'Australie. Nicholson pour Clark. Oh, l'interception. Il faut tenter là. Le shoot de Crozon au buzzer. C'est raté. Overtime, prolongation entre le Canada et l'Australie. Et cette dernière perte de balle, elle aurait pu avoir une lourde conséquence. Complètement. Et donc le Canada, il me semble, a commencé avec la possession. Je m'en souviens plus bien. On va voir à qui revient la première possession là sur cette prolongation. Je dirais possession Australie au début du match. D'accord. Donc dans ce cas, ça voudrait dire que le Canada a la balle. Et on rappelle à nos téléspectateurs justement, c'est le premier qui marque 2 points. Qui remporte le match. Important de rappeler la règle. 2 points, donc un tir en dehors de l'arc de cercle, ou 2 paniers à 1 point, ou 2 lancers francs, puisque les équipes sont dans la pénalité. Donc la moindre faute offrirait de lancer à l'équipe adverse, et donc la balle de match. Et donc la balle canadienne. C'est pour le Canada. La première possession. Le public est debout pour cette fin de match. Elles n'avaient pas l'air au courant. Ouais, on demande une explication du côté d'Emma Clark. Et c'est important, hein, évidemment. Allez, c'est pour Russell la possession. Catherine Plouffe est choisie.
Oh, la belle passe pour Paige Trozo qui marque un point, ça ne suffit pas. L'Australie a la balle de match également en marquant à 2 points. Elle est bien défendue par Catherine Plouffe-Whittle. Et cette fois-ci, c'est Anna Hank qui marque le point. Le prochain panier déterminera quelle équipe remportera ce tournoi. Avec Russell, ballon en main. Elle est prise par Clark. Et belle défense, elle shoot, c'est raté, le rebond pour Clark. Là, il faut être patiente, hein. On le rappelle, elles peuvent aussi provoquer une faute pour avoir des lancers francs et un seul lancer franc suffirait. La balle de match pour l'Australie, on va jouer avec Anna Hank, avec Russell, elle se débarrasse de Russell, elle marque. Et la victoire pour l'Australie sur ce dernier panier d'Anna Hank. C'est donc l'Australie qui remporte ce Women's Series de Poitiers. On pouvait pas espérer un meilleur scénario, honnêtement, c'est vrai qu'elles ont proposé un super match. On écoute la joie des Australiennes, les salutations. Et alors vous allez nous dire votre MVP. Moi, elle porte le numéro 77. Maud, est-ce que vous avez le nom de votre MVP? La joie des Australiennes. Et donc je vous demandais votre MVP. Alors mon choix va se porter sur Clark, qui a été pour moi vraiment décisif sur l'ensemble des rencontres, hein. On l'a vu notamment sur l'élimination de Bucarest en poule. Eh bien nous avons le même choix. Super. Maud avec Emma Clark. Mais voilà, on ne sait pas encore le résultat, hein, réellement. Pour ce titre de MVP, on va recueillir la réaction des joueuses australiennes. Évidemment, regardez la joie des Australiennes qui s'imposent, les vice-championnes du monde, qui inscrivent leur nom au palmarès du tournoi de Poitiers. Allez, une petite réaction avec vous, Maud. En anglais. I congrats for the win and big tournament for you. It was a huge final after overtime. How do you feel after this game? Yeah, I'm really proud of the girls. That was a battle, as you saw. It was going either way the whole game. So, yeah, really proud they pulled it out. It was great. Great basketball. Yeah, congratulations. And which one is your next women's series for you? We have the Commonwealth Games and we've got a couple back in the Asian region. So I think we're going to Singapore, China and Thailand next. But thank you so much, Europe. It's been so much fun. Oui, oui. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Congratulations. See you. Je vous laisse traduire. Et donc, ce que Whittle là, nous disait justement, que c'est que ça a été un match très disputé, hein, elle l'a dit, hein, 50-50 sur les possessions, elles ont vraiment joué de bout en bout. Et le prochain tournoi pour elles justement sera à Singapour, donc là elles continuent leur préparation et honnêtement elles sont très contentes du résultat et aussi elles sont reconnaissantes de l'ambiance qu'il y a pu avoir sur ce Women's Series à Poitiers. À Poitiers, merci beaucoup Maud. On va suivre bien la remise des récompenses évidemment pour la MVP. D'abord, on va d'abord attendre son nom. Est-ce qu'on a le même ou pas? On peut avoir une surprise peut-être. Bon, c'est vrai qu'elle le mérite toutes, hein, évidemment. On a dit, hein, cette équipe très collective, cette formation australienne. Avec aussi qui peut paraître des fois un petit peu moins clutch, mais au final qui a un apport offensif très important sur les rebonds, sur la qualité de passe qu'elle peut avoir aussi. Et c'est vraiment une équipe complète, homogène, comme vous le disiez tout à l'heure justement. Les photos et la numéro 77. Bien vu, Maud. Emma Clark, MVP de ces Women's Series. Regardez comme elle est fêtée par ses coéquipières. Elle va recevoir donc ce titre de MVP. Emma Clark, remis par le président Vadim, le président de l'association 3-3 Poitiers, à Emma Clark, le titre de MVP. Elle a été très précieuse, hein, ouais. Notamment avec des gros tirs à 2 points, un impact aussi considérable défensivement. Elle a perdu très peu de duels sur ce tournoi et vraiment félicitations à elle, c'est mérité. Ouais, costaud, Emma Clark. La meilleure scoreuse finalement, Emma Clark, vous voyez, avec cette finale, elle a fait son retard avec ce match supplémentaire.
meilleure scoreuse et meilleure évaluation, comme il disait. Donc là, Oui. on parle aussi du cumul des passes décisives, des rebonds et Avec, aussi les de statistiques. l'efficience. Ouais. Justement, avec peu de déchets pour elle. Mine de rien, c'est vrai qu'elle a été très efficace et très juste dans ses choix. Emma Clark, donc MVP de ce tournoi Women's Series de Poitiers. Et maintenant, la récompense pour l'équipe entière. L'équipe d'Australie qui s'impose donc face au Canada après prolongation. Alors que, comme en demi-finale, hein, c'est l'équipe adverse qui avait marqué le premier point. Et finalement, les Australiennes qui sont revenues et qui ont marqué le point décisif, ce dernier panier. La victoire de Team Australia dans ce Women's Series Poitiers 2026. Regardez la joie des Australiennes, des vice-championnes du monde qui s'imposent à Poitiers. Elle célèbre comme il se doit. C'est vrai que Sylvain Meunier le précisait, c'est toujours compliqué de gagner un Women's Series, de faire preuve de consistance sur chacune des rencontres, et notamment quand le plateau est aussi élevé et aussi compétitif. Un sans faute, 5 matchs, 5 victoires pour les Australiennes. La photo avec le staff. Et donc on le rappelle, un joli prize money de 14 000 $ pour l'équipe qui a remporté ce tournoi. Et le circuit Women's Series qui va se poursuivre. 24 étapes cette année avant la finale à Shanghai. Et donc cette étape est remportée par l'équipe d'Australie. Merci beaucoup Maud d'avoir commenté cet événement en direct sur Noah et sur France.tv. Merci Freddy, j'ai pris énormément de plaisir et c'est vrai que le niveau était au rendez-vous, donc c'était vraiment une super édition. Nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique qui a œuvré pendant 2 jours. On est ravis de vous avoir proposé ce spectacle. On vous souhaite maintenant une excellente soirée sur Noah et à bientôt. Bonne soirée.